Bienvenue à ce deuxième jour du Indaba X Sénégal 2021. Donc, je rappelle que cet événement est organisé par Galsen IA en collaboration avec l'Université virtuelle du Sénégal, Women in Machine Learning et Data Science Dakar. Donc, permettez-moi juste de remercier nos partenaires également, Facebook IA, Google, Orange Digital Center, Social Netlink, Bamtu et Zindi, et aussi Deep Learning Indaba. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, nous aurons de suite un tutoriel avec M. Ousseynou Mbaye sur Predicting the Price of Bitcoin with Deep Learning. Donc, de 10h30 à 11h15, et ça sera suivi par une présentation de Dr. Boubacar Ba sur Error Correction Neural Network for Economic Forecasting, donc de 11h15 à 12h. Et après, ça sera suivi par un autre tutoriel de 8MLDS Dakar. Donc, il y aura un petit changement ici. Donc, nous aurons le tutoriel de 8MLDS Dakar au lieu de la présentation de M. Ousmane Dia. Et on va observer une pause de 13h à 14h. Et là, ça sera suivi par la présentation de M. Ousmane Dia sur Uncertainty in Deep Learning. Et après, nous aurons une autre présentation sur IA et employabilité par Madame Fatoumata Fall. Et pour la dernière présentation, ça sera donné par Madame Bellona Sona sur éthique et IA. Donc, ça sera juste suivi par la délibération du hackathon et également des mots de clôture de la part du président de la commission d'organisation de Indaba X 2021. Alors, donc, je rappelle juste qu'à chaque présentation, vous avez la possibilité de poster vos questions sur la page Q&A et après, toutes ces questions seront relevées et posées aux présentants. Et, donc, nous n'allons pas aussi terminer cet événement sans pour autant prendre des photos de famille. Donc, à la fin, on va vous demander d'activer vos caméras pour qu'on puisse avoir des photos quand même pour immortaliser ces moments. Alors, sans plus tarder, je m'avais laissé la parole à M. Ousseynou Mbaye qui va nous faire un tutoriel sur Predicting the Price of Bitcoin with Deep Learning. Ousseynou, si vous êtes là. Oui, je suis là, Sarah. D'accord, donc vous avez la parole pour 45 minutes. Merci. D'accord. Est-ce que vous voyez, Sarah? Oui, c'est bon. Allô, Sarah? Vous avez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, vous avez ma présentation en PowerPoint. Oui, exact. Merci. Merci pour cette introduction. Peut-être un petit mot de présentation pour ceux qui ne connaissent pas peut-être. Je suis Ousseynou Mbaye. Je suis data scientist, doctorant en 4e année en machine learning appliqué in healthcare à l'Université de Mbaye. Je suis aussi membre de Galsen AI et membre du comité d'organisation de Indaba X 2021. Je vais vous présenter le tutoriel sur la prédiction du prix du Bitcoin. L'idée, c'est de pouvoir utiliser peut-être le cours du marché, regarder les données, comment ils se fluctuent et essayer de voir dans une semaine quel sera en tout cas sur une durée d'une semaine, quel sera le prix du Bitcoin en tout cas, bon, pour ceux qui essaient de gagner de l'argent comme Gargan, bon, ils pourront peut-être se dire que c'est validé, mais de toute façon, on va essayer de voir à la fin est-ce qu'on arrivera quand même à avoir quelque chose qui est assez intéressant par rapport à l'idée de base.
Est-ce qu'un modèle de deep learning est-il capable de prédire ou de, en tout cas, bien deviner comment va se comporter le marché boursier? Pour ceux qui en connaissent un peu, ils savent que le marché, il est assez fiable. Des fois, ça augmente, des fois, ça descend. Et après, du jour au lendemain, il vient d'une minute à une autre, ça peut vraiment basculer en fonction d'une déclaration du ministère de l'économie quelque part, ou en tout cas quelqu'un qui est assez influent, ou bien en tout cas un événement quelconque pour influencer sur ce qui va se produire sur le marché, ce qui fait peut-être même la complexité de cette tâche que nous avons essayé avec, avec Siriman Konare qui n'est pas là et que nous avons travaillé avec vraiment sur ce tutoriel-là. De base, c'est pas un tutoriel, c'est vraiment un travail de base qu'on avait fait et que nous avons travaillé depuis un moment, qu'on travaille sur cette chose-là. Et peut-être ça ne va pas être facile de tout présenter ici, mais on va faire l'effort de donner un extrait par rapport à ce qui a été fait et peut-être présenter les résultats à la fin de ce tutoriel-là pour montrer quelles sont les bases électriques qui ont été établies pour arriver à faire ce travail. Maintenant, pour ça, il nous faudra d'abord, peut-être, on va discuter un peu de les composantes les logiciels qu'on aura besoin pour faire un tel tutoriel. Ensuite, discuter comment choisir le bon modèle, la normalisation ou la dénormalisation des données qui seront vraiment la clé de ce qui va se faire ici et pour qu'il nécessitera une certaine compréhension. Et après, on va peut-être passer un peu plus de temps par rapport à ça, expliquer un peu et d'explorer un peu ces données-là, comment elles se sont comportées et pourquoi choisir d'aller vers un réseau de neurones ou bien quelque chose comme un LSTM. Ensuite, les composants du modèle, la préparation des données après validation et la production. Bon, là, je pense que ça va être trop limite parce qu'on n'aura pas assez de temps pour arriver à faire la production. Peut-être juste dire comment et les outils qui seront utilisés. Et peut-être dans un futur proche, si Galsen AI ou IBS et ses partenaires sont ouverts à organiser un autre événement où on aura un peu plus de temps, peut-être nous pourrons vraiment détailler de plus en plus ce travail qui a été fait et peut-être permettre aux gens de voir comment cette chose peut être déployée, arriver à la production et peut-être même utilisée en temps réel. OK. D'abord, les logiciels qui seront utiles à notre travail, il nous faut d'abord Python 3. En fait, oui, parce que les logiciels, ça nécessite une certaine vraiment stabilité par rapport à ce qui veut être fait. Et ceux qui seront peut-être de Python 2.7, ils auront un problème de compatibilité. Il va falloir peut-être revoir tout le code qui a été écrit. Ensuite, nous avons utilisé aussi TensorFlow, sera aussi nécessaire par rapport à ce travail-là. C'est un outil, c'est un framework open source qui va constituer vraiment, qui permet vraiment, en tout cas qui facilite l'utilisation du deep learning avec ses compagnons de base, que ce soit Keria, qui est vraiment l'utilitaire qui permet vraiment très facilement de faire du deep learning à partir de TensorFlow. TensorBoard aussi, qui est vraiment un outil assez intéressant pour pour l'optimisation du modèle, en tout cas l'évaluation ou la validation, ça vous permettra de voir en temps réel comment vous pouvez gérer les hyperparamètres. C'est un petit API qu'on peut faire apparaître et qui vous permet de jouer sur les hyperparamètres. En fait, les hyperparamètres, ce sont ces petites valeurs, en tout cas ces petits paramètres du modèle qui sont en général donnés de manière aléatoires, en tout cas, ou bien qui sont choisis par celui qui écrit son modèle et qui sont vraiment pas faciles à cerner ou bien à choisir. Avec TensorWord, vous aurez un outil interactif qui vous permet de voir l'évolution entre la courbe de validation et la courbe d'entraînement, ce qui vous permet de viser à quel moment on peut s'arrêter de choisir ces paramètres-là de manière à ce que ça ne fait pas du overfitting ou bien ça ne fait pas du underfitting. C'est pourquoi c'est un outil que j'aime particulièrement parce que ça m'aide vraiment dans le choix de ces différents paramètres. Ensuite, les outils de base, Jupyter Notebook, Panda, NumPy. Jupyter Notebook, c'est ça que je vais utiliser ici parce que
ça me permet de créer une session interactive où je peux vraiment écrire le code tout en regardant ce qui se passe derrière. Panda, ça me permettra de charger les jeux de données. C'est un framework assez intéressant pour ceux qui connaissent, qui sont dans le milieu. Vraiment, il est très connu et célèbre. NumPy, c'est l'outil de base qui permettra de faire tout ce qui est calcul numérique ou calcul mathématique, ainsi de suite. Et pour ça, il y a un certain nombre d'exigences que nous avons fixées. Pour Python, on a choisi une version 3.7, TensorFlow et Buffer au moins une version 2.0, il y a la version 2.2.4, TensorBoard, ainsi de suite. Et vous avez vraiment toutes comment on l'appelle, les versions, en tout cas au moins qui sont, parce que plus vous avez, si vous avez une version qui est plus avancée que ces versions qui sont citées dans ce document-là aussi, ça permettra de faire le travail. Par contre, si vous avez des versions qui sont un peu plus anciennes, vous risquez d'avoir un problème de compatibilité dans certaines parties du code et ça permet, bon, ça se connaît parce qu'en fait, les choses, ça évolue trop vite par rapport à Python, à sa très grande communauté qui est derrière, ce qui fait que donc, peut-être il faudra être très souvent faire les mises à jour, les updates qui permettent d'être vraiment par rapport à rester par rapport à ce qu'on veut faire. Maintenant, ça, je n'ai pas trop à en tirer parce que depuis hier, que ce soit chez Abdoulaye Thiam, que ce soit, je pense, Souleyba, que ce soit Pape Babacar, ou encore Samy, les gens ont discuté par rapport à tous ces modèles-là, comment leur fonctionnement, leur structure, leur développement, dans quelles choses ils ont été vraiment trop performants et tout ça. Par contre, comme je veux faire un truc, parler de deep learning, donc je fais juste le tour des modèles qui existent et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas se réveiller et dire oui, je veux faire tout simplement du LSTM. Non, c'est pas. Il faudra peut-être que je vois est-ce que ce CNN il comporte mieux par rapport à ce que je veux faire ou bien est-ce que c'est du deep renforcement learning qui est plus adapté à ce que je veux faire. Et donc, c'est important de bien choisir quels sont les modèles qui permettront en tout cas, qui s'adapteront mieux au type de données que vous avez. Et pour nous, ça va être un LSTM parce qu'en fait, ils sont trop, en tout cas, ils sont assez performants pour ce qui est des données séquentielles. Et de base, ils ont été construits pour, comment on l'appelle, pour régler le problème qui est lié à ce qu'ils appellent les vanishing gradients, ça veut dire qui va à gauche, qui va à droite. Et après, il faut avoir tout simplement les données. L'idée, c'est qu'en fait, une observation donnée quelque part est forcément liée à une observation qui est à sa gauche ou bien une observation qui est à sa droite. Et comme les données qu'on va utiliser, vous allez vous rendre compte que c'est des données qui sont mesurées du jour au lendemain parce que le marché financier, il est comme ça. Le prix du Bitcoin, il est évalué à la fin de la journée ou bien en tout cas à chaque moment de la journée, ce qui fait que donc les observations sont séquentielles et sont liées les unes et les autres, ce qui fait que peut-être qu'il y a un point influencé notre choix à aller vers ce LSTM. Et de base, il est trop, en tout cas, il a fait ses noblesse dans la reconnaissance de vocal, en tout cas la génération de translation de, comment on l'appelle encore, les translations de langue. C'est à peu près ce que Google utilise aussi dans Google Translate. Aussi, si vous pouvez juste mettre votre présentation en mode diaporama, genre plein écran en fait. Oh, je m'excuse. Voilà, merci. Je suis désolé. OK. Bon, là, il y a un petit souci parce que j'ai perdu mes formules de maths qui étaient là, mais ce n'est pas grave. C'est juste lié parce que les données que nous aurons aussi, soit ils sont trop grands, soit les chiffres sont assez élevés, soit ils sont assez faibles. Donc, on utilise des techniques de normalisation très souvent qui nous permettent d'arriver dans une échelle où on peut plus, où les données sont, les valeurs sont plus faciles à être exploitées, comment on l'appelle, à être, en tout cas, expliquées ou à exploiter. Après, il y en a trois techniques. Il y a le Z-score. En général, on utilise lorsque les distributions sont gaussiennes et que vous avez des données qui sont suivent une certaine loi gaussienne. Et l'idée, c'est d'utiliser tout simplement la moyenne sous forme d'erreur quadratique. Ça veut dire que vous prenez une observation, vous enlevez la moyenne divisée par une certaine valeur qui permet d'arriver vraiment à être sur une échelle de rond et que les données sont gaussiennes. Le point relative normalisation, ça c'est prenez une observation et ensuite vous divisez par l'observation de le plus élevé par rapport à ce que vous avez dans les jeux de données. Et c'est ça que nous allons utiliser dans cette étude-là.
Et c'est ces techniques-là que nous utilisons. Et ensuite, la troisième technique, bon, c'est vrai, on a expérimenté les trois. Et ensuite, par contre, par rapport à cette présentation, j'ai choisi juste la partie où j'utilise la deuxième méthode de normalisation parce qu'elle est trop simple dans l'implémentation et ça permet aussi d'aller un peu plus vite par rapport à. Mais pour ceux qui seront intéressés par rapport à ces trois méthodes-là aussi, vous pourrez voir que c'est vraiment assez intéressant. Parce que le maximum minimum, ça, vous prenez l'observation, vous enlevez le minimum de la série, vous divisez par l'observation moins le maximum de la série, ça c'est la troisième méthode. Ça vous permet toujours de rester aussi dans une échelle de 0,1. Et c'est important de pouvoir normaliser les données parce qu'à un moment donné, vous allez, si vous choisissez de vérifier la qualité ou de votre modèle en utilisant par exemple le mean square error ou le RMSE, vous pouvez avoir des valeurs qui sont extrêmement grandes et que dans l'explication, il est très difficile de pouvoir les interpréter. Et quand vous êtes normalisé, quand vous êtes dans une échelle un peu plus raisonnable, les valeurs sont en terrain et vous avez un RMSE qui est vraiment plus être à expliquer par rapport à la norme des données. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous faites de la normalisation et que vous faites le modèle de prédiction, arrivé à la base, les données que vous avez prédites seront dans la base, dans la nouvelle base. Et donc, il va falloir écrire une autre fonction de dénormalisation pour revenir à l'échelle de base pour pouvoir avoir des prédictions qui sont assez normales. Après, bon, quand on arrive, c'est important de voir quelle est la structure de comment structurer le problème. Est-ce que vraiment j'ai quelque chose qui me permet d'aller vers, de dire que je dois écrire un modèle de prédiction ou pas. Et après, on commence par regarder est-ce que nous avons des vraies données. Si nous n'en avons pas, il faut retourner. Si vous avez, on se pose la question, est-ce qu'on a suffisamment de données? Si oui, on continue le travail. Sinon, il faut aller chercher encore des données. Et après, on arrive à avoir vraiment suffisamment de données. Et après, là, il faut faire le pré-traitement. Ensuite, le pré-traitement et après faire la modélisation et l'exploitation. Bon, je ne vais pas trop aller parce que je suppose qu'en fait, tous ceux qui nous suivent, ils connaissent comment ça fait le pipeline de production d'un modèle. Ça veut dire qu'il faut avoir des données, il faut les traiter, il faut ensuite faire l'évaluation, ensuite il faut faire et ajuster le modèle et peut-être aller vers le déploiement. Et je pense que tout le monde le connaît comme ça et c'est ça l'idée qu'on va appliquer. Maintenant, pour arriver à ce qui nous intéresse vraiment, c'est par rapport au Bitcoin. Les données que nous utilisons, ils sont disponibles dans Yahoo Finance. Et je pense que je peux faire ça. Arriver à... Les données que nous utilisons, ils sont ici. Et que vous allez dans Yahoo Finance, vous avez vraiment tout un ensemble de choses qui existent, que ce soit le gold, tout c'est le Nasdaq, en tout cas, qui sont utilisés dans le marché. Et on peut arriver à voir le Bitcoin qui est à ce niveau-là, c'est ça que nous avons utilisé dans cette étude-là. Et quand on observe, on voit qu'il y a, et voici l'évolution du marché, ça veut dire que bon, ça peut être tous les minutes, tous les 15 minutes, en tout cas tous les 30 minutes, on voit comment se comporte le prix du Bitcoin, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ici, nous sommes sur une tendance, vous voyez, actuellement, où on a la chance, on vient juste d'arriver au moment où ça prend une petite pique, où ça descend à ce niveau-là, et que ça tourne autour de 48 625, le prix unitaire d'un Bitcoin. L'idée pour nous, c'est de dire, si le marché ferme à ce niveau-là, demain, après-demain, quel sera le prix comment on l'appelle, le prix d'un Bitcoin. Et après, si on regarde les données historiques, voici ce que nous avons. Les données historiques, voici comment ça va se comporter. Il y a la date d'abord. Par exemple, aujourd'hui, le marché boursier, il ouvre avec une valeur de 48 900, ça c'est le prix du Bitcoin. Ça, c'est ce qu'ils appellent le fond. Le high, c'est en fait la plus grande valeur observée depuis l'ouverture du marché. Ça, c'est pour une journée. Le low, c'est la plus petite valeur observée depuis l'ouverture. Et après ça, le close, c'est le prix de fermeture du marché. Et ensuite, vous avez le volume, ça veut dire que l'essence globale, le montant total des essences qui ont été réalisées pendant cette journée-là. Maintenant,
L'idée, on a tous ces variables-là qu'on va voir un peu plus près dans notre notebook, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut prédire. Est-ce que nous, on veut prédire la valeur de fermeture du marché ou bien la valeur d'ouverture, tout en sachant que la valeur de fermeture du marché aujourd'hui correspond à la valeur d'ouverture de données. Par exemple, quand vous regardez à ce niveau-là, cette valeur de fermeture ici, elle correspond à peu près à la valeur d'ouverture du marché de ce jour-là. Et donc, l'idée pour nous, c'est de dire que donc, on va regarder le close. Il y en a certains aussi qui sont allés regarder le volume. Donc, nous, ce qu'on va voir, regarder, c'est cette valeur de fermeture et on va essayer de prédire cette valeur cette valeur de fermeture pour chaque jour pendant une durée de ce jour. Et après, on peut télécharger les données à ce niveau-là et ensuite les regarder et faire ce qu'on veut avec. OK? Et je pense que je peux basculer directement sur mon notebook. Ça me permet. Est-ce que c'est bon, Sora? Ou bien je dois zoomer encore? Je pense que c'est bon comme ça. D'accord. Bon, comme le temps, on n'a pas assez de temps, je pense qu'il va falloir que je fasse un peu plus vite par rapport à ça. Donc, dans cette première partie, ce qu'on va faire, c'est juste explorer d'abord le jeu de données que je venais de montrer et que nous avons téléchargé. Bon, là, on a les librairies qu'il nous faut juste pour traiter ce jeu de données. Nous l'avons téléchargé dans cette partie-là et avec la bibliothèque Panda que nous avons utilisée, que j'expliquais tout à l'heure, qui est vraiment très utile dans le traitement. Et ensuite, on voit ce que j'ai expliqué, voici les principales caractéristiques, en tout cas, de ce jeu de données-là. Et on observe exactement les valeurs qui sont dans le site de Yahoo Finance. Dans cette variable, il y a la date d'observation, le open, le high et toutes ces valeurs qu'on venait de dire tout à l'heure. Et après, on peut faire une observation tout à essayer de voir l'exploration de ces données-là. Ils ressemblent à quoi? Parce que peut-être, est-ce que je ne dois pas, qu'est-ce qui me dit que je dois aller vers un LSTM ou je ne dois pas faire une série temporaire ou aller au-dessus, mais c'est juste que je dois avoir une idée du comportement des données. De toutes les façons, on sait qu'ils sont séquentiels. Ça, c'est une chose. Mais vous voyez comment ils se comportent quand on regarde la période, parce que je pense que je peux faire j'ai le head ici, je peux pas regarder aussi. Je peux faire ça justement. Bon, je peux mettre. OK. Et donc, vous voyez que les observations, ça commence en 2014. Et ensuite, le jeu de données que j'utilise, il s'arrête ici en 2019. Bon, c'est un ancien. Après, l'idée, c'est de construire mon modèle avec ce jeu de données-là. Et après, je vais le mettre dans l'environnement réel en allant chercher les données exactes du marché actuellement à la fin. C'est ça que je vais faire. Et donc, on voit que c'est une période assez longue, de 2014 jusqu'à 2019. Maintenant, on voit comment il va se comporter. Au début, le prix il est assez faible, ça ne monte pas parce qu'on est aux alentours de 2500 ici. Jusqu'en 2017, on observe que ça va monter. Ensuite, il atteint un certain pic en 2018. Il commence en tout cas à fluctuer à ce tour-là. Il descend et jusqu'en fin 2018, il est revenu à un niveau assez bas. Et après, il va encore remonter jusqu'en 2019. Et cette tendance qu'on peut, si on actualise les données, vous verrez qu'après, ça va continuer à grimper jusqu'à atteindre vraiment des sommets. Parce que à partir de 2500 ici, en tout cas vers 2014, et actuellement en 2021, il est à 48 000. Ça veut dire que vraiment, ça continue toujours à fluctuer. Et donc, ça a une allure plutôt que d'une série temporelle. Et bon, et ceux qui me connaissent, en tout cas, ils savent vraiment que j'aime vraiment les séries temporelles, de voir quelle est la tendance, la saisonnalité, aller vers ces choses-là. Mais on peut, dans la pratique, utiliser vraiment des modèles de séries temporelles classiques, que ce soit les modèles Arima ou les modèles d'école aussi, pour essayer de comparer par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais je pense que ça peut être un travail sur lequel aussi on pourra voir pour comparer par rapport à ce que nous avons fait. Et à partir de ce moment, maintenant, il faudra qu'on prépare notre jeu de données à être utilisé par rapport à ce que nous voulons faire.
Et comme les processoires TensorFlow ou Keras utilisent des matrices ou des tenseurs, donc il faut être dans un format qui permet qui pourra être vraiment pris en charge par rapport à ces frameworks que nous voulons utiliser. Et donc, en observant au départ, vous vous rendez compte que ici, les données, il n'y avait pas vraiment, c'était pas stable, linéaire. Ici, ça montait de manière assez simple. Et donc, on peut décider de dire qu'on va regarder les données à partir du moment où ça commence à vraiment augmenter, ça veut dire vers 2017 ou 2016. Là, j'ai fait juste un zoom entre 2017 et 2018. Ça vous permet de voir que ici, vraiment, le pic a été atteint à ce niveau-là. Et donc, je peux décider, nous avons décidé de ne pas prendre en compte les données entre 2014 jusqu'à 2017 parce que comment on l'appelle, l'évolution ici à ce niveau de données était vraiment très faible et que je ne pense pas que ça puisse avoir une certaine importance par rapport à ce que nous voulions faire à ce niveau-là. Et on a décidé vraiment bon, c'est de manière grossière quand même parce que tout le monde connaît comment ça fonctionne dans ce truc-là. Plus de données, plus de précision peut-être même. Et donc, on récupère les données, ça veut dire je vais récupérer à partir de 2016 et ensuite, je décide de comme je vais faire une prédiction de la valeur de fermeture du marché. Je vais récupérer les valeurs sur le close et les valeurs sur le volume. Parce qu'en fait, ce que je vais écrire sur le close, j'ai fait exactement la même chose sur la valeur, sur le volume total des essences qui sont réalisées par vous. Ça veut dire que vous pourriez, à la fin, remplacer la variable close que je vais utiliser par la variable volume et prédire le montant du volume des essences. Bon, ça peut être intéressant pour les grandes, comment on l'appelle, les grandes sociétés de trading, peut-être qui ont vraiment besoin de voir quel est le volume total des essences, mais peut-être pour des gens comme nous, on peut s'intéresser vraiment à la volume au montant de fermeture du marché. Et donc, je choisis ces valeurs-là et ensuite, l'idée c'est que nous voulons vraiment comment on l'appelle encore, et après, je les regroupe parce que l'idée pour moi, c'est de pouvoir prédire pendant les périodes d'une semaine. Bon. Quelqu'un peut choisir la période d'un mois, de 6 mois ou 2 ans, mais je pense que la quantité de données ne donne pas vraiment une certaine garantie que quand vous allez sur des périodes de 1 an ou des périodes de 6 mois, est-ce que vous aurez certaines précisions que l'on peut avoir par rapport à ici, parce que en tout cas, en statistique classique, on disait que pour ce qui est des séries temporelles, si vous voulez, vous avez une durée de 12 ans, en tout cas une période donnée, vous pouvez prédire sur une durée de 1 tiers la plupart du temps. Et donc, je regroupe en week-end. Ensuite, j'utilise la fonction de normalisation ici. Bon, après, il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent que j'ai écrit quand même pour gagner du temps parce que j'ai écrit un certain nombre, par exemple, les fonctions de normalisation et les fonctions de OK. Donc, j'ai écrit un certain nombre de fonctions qui me permettent de pouvoir le faire à ce niveau-là et gagner un peu plus de temps. Et donc, je vais juste appeler cette fonction-là. Et la normalisation, c'est ça que je vais faire à ce niveau-là. Et ensuite, je vais juste, si je termine la normalisation, je fais encore un plot sur mes données et pouvoir comparer. Vous voyez, c'est comment la chose il change parce que j'étais à ce niveau-là. Ici, quand j'ai regardé, alors que j'ai laissé les données dans leur valeur SL normale, les valeurs réelles des données, et donc c'était plus difficile d'avoir une appréciation, en tout cas par rapport à comment ces données-là vont se comporter. Mais là, ça a vraiment une tendance un peu plus normale avec des variations, en tout cas, qu'on peut voir qui sont assez intéressantes et qui nous permettront de voir ce qu'on peut faire par rapport à ces jeux de données. Maintenant, après, quand on arrive à récupérer nos données sur cette partie-là, maintenant, il va falloir regarder, parce que pour évaluer, il nous faut d'abord un jeu de données d'entraînement, il nous faut un jeu de données de test. Et donc, nous, on va splitter les données en 2 parties.
Maintenant, j'utilise les 80% pour faire le trend et 20% pour faire le test. Ici, ce qui est différent par rapport en fait, ce qui est la différence par rapport aux séries temporelles, c'est que quand vous devez faire, vous devez splitter vos données, vous ne pouvez pas dire que je vais couper de manière aléatoire. Dire que oui, je vais prendre un week-end au début, un week-end, un milieu, mais en fait, vous dites, vous prenez une durée, en tout cas, et vous réservez les 20% des derniers week-ends pour pouvoir, en tout cas des dernières semaines, pour faire le test. C'est vraiment une particularité des séries temporelles où, si vous dites, j'ai des observations de mars à janvier, à septembre, par exemple, et que je veux entraîner, je vais prendre les observations à partir de mars jusqu'au mois de juillet. Maintenant, à partir de juillet pour septembre, je vais réserver pour faire le test. Et c'est ça comme ça que ça se passe. Et donc, on va y séparer ce jeu de données-là. On va faire le trend test avec les 80% et les 20%, on va faire le test. Après, bon, il y a la possibilité, parce que là aussi, on a fait la validation avec, on peut faire la validation et ensuite optimiser les hyperparamètres et tout un ensemble de choses et ensuite revenir pour l'évaluation. Mais on va essayer de gagner du temps quand même. On va faire juste le trend et le test ici, à ce niveau-là. Et donc, j'ai mes données qui sont prêtes pour le test et pour l'entraînement et que je suis regroupé en week-end, en semaine, parce que l'idée, c'est de pouvoir, comment on dit encore, de pouvoir prédire le prix bilan pendant une semaine. Et je vais le stocker dans ma machine, je vais le garder quelque part et ça me permettra de les utiliser plus tard dans la prédiction. Et dans cette partie-là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, notre jeu de données, qui est un jeu de données comment on l'appelle encore, qui contient les valeurs de fermeture ou d'ouverture du marché du Bitcoin et le volume des échanges pendant une durée depuis 2014, on a remarqué qu'en fait, il atteint des sommets, en tout cas, une certaine variation explosive entre 2017 et 2018. Et après, il redescend à un certain moment, mais après, avant de repartir. Et c'est pas facile d'expliquer parce que ces phénomènes-là sont liés à un certain nombre de choses qui très souvent ne sont pas forcément liées au marché. Ça peut être des facteurs exogènes qui sont liés à un certain, je ne sais pas, en tout cas, un événement qui n'est pas forcément lié au marché boursier, mais qui a un impact financier dans beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi c'est un peu difficile de pouvoir expliquer pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Bon. Mais quand on y regarde de près, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une explosion du prix ou bien que ça s'assure drastiquement, vous verrez qu'il y a un événement peut-être quelque part qui a un peu influencé ces choses-là. Maintenant que nous avons notre jeu de données qui est prêt pour être utilisé, maintenant on s'attaque à la création de notre modèle. Et comme on l'avait expliqué tout à l'heure, on avait besoin de TensorFlow et de Keras pour pouvoir arriver à ça. Et donc, ce que je fais, c'est juste qu'on initialise en important les bibliothèques qui sont importantes par rapport à l'utilisation à ce tutoriel-là. Et après, bon, dans la documentation, pour ceux qui voudront peut-être plus, ou bien qui ne sont pas familiers avec ces notations que nous avons, il y a une documentation qui est assez large, qui est vraiment disponible. Et je pense que vous en trouverez un peu partout dans beaucoup de sites, vraiment, ou bien dans le site officiel même de TensorFlow, et vous pouvez retrouver vraiment de la documentation qui est assez intéressante à ce niveau-là. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que notre modèle, il doit prendre un certain nombre de paramètres et il va falloir qu'on lui donne la période. Il faudra donner le nombre de périodes aussi. La longueur d'une période, pour nous, ça va être une semaine, ça veut dire 7 jours. Le nombre de périodes, si on observe les données qu'on a prises, ça fait 208 semaines et il contient le jeu de données. Et comme la longueur d'une période est égale à 1, et ensuite, on va faire l'entraînement sur les 20%, ça veut dire, et le test sur les 20%, ça veut dire les 21 semaines qui seront gardées pour faire le test. Et donc, le nombre de périodes que je vais avoir dans l'entraînement, ça va faire 186 périodes. Et à partir de ce moment, je peux guider le modèle avec, là aussi, j'utilise juste parce qu'il y a un certain nombre de choses aussi qui sont écrites par rapport aux fonctions qui sont là et qui sont déjà prêtes derrière qu'on peut appeler et utiliser dans notre modèle. Mais ça, c'est la structure classique que tout le monde connaît. Donc, je lui donne la période
va prendre la période en entrée, le nombre de périodes. Le batch size, c'est lorsqu'on a assez de données et qu'on veut vraiment prendre sur comment on l'appelle encore, faire des tirages sur des périodes et pouvoir faire l'entraînement, évaluer, garder, ensuite revenir et encore faire le tirage, ainsi de suite. Bon, comme la période, on n'a pas, bon, je ne dis pas qu'on n'en a pas suffisamment, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je fixe juste le batch size à 1 pour ne pas me fatiguer quand même. Je pense que je dois... Sohar, il faut me contrôler le temps parce que je ne sais pas. Je dois m'arrêter à quelle heure? Oui, c'est nous, il reste à peu près 5 minutes. Wow, Sohar. OK. Donc, je vais faire vite là. Je vais sauvegarder parce que je vais garder une version de mon modèle que je vais appeler dans la suite. Et après, il me faudra créer un environnement de travail où je vais entraîner le modèle. Je fais exactement bon. Donc, je vais faire vite quand même. Et OK, parce que je dois faire ça. Je fais sauter ici et donc, peut-être arriver à ce niveau-là parce que je pense que le reste, après, on aura où vraiment, je fais l'évaluation de... j'ai entraîné avec les données que j'ai, je fais l'évaluation du modèle. Et maintenant, je veux voir est-ce qu'il est assez performant. Parce que dans ce cas, nous avons choisi de prendre tout simplement on l'appelle le RMSE ou le ministère pour pouvoir mesurer la pertinence de ces données-là, en tout cas du modèle. Et après, on peut voir que ce n'était pas avec les données qui ne sont pas, comment on l'appelle encore, normalisées. À ce niveau-là, je peux avoir une idée de comment le mean square error, ça veut dire quand vous faites la somme sur les valeurs réelles prédites moins les valeurs prédites moins la valeur réelle de tout au carré divisé par le nombre d'observations. Et vous regardez quelle est la distance entre ces valeurs. Vous voyez que ça évolue, mais que cette distance, elle est dans un espace assez raisonnable parce que ça variera de 0 à 0,5 fois. En fait, n'oubliez pas qu'ici, nous avons utilisé les données qui sont normalisées. Et que l'échelle était sur 0,1, ce qui nous permettait d'avoir des valeurs de NSI qui sont assez proches de 0. Difficile à interpréter quand même parce qu'en fait, c'est quoi cette valeur qu'on reporte? Est-ce qu'on prend la somme? Ça veut dire que l'erreur totale produite sur la prédiction tout au long des observations qui permet comment il faudra peut-être l'interpréter. Est-ce que c'est vraiment une mesure qui me permet de dire que mon modèle il est pas forcément satisfaisant ou pas? Bon. Et pour ça, comme ça peut être assez difficile à faire, ce que je fais, je vais faire la prédiction sur le modèle et ensuite je vais comparer avec les valeurs réelles que je vais faire ici. Et donc, on peut observer que le modèle, en tout cas, il est un peu similaire il prend à peu près la même tendance que les valeurs qui sont réellement observées, que vous avez en rouge ici, et les valeurs qui sont prédites, qui sont en noir, et qu'on voit que quand on arrive à la fin, le modèle, en tout cas, il s'approche de plus en plus des valeurs qui sont réellement prédites. Et là aussi, je dis, OK, je vais aller regarder les valeurs réelles parce que je vais faire la dénormalisation à ce niveau-là, revenir à l'échelle de base et ensuite comparer pour avoir vraiment une idée réelle de ce que mon modèle a fait. Et là, avec les valeurs, si je reviens à l'échelle de base, en les comparant, on voit que vraiment mes courbes sont presque, ils ne sont pas identiques, mais en tout cas, les distances sont minimales et qu'à la fin ici, on voit qu'à peu près, ils vont suivre la même tendance et que peut-être l'erreur qui est la distance entre les deux courbes-là peut être vraiment, et elle n'est pas trop significative, ce qui veut dire que peut-être que notre méthode, elle est assez performante pour pouvoir aller faire les prédictions. Et comme ce que je vais faire maintenant, c'est juste sauter cette partie-là. Et je vais reprendre le modèle de manière dynamique. Dans cette partie, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais aller directement ici, là. Et je vais prédire sur ces données qui sont là. Ça veut dire que je vais aller récupérer les données réelles sur le site de Yahoo Finance. Et ensuite, je vais entraîner mon modèle et de voir sur une période. OK. Je vais entraîner sur comment on appelle, sur
c'est 7 jours. Je peux juste fixer ici, nous sommes le 29. Et donc, au lieu de faire ça, je vais changer cette date-là. Le 29 pour voir, donc je vais faire le 22. Si j'ajoute 7 jours, ça va me faire le 29. Donc, non, ça, je peux le garder. C'est ici que je vais aller. OK. Donc, je vais aller au 23 pour... Il y a deux possibilités. Je vous donne jusqu'au le 23. Ça me permet, si j'ajoute 7, ça m'amène au 30. Et donc, je vais prédire, je vais entraîner mes données jusqu'au 23. Et ensuite, je vais faire la prédiction à partir du 23 août 2021. Je vais prédire la valeur du Bitcoin pour une semaine. Ou bien, je fais une chose. Nous sommes le... OK, je vais faire ça. Après, je vais faire autre chose. D'accord, c'est bon. C'est mieux comme ça, on va le garder. Bon, ça va prendre un peu de temps, ça va pas trop durer parce que j'ai juste un peu, pour ne pas trop prendre du temps, je mets sur 100 époques. Maintenant, on peut le changer, ça permettra d'améliorer la précision de votre modèle comme vous voulez, mais je vais garder sur ça. Et ensuite, je vais faire les prédictions. Ça, c'est des petits warnings qui existent parce que peut-être il y a des mises à jour qu'il fallait faire et que j'ai pas fait parce que ça bouge trop vite. C'est ça l'intérêt de cette Python parce qu'il y a une très grande communauté derrière qui fait vraiment bouger les choses. Et donc, si on ne fait pas très souvent les mises à jour, ça peut faire ça. Et maintenant, vous vous rappelez que je m'étais arrêté au 23 ici. Et donc, je vais prédire à partir du 24. Maintenant, voici cette mes prédictions. Le 24, mon modèle prédit que le prix du Bitcoin était de 49 597. On peut aller vérifier dans le site de Yahoo Finance. Le 24, il était de 49 562. Je ne sais pas, est-ce que vous retenez les valeurs? 49 562, c'est la valeur exacte au 24. Et que nous, on avait prédit que c'est 49 597 pour le 24. Pour le 25, on prédit que ça va faire des 48 371. Et quand vous allez le 25, il descend à 47 000 ici. Bon, il est là, je me suis trompé, c'est à ce niveau-là, sur le close. Ça fait exactement 48 960. Et on peut continuer. Et si j'arrive, normalement, ça c'est le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29 aujourd'hui, on voit qu'on prédit que ça va faire 51 892 et actuellement, le marché, il n'est pas encore totalement fermé, mais on voit qu'en tout cas, ça s'arrête sur une note de 48 629 et peut-être on peut voir la tendance que ça fait actuellement. Bon, en tout cas, c'est une tendance pour l'instant qui est à la baisse. Jusqu'à là, on attend peut-être d'ici la fin de la journée et que la fermeture du marché, cette valeur arrivera à stabiliser à ce niveau-là. Et donc, vous voyez qu'en fait, vraiment, le modèle, il n'est pas très loin des valeurs exactes de ce que fait le marché, même si c'est vraiment de manière assez grossière parce qu'on ne l'a pas trop optimisé par rapport à ça. Il faut peut-être qu'on peut ajouter le nombre d'époques, voire ajouter le nombre de données et faire vraiment beaucoup de choses pour améliorer sa précision par rapport à ça. Mais on voit quand même vraiment que ça se comporte bien, en tout cas pas mal par rapport au prix du marché. Et si je veux maintenant, je vais faire une chose, prédire peut-être dans une semaine qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, je peux faire ça. Il y a un truc qui ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Attends. OK, parce que je cherche effectivement de la période qui a été définie, ce qui fait que donc, je ne pourrais pas rester dans cette phase-là. Mais quand même, on voit ce qu'on arrive à faire par rapport à ça, même si on n'a pas eu le temps de tout bien expliquer ou bien de tout mettre dans ce tutoriel-là. Et comme je l'ai dit, en tout cas, si vraiment dans une autre période, Sénégal et ses collaborateurs sont prêts à nous offrir cette phase-là, on peut revenir vraiment en détail. Pourquoi pas faire 3 voire plusieurs sessions par rapport à ce travail-là pour que ça soit
un peu plus peut-être expliqué et peut-être exploitable par les gens qui le souhaitent. Et c'est ce qu'il fallait qu'on avait à présenter dans ce tutoriel-là. J'espère que c'était pas trop ça, mais que les gens ont retenu peut-être l'idée générale, c'est de pouvoir prédire le prix du Bitcoin. En tout cas, et mieux, ce qu'on peut faire, c'est que vous n'êtes pas seulement capable de prédire le prix du Bitcoin, mais vous pouvez prédire n'importe quelle valeur que vous prenez dans le marché boursier. Il suffit juste, par exemple, si vous avez besoin du gold, de changer les paramètres. Vous allez sur le site de Yahoo Finance, vous récupérez la variable du gold, et ensuite, il suffit juste de revenir dans votre modèle, de changer le paramètre ici, tout simplement. Il suffit de changer le paramètre quand vous allez le lancer à ce niveau-là. Ça, c'est bon, j'ai terminé, j'ai compris. Je voulais juste montrer qu'en fait, je peux prédire autre chose qui n'est pas le Bitcoin, mais il suffit d'utiliser tout simplement, changer la variable sur le paramètre, et après, vous aurez vraiment la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Je voulais voir où je l'ai mis encore. Une seconde, c'est encore, il y a au finance. C'est ça qui me met la pression. C'est pourquoi donc je me perds dans mon... Ici. Il suffit juste de changer à ce niveau-là. Là, vous avez donné la valeur du Bitcoin. Il suffit de changer avec la valeur d'essence que vous voulez. Si c'est le gold ou bien c'est le oil. En tout cas, la valeur du marché boursier que vous voulez prédire, il suffit juste d'aller récupérer son tag, vous remplacer à ce niveau-là. Et parce qu'il présente exactement les mêmes types de données. Vous voyez que c'est les mêmes types de données. C'est le open, c'est le close, c'est vraiment c'est les mêmes types de valeurs. Et donc, tout ce qui est sur Yahoo Finance, avec de petites modifications sur le code, vous parvenez à prédire ce que vous voulez faire avec. Merci, Sora. Merci à Galsenea et merci à tous ceux qui sont présents dans cette session-là. En tout cas, à Galsenea et à tous ses partenaires de nous avoir donné la possibilité de partager tant petit que ce soit dans l'une de nos activités que nous sommes en train de faire parallèlement à nos activités de recherche qui sont liées au paludisme et qu'on essaie de trouver des modèles de prédiction et qui sont au travail sur lequel nous sommes pratiquement à la fin. Et merci Sora, merci à tous. Merci beaucoup Seigneur, merci pour ce tutoriel si intéressant. Donc, nous allons juste passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez juste les poster sur les Q&A. Et donc, Ousseynou va apporter des éléments de réponse. OK, donc il y a Mohamed Ba qui a posé une question. Il dit « Merci pour votre présentation. Pourquoi choisir le modèle LSTM et non pas un autre modèle de deep learning ?» En fait, ça, j'ai expliqué un peu au début. C'est lié à la nature des données. Parce que le LSTM, il permet de prendre en compte des données qui sont séquentielles et vraiment, il est plus par rapport à régler le problème de ce qu'ils appellent le vanishing gradient. Ça veut dire que quand vous essayez d'optimiser que le gradient, des fois, il va à gauche, des fois, il va à droite, et que vous avez un problème de convergence, et il est plus apte à faire ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres modèles ne vont pas marcher, mais c'est juste que c'était un choix à faire par rapport à un début de travail. Donc, j'ai choisi de faire des LSTM pour éviter vraiment un certain nombre de problèmes qui sont liés à une certaine convergence. Et ensuite, de pouvoir tirer profit de la nature ou de la manière dont je comprends que ces données sont séquentiellement liées et qui peuvent être un problème par rapport quand vous êtes dans un réseau convolutionnaire, un CNN, où vraiment il est plus sur des données qui sont entièrement liées. Parce que c'est ça, peut-être, l'une des grandes différences, c'est que le CNN, vous êtes forcément sur des données qui sont entièrement liées, alors que le LSTM permet de prendre en compte aussi des données qui sont séquentielles. Et je pense que c'est vraiment ce qui a été à l'origine de ce choix-là.
Mais ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas marcher et peut-être avec un peu de temps, on pourra vraiment expérimenter tout et faire une étude comparative. Je comprends moi-même que c'est les chercheurs qui en parlent et qui, à chaque fois, ils ont besoin d'avoir une comparaison entre les modèles, pourquoi on en choisit. Et c'est normal. Vous avez totalement, il a parfaitement raison. Alors, merci Ousseynou. Donc, s'il y a d'autres questions. Alors, merci beaucoup Ousseynou. Alors, je pense qu'il y a une question de Sileiba. Peut-être que tu l'as raté. Ah, d'accord. Je vois la question de Sileiba. Je pense que je suis en train de voir comme ça. OK. Il dit, avez-vous une idée pour la prise en compte des données auditionnelles comme les tweets avec des NLP? Oui, c'est des équipes. Bon, j'en ai vu pas certaines équipes quand même. Je ne sais pas trop explorer parce qu'en fait, comment on dit l'idée de base, c'était d'abord, à chaque fois que nous faisons un travail, c'est de dire, est-ce que d'abord ça va marcher? Et ensuite, si on part d'une idée, est-ce que ça va marcher? Et on essaie de voir quel est par rapport à ce qui existe, quelque chose qui nous paraît être plus simple à réaliser. Et ensuite, on va sur ces choses-là. Et à partir de ce moment-là, maintenant, on essaie de voir comment on peut se comparer avec d'autres choses ou bien pouvoir l'améliorer par rapport à ces choses-là. Parce que je vais dire une chose, c'était à la suite de nos travaux sur le corona, Daouda, je pense que vous vous rappelez, et ce papier-là qu'on avait fait sur le corona, et qu'on nous avait demandé d'aller chercher, d'explorer d'autres pistes pour pouvoir améliorer ce que nous sommes en train de faire, qu'on est tombé sur que les STM pouvaient être une alternative par rapport à des données qui sont vraiment séquentielles, ça veut dire les séries temporelles, que nous sommes allés vers ça. Et maintenant, pour ce qui est de nos données de quiz ou quelque chose comme ça, vraiment, on n'a pas pris en compte dans cette étude-là. Pourquoi pas ne pas aller voir comment ça peut aider? Ou bien si, je ne vois pas si Souley peut aider quand même par rapport à la documentation qui est liée à tout ça et qu'on puisse améliorer ce travail-là, nous sommes preneurs. D'accord, merci Ousseynou. Il y a aussi une question de Ismaël Sek. Il dit merci pour ce tutoriel. Serait-il possible d'améliorer les performances en prédisant le high, le low et la valeur de fermeture plutôt que seulement la valeur de fermeture? Oh, ça, je ne pense pas. Attends, je vais montrer une chose. Je vais partager encore mon écran et je vais montrer. Peut-être, je ne sais pas le low ou le high, mais ce qui serait intéressant pour quelqu'un qui est réellement dans le marché boursier, c'est d'arriver à faire ça. Si vous voyez mon écran, Sora, vous voyez que les données là, comment ils varient par rapport en fonction. Parce que vous avez ici à 2h45, 3h, 3h15, 3h30. Et donc, vous avez les données qui varient de 15 minutes. Tous les 15 minutes, apparemment, on peut faire aussi descendre tous les 5 minutes ou tous les 10 minutes pour voir comment le marché il varie en temps réel. Et donc, ce qui serait plus peut-être à améliorer, c'est au lieu d'avoir les données à la fin de la journée, c'est peut-être de récupérer ces données tous les 15 minutes, en tout cas dans un intervalle de temps bien réduit, et de pouvoir peut-être faire la prédiction à partir de ça, parce que ça vous donne des intervalles de temps bien un peu plus réduits, un peu beaucoup plus de données, et que ça vous permet d'être un peu plus précis par rapport à... Parce que là, vous captez plus... Parce que quand on regarde la fermeture ou l'ouverture, ce qu'on fait, c'est qu'en général, ce qui se passe entre la fermeture et l'ouverture et la fermeture, vous voyez qu'on ignore à peu près tout ce qui se passe dans ces intervalles-là. Et nous, est-ce que ça avait augmenté quelque part, ça a diminué, ça, ainsi de suite? Je pense que ça peut marcher avec le high ou le low, mais je pense que l'une des idées que nous sommes en train d'explorer, qu'on a exploré et qu'on est en train de regarder, c'est de dire que si vraiment je parviens à récupérer ces données-là de cette manière un peu plus simple, je pense que ce serait plus performant parce que je capture mieux comment le marché boursier fonctionne pendant toute une journée au lieu de le regarder comment il s'ouvre ou comment il fait, ou bien au lieu de prendre juste la valeur maximale ou la valeur minimale.
Alors, merci beaucoup, Seynou, pour ce tutoriel. Merci également pour la disponibilité. Je pense qu'on peut passer à la prochaine présentation. Sera, voilà. Hello, Mr. Boubacar Ba. How are you? Hello. Yeah, Mr. Boubacar. Really sorry for the Yes. time. I'm just going to let Mrs. Saha Sambu to introduce you, and then you can start your presentation. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Dauda. Welcome, Mr. Ba. I'm happy to have you here today. So allow me just to read your bio for the participant. Boubacar Ba is currently the German research chair mathematics of data science, which is a senior research position at the African Institute for Mathematics and Sciences in South Africa, with an adjunct senior lecturer position at the Division of Applied Mathematics, Stellenbosch University. He is the head of the Data Science Research Group at South Africa. Prior to this, he held a postdoctoral fellowship position at University of Texas in Austin, USA, and the École Polytechnique Fédérale de Lausanne at Switzerland. He had his PhD in applied and computational mathematics at the University of Edinburgh, UK. His MSc in mathematics modeling and scientific computing at the University of Oxford, UK, and the BSc in mathematics and physics at the University of Gambia. So welcome, Mr. Ba. And he's going to talk about correction neural network for economic forecasting today. And yes, Mr. Ba, you have the floor. Okay, thank you very much. Can everyone hear me clearly? Yes. Sorry, my French is not that good. Je m'appelle Boubacar, je viens de la Gambie, donc je suis sénégambien. Eh? That's all maybe. But anything you say, I can understand. So people feel free. You can ask questions in French. I'll understand, but I will definitely not speak in French because it will be a disaster. So let me speak in English, okay? I apologize for that. I guess we should have been speaking in Wolof or Pular instead, right? Because we all understand that better. Okay. Yes, so, right. Yeah, so I am very glad to join this Indaba X. I don't know, I'm very passionate about the growing of machine learning in the grassroots. So this is a grassroots effort that I am very aware of, and I am really happy to be associated with it. So with COVID, we cannot be there on the ground, but hopefully one day we will be able to come there. So I thank the organizers for organizing it and for inviting me. And I would also say I thank the last speaker that when I just joined, I found somebody talking. That was Usainu, right? Usainu, you did a great job for me. A lot of things that I was going to talk about, I think you have explained already, you know. So thank you very much. And during my talk, I'll be referring you, the audience, to some of this stuff that Usainu was talking about. I joined a bit late, but I think I understand some of the things he talked about, and I will refer you to them as I am discussing. Is somebody trying to say something? Somebody should mute. Somebody should mute their mouse. Mike. Je suis en train de regarder quelque chose là. Non, je vois pas ça que je joue. Alors tu joues aux échecs avec moi aujourd'hui. Sulaiba, somebody should mute him. Okay, good. He's gone. All right. So I think I'll switch off my video because I found nobody putting on their video. So I could just do that right away. Okay, let's go. So I saw the advertisement of my talk on LinkedIn, and it was a French translation of my title. So I'm not sure if that is a very accurate translation, but
maybe by the end of my talk, you guys will decide whether that was a good one. Anyway, so the error correction neural network is just a special type of a recurrent neural network. So somebody asked Hussein at the end, why did you not use compare with others? I am saying probably when I finish presenting, Hussein, you should consider looking at our this model. It's another type of recurrent neural network, but it's very much adapted to forecasting economic data, including Bitcoin you were talking about. Okay, I'll just acknowledge my co-authors of this work, Mkhla, Emmanuel Kabuga, Ronnie Becker, who were at AIM South Africa. And we had an intern from Technical University of Munich, Christian Pitts, who also worked on this project. And we were collaborating with Hans-Georg Zimmermann, who is at Fraunhofer Society in Germany. Okay. So I'm not sure, can you see my slide? Is it in full screen? Can everybody see it clearly, right? Yes. Okay. So this is what my talk is going to be about. So the outline would, I will talk about the introduction. In the introduction, I'll discuss, just make a comment about what economic forecasting is. Maybe some of you already know this, but I'm just going to review that. Recurrent neural network, I thought I was going to spend time introducing it a lot, but I think Hussein has done already a good introduction. So I will briefly just go through as a revision for you to maybe to familiarize yourself with some of the terms in the English language that Hussein was using. But yeah, I think you already have discussed most of the things that you need to know. And then I'll talk about the error corrector neural network, which is a special type of a recurrent neural network. How do we formulate it and how we implemented it? And then we would, at the end, compare to a performance comparison with other methods that exist. We use real data. And as again, I thank Hussein, who was showing you Yahoo, yahoo.com, where we downloaded. We also got our data from Yahoo. So I'll show you some of the experiments we did and the results. Okay. So I start by talking about economic forecasting. Again, the last tutorial captured this, okay? So time series forecasting, this is a very wide and rich area. People have researched on this for a long time. And these are, you can think about it as just extrapolation, right? If you're coming from mathematics, you're trying to extrapolate. So people talk about time series analysis, and things people also are aware of, tools, popular tools in this area like Kalman filters, ARIMA models, and so on, okay? The only comment I will make about this comment are that about these methods in these traditional areas, they are mostly trying to exploit linear relationships in the data to make the predictions or the extrapolations, okay? And this is why there is a limitation in the predictions you can make with these kinds of model. And nonlinear models became a bit more how to call it, more flexible, and then therefore hence they perform better in these prediction problems or extrapolation problems. And the recurrent neural networks therefore have been now one of the methods that people are using because it's a nonlinear method. And the ECNN is the recurrent neural network is just one example of it. Okay. And when I talk about economic forecasting, this is in a very loose sense. I'm particularly just referring to any business forecasting problem like the Bitcoin we talked, Hussein was talking about, but also it could be any data from industry that is sequential, is time dependent, labor and wages of people, the tourism data you want to predict about what is the forecast of tourism figures, for instance, household consumption of water or electricity or anything, demographic stocks and so on. So there's data coming from a lot of these places, and these data is sequential. There is a time dependence in them, okay? So we are looking at these tools we're developing here are applicable to all those kinds of problems. Again, when people are working on this, what they assume is the data generation process of this time-dependent data is modeled by a dynamical system, a system that is time-dependent, okay? But there's a big caveat, okay? Typically, when you model these problems, you don't know all the variables that drive the system, okay? Like
Hussein also, I'm going to be referring to Hussein's talk a lot. Somebody talked about tweets, how those maybe tweets can influence the way the price of Bitcoin would go, okay? But then it would be difficult to capture this. Now we have developed tools where we can also do sentiment analysis on tweets, and maybe we can add this to our models. But initially, you don't know how to do this. So therefore, you are not describing all the external variables that are describing your system. How do you capture this? So this is why the error correction neural network was developed, to say, okay, in reality, you don't know, you may not be able to capture all the external drivers of your system. Okay, so that is the motivation for the recurrent neural network. We will get to that. But now I'll stay in GIA. I'll talk about recurrent neural networks first. And again, start from, there are a lot of success stories about these. Recurrent neural networks are particularly designed for modeling sequential data. And this is like time dependence data, for instance, that we talked about earlier. And I'll go into more detail. I just want to mention some of the success stories, in three key areas, for instance. NLP, natural language processing, is one of the key areas where recurrent neural networks are being used. Examples of natural language processing tasks include automatic speech recognition, text classification, sentiment analysis, and so on, okay? In computer vision, people are working on, for example, the most obvious example is the driverless cars drive around. And in that, when we have tasks that would require using recurrent neural networks, okay? Image, for instance, the car as it drives is capturing images and voices and all kinds of stuff, and there is the need to use recurrent neural network for this. And again, in business analytics, business data forecasting, generally referred to as data analytics. In that case, we are using also a lot of recurrent neural networks because they are very, actually, that was their purpose, to handle these time dependencies. Okay, that's what they were designed for. But what are they? So I will start from the basics. Maybe everybody here knows about it, but I just give me a few minutes just to go through this, just to give a clearer picture. So neural network, we're talking about recurrent neural network. So therefore, this is a type of a neural network. But what is a neural network? Neural networks are some kind of models or processing techniques that we have developed that were inspired by the brain. In the brain, we assume that there are these neurons. Look at these stars on that image that would be processing passing information from one to another. Okay, that is what we understand how the brain functions, and we try to mimic the processing in these neural networks to reflect how information is processed or moved around in the brain. You have I don't know if you can see my mouse, but I can also write. That's a good thing I'm using this. So you have one neuron there and another neuron there, and they are connected somehow, you can see, okay? So the signals also, this neuron is connected to other neurons, signals are sent to that neuron, and at some point it would decide to fire or send information to another neuron, okay? So this is what we try to model. Okay, there's some more detail here. So we have these dendrites that are connecting from other neurons, okay, and they bring in signals into the neuron, and these are processed into the nucleus. And sometime as the signals aggregate here, the neuron will decide to pass the information forward, it goes there, and these ones are also connected to another neuron, okay? And this is what happens, and the information is propagated forward that way. So we try to model this mathematically. Actually, it was McClock and Pitts in 1943 to try to model the processing of signals using the neuron model, okay? You think about these inputs coming from other neurons as your data points, so input data, okay? They come in and they aggregate at the nucleus, okay? Maybe probably good thing would be that this is my nucleus, because then what happens is I take the signals, I want to decide which one is important, so I put weights that tell me which signals are important. If a signal is not important, or if information is not coming from a particular signal, I set my weight to 0. When I set this to 0, I multiply x1 to 0, I get nothing comes from that one, okay? Then when I change this with different numbers, I aggregate the information here. If it's reached a particular threshold, I call the threshold theta here. If it reaches that theta, I then I move the signal forward.
If it's less than that, I stay on. So this is why you have this step function, okay? And we try to model this now in our processing. Again, we just say, okay, give me the input data. I try to find this weight that I would multiply with the input data. I aggregate this sum, and then I find a threshold that I need to overcome or go above before I pass the signal forward, okay? Because what happens is that now when we're trying to process this information, at some point we might want to differentiate. This step function is not differentiable. So we try to approximate this step function by an activation function. But what are the activation functions? There are many different types of activation functions. They try to replicate this step-like function we saw earlier. You know, you have this going this and this way, because you say this is not differentiable. I have this S smooth type. Okay, this one is the sigmoid, for instance. It goes between 0 and 1. Or you say I use the tangent hyperbolic, which goes from -1 and 1. Or the ReLU one, the rectifier linear unit, which sets the negative things to 0 and left the positive ones as they are. And there are many more. We just mentioned only these 3 here, but there are many more different kinds of activation functions you can use. Okay. So then when we take these neurons, like we talked about one neuron before, we have this one, and then we have these edges coming to that. So we take these neurons and stack many of them together horizontally and vertically. We form what is called a multi-layer perceptron, okay? Which is an artificial neural network, as others will call it, or a feed-forward neural network, okay? And then remember those little W's that I had here? If you take all these W and stack them up, you can form a matrix W1, okay? For the layer, first layer. You form another matrix W2 for the second layer, another matrix W3, and so on, okay? So that's how you would therefore say, I'm going to take my input, these are the X1 onto X, that was my input. I multiplied by W, I have the output of this vector here when I pass it through an activation function. Okay, and I multiply that by W2, I pass it through a nonlinear activation function, I get my output for the second layer. And I keep doing this until I get to my last layer. And you see it says softmax. What the softmax is doing here, instead of using so I can use probably at these layers, I can use a tangent hyperbolic function, I can use a sigmoid function, I can use a rectifier linear unit function to activation function on all this, but this one is saying specifically at the last layer because I'm doing classification. This is, remember, if you are probably aware, this is number 8. This is a vectorization of the image 8 here. What this 8 is, this is part of the MNIST dataset, okay, the MNIST dataset. The MNIST dataset is a dataset of digits from 0 to 9, okay? So you have 9 classes, from 10 classes, of course. So there's a 0 that is missing here, 0 to 9, okay? So what I want to do is now I do a softmax. The softmax gives me a probability that it is one of those classes, because then when I sum the result that is output, it's going to be 1, and probabilities should sum to 1. So this is why in the last layer, I don't use a sigmoid or a ReLU or a tangent hyperbolic function. I use a softmax to output my probabilities for each class, okay? So this is a multi-layer perceptron, okay? And you can see the softmax is also similar to the sigmoid, but what happens if it sums up to 1, okay? This is one example of a multi-layer perceptron. Now you see it's a feed forward, no loops. When we move from one layer to another layer, no information is going back to the previous layer, okay? So this is why we call it a feed forward. It just feeds forward, it doesn't feed back, okay? So feed forward neural network. Now we move on, let's first, we want to move on to the recurrent neural network, but let's try to condense the representation of a feed-forward neural network. We have an input layer, that is this X, this one here was our input layer, okay? And then we will take all the middle layers and put them in one rectangle, we call it the hidden layer, and we take the last layer and we form a last layer. So that's what I'm doing here. Okay, this is a condensed representation. Of course, I can drop this ellipsoid and would write X as my input and Y as my output, and I have a set of hidden layers there. Okay, well, the recurrent neural network is similar, except that now we have this looping back. Okay, so you want, because you want to exploit these time dependencies, therefore you want, there might be some hidden information that you want to put in as your input. Okay. And I use H here, but in the next, I want some of the slide, I use S, I think. So sorry about that. So
So this is H, is because it's hidden layer, okay? But it's also, you can think of it as a state variable, okay? Or a latent variable that represents these dependencies in previous variable. It's like a memory. You keep memory of what was going on in the previous time steps, okay? So this looping back, that's the main difference between an ANN and a recurrent neural network. In the ANN is a feed forward, no looping. In the recurrent neural network, there are loops, okay? You loop back to previous layers, okay? So exactly what is happening on this side, you see, you take X, it goes like I told you, this H, from here on, I think I'll be using S called through, so I apologize, I will change that. So S is the state that is looped back in, and then you output Y. But then you always have the data Y, YD is your data, because this is a supervised learning problem, okay? You want to say, you make a prediction Y, and then you see how close it is to your data YD, and you use a loss function L to determine this, okay? So what you do is, this is a folded one, you know, because we say this is looping, but you can unfold it, okay? So we can unfold the recurrent neural network. We say, let's say here at time t minus 2, I have an X input, and I have my state at that point, which is time t minus 1, and I also have my predictions yt minus 1 coming from that. And I have data yd t minus 1. Then I can find a loss at time t minus 1. I will call it t minus 1 here. Then I do the same thing. The next step, I add xt minus 1. It will and st would take st minus 1 and xt minus 1 to update the state, and it will make a prediction yt, and then yt I will compare to yddt, and the loss lt will give me that error I'm making there. And I can properly unfold this as long as I wish, okay? That is how you unfold a recurrent neural network, okay? But then how do you do the learning? The learning is, look, here when I'm unfolding it, you're seeing these matrices appear. There's a B. B is what I will be multiplying to my X, and the A's I will multiply to my states, and the C I will multiply to my my states, of course, when I want to make predictions, okay? So my prediction is C times my state. Of course, why I have the circles, because I have the nonlinear. Remember, you have to have an activation function, okay? So there's an activation function. When I multiply C, I pass through an activation function, I get Y. I multiply B to X, and I A to S, T minus 2, and I pass through an activation function, I get ST minus 1, and so on, okay? So that's what happens there. And then now I have to learn this A, B, and C. If I know this A, B, and C, I know my model, okay? My model depends on these weight matrices, okay? The activation functions are fixed. All I need to learn is my parameters. A, B, and C are called the parameter matrices, okay? And how do I learn that? I try to minimize some loss, where this loss is the average loss of all these losses I make with each time set. Remember, in each time set I'm calculating these losses LT. Then I take the mean of that, okay? And then I will calculate, I will call that call it L, okay? I minimize this one with respect to L, A, B, and C. And then I learn the A, B, and C that give me the smallest loss. Then that is what the learning is all about, okay? And typically, how do you solve this optimization problem? We solve it iteratively. We use what is called gradient descent, okay? And what is gradient descent is that if I am trying to find the best solution for W, okay, what I do is I try to improve my W step by step, okay? The W in my current step or in my future step, in my step J plus 1, will depend on my W in step J, current step, plus some small thing subtracted from that, okay? What is that thing? That is something that is the gradient of the loss that I'm trying to minimize. And I would multiply it by a little number, which is eta here. And eta is called the learning rate, okay? In machine learning, we call that a learning rate, but in mathematics, this is, or optimization is usually referred to as a step size, okay? I choose a small step size or a large step size, depending on what I have. And this is not the venue to discuss that, but there are many ways to try to find which is the best step size. But it is called a hyperparameter because you have to tune this. We have the parameters A, B, and C,
And in here, I'm using W, but W could be any of them, A, B, or C, because we want to find a good A, B, and C. And how we find that? We will be doing this. Simple iteration. We will do this until we are happy. We have a small loss. We say this is the optimal A, B, and C, or the optimal W. Okay, so this is solved iteratively. Okay, and this solving this iteratively actually is the training. Okay, one is first you want to compute your loss. You find if you have made a good prediction, that computing your loss, you multiply all your weights with your inputs, and you calculate all the small losses. You take the average and find what that. If it's too large, but getting to finding the average is called a forward pass. You do a forward propagation. Okay, a forward pass. Okay, and then if you realize your error is small, it's not small, you want to improve your error. Okay, make it smaller. Therefore, you go back and change your weights. How do we change your weight? You have to subtract some little number times your gradient. This gradient thing, going back and subtracting this gradient times a little number from your previous weight is called the back propagation. Okay, it's called the back propagation. So that's what you do. You go back propagate, and then you change your weights, and then you see again. You do another forward propagate and see, is my loss small? Yes, then I'm happy. I stop there. I stop my training. If my loss is not small, you do a back propagation again, and you keep doing this over and over until you are happy with your loss. Okay. But because this back propagation we are doing in a feed-forward neural network, this is straightforward. But in a recurrent neural network, we unfold the neural network in time. So this is why it is called a back propagation through time. Okay, we unfold the neural network in time. So it's called a back propagation through time. Okay. So that was the setup of a recurrent neural network. But now let's write the mathematics. That way we can see easily how this is related to how we can build on that to describe the mathematics of the ECN and the error correction neural network. And let me see how am I doing in time. Okay. All right, let's see. So I have a dynamical system. Like I said, this series, you assume this series is generated by dynamical system. And again, the recurrent neural network you can think of as a dynamical system where you have an input coming in. This you would call the external variables. But the system itself is looping in itself. You have a state variable and you have your predictions. Okay. So yeah, external variables there. Okay. So how do you compute the state variables? The state variable would be a function of it would be a function of your previous state time t minus 1 and your input, your external input at time t minus 1. Okay, we saw it in the architecture I saw it before. And then you can see where my A is coming. A was multiplying my state and B was multiplying my external input. Okay, then I sum those two, I pass them through F, some function. And again, in the recurrent neural network, this F is just going to be our activation function. Okay, in the neural network language. And then how do I make my predictions? I multiply my output S, my state variable, times some matrix C that I would learn. A, B, and C are something that I would learn. Okay, and I pass that through a nonlinear function, G, which would be another activation function. Okay, so these are the two equations that are important. For a recurrent neural network, this is what is happening. You have a state transition equation and an output equation. That's all you need. At the end, you find your losses by taking the difference between what you get in your Y plus the prediction at the given time step. These are the losses at a particular time step, and you aggregate all these losses and find an average to get the bigger loss. If this is small, you finish training. If this is not small, you keep repeating those, iterating until you improve on that. Okay, I try to explain what back propagation through time is. Let's say you have your X's, remember, at different times. These are these red boxes. Okay, and then you have your state S's in the middle. These are the green, and you have the predictions, your Y's. Okay, and for each Y, you compare it to the data, and you compute some loss. All these losses are aggregated, and you have this big loss there. Okay, so the forward propagation until they're getting this loss is your forward propagation, and this is this black line. Okay, you compute all these individual losses. And then you want to go back, you compute while you're doing, you are computing, you go and compute all the gradients and subtract them from your weights all the way from the end to the back. This is a back propagation. Okay, exactly, that's what I explained here. The model would receive the input
and the previous state. So you take, let's say this one, you will have this input coming in and the previous state coming in. That is what you would take, and it would compute a prediction Y, okay? This one will be computed, okay? And then you would update the state. You keep doing this for all the way until that. And then you would say, once all the prediction of all times are completed, you will compute this big loss, which is an average of all these little losses that you computed in each time step, okay? And then you go back and compute the gradient of this guy, the L, with respect to the model parameters, and you update your parameters, okay? This is what we call the BPTT, which is the back propagation through time, okay? I hope I'm not moving too fast. Next, now we want to talk about so that was a quick crash course, but I know because I think you sat through Useinu's discussion, so you really understand what a recurrent neural network is. And the LSTM he discussed is one of those, but I'm just looking at a standard neural network. I call it a vanilla neural network, okay, before. Okay, so but why the error correction neural network, okay? Let's try to formulate it first, okay? First of all, let's try to say a bit about why it is. So when I talk about the vanilla neural network, which is the simple neural network that we discussed, the recurrent neural network that we just discussed, we saw the state equation and the output equation. And we saw this massive architecture, depending on how many time steps you have to unfold it. I think also, Oseinu mentioned, we have problems that learning can be a problem because when this is as massive and long, there can be issues of what is called exploding gradients. If your gradients are too large because you have this long chain of gradients that you have to calculate and multiply. If they are big, if these numbers are big, when you multiply them, they become bigger. So your gradients will explode. That's what we say. And if these numbers are slow, they are close to zero. When you multiply them, they get closer and closer to zero. And then you remember you're subtracting something small times your gradient. If that is almost zero, then your W will not change, because remember we had Wj plus 1 equals Wj minus eta times gradient, okay, of L. If this is very close to zero, then this is not changed. Wj plus 1 will almost be the same as Wj. So no learning is taking place. You cannot improve your weights, okay? So you don't want that. So vanishing gradient is a problem. It's when they are all going to zero. And exploding gradient is they are too large. That would mean you have convergent issues like Oseinu said. You can be fluctuating over and over, okay? All right. So to solve that problem, people in the community has worked on an explicit way of solving this. And they came up with what is called gated recurrent neural networks, GRUs. And the generic one is called GRU, which I think it have 1 or 2 gates. And then a more sophisticated one called the LSTM, long short-term memory, has more gates. It has a different structure. But all what they do is they explicitly make you forget or remember information about the current state. That's what all of them do, okay? But the error correction neural network is a different focus. It focuses on modeling the problem, okay? For instance, we talked about, we have a dynamical system. In this type of problems, we are looking at the economic forecasting or business forecasting problems. We don't know all the drivers. We don't know all the external variables. So you can think of it, you have some missing data. You want to compensate for this, okay? So that's why it was designed. It was to want to compensate for this missing information, okay? It is, if you're coming from statistics, this is similar to autoregressive models, but it is only considering, autoregressive model would consider errors all the way back to your original time step. But this one would just consider the current time step. You would show the formulation in a moment. But it turned out this also avoids the RNN issues of exploding gradient and vanishing gradients, because in most of these problems that we look at, you don't need to have a lot of lookbacks. I think David mentioned, Oseinu mentioned this lookback thing, okay, or the rolling window. You know, if you're doing, for instance, predicting stock prices, you don't need to know the stock price 1 year ago. This may not affect the stock price today. All you need to know maybe is 1 week ago or 10 days or 2 weeks maximum ago to predict the stock price for today. So this type of problems don't need a long rolling window, a long look back. Because of that,
you might avoid this exploding gradient or vanishing gradient problem, okay? But the motivation was focusing on modeling the problem itself. You know, how do you compensate for not being able to get information in all the external variables that drive your system? Okay, that's what this is at. So recall, let's come to the mathematics now. It makes the language much simpler. I don't know if I'm assuming everybody has some little mathematics background in this conference. So remember, we talked about the vanilla one, where we have the state equation and the output equation. This now are modified in the sense that now in the state equation, we want to incorporate the error, okay, that we made in the previous step, okay? So here is it. We have this, we create this error term, Z, where it is my current prediction minus the data that I have, that I have for that time step. Then I put that as an input to my model, Z. Okay, of course, maybe guys I put t-1 here to tell you now if I'm talking about the current state, I'm going to consider what the error I made before this current state. Okay, so this will be zt-1. Okay, I put that into my model. Again, remember I use f and g. I explicitly write f. My f I will take it to be the tangent hyperbolic function, and my g would be just the identity. I don't put any nonlinear function because it turned out the nonlinearity here is enough to capture any nonlinearities that you want to capture. Okay, you don't need to have an extra nonlinearity here. Okay, so this is the formulation of the error correction neural network. Okay, it has only this term that is a modification of the vanilla RNN. Okay, so one would have argued, okay, why not just I have d times z without putting a nonlinear? You see, this is a nonlinear function here, an activation function there. This is important because otherwise this reduces just to an RNN. Because if I have a linear, this is a matrix or an affine multiplication, a matrix multiplying that, a matrix multiplying this. I can combine these two matrices to one matrix multiplying those. Okay, so it becomes just the RNN. Okay, so it's important that you have this extra nonlinear term there. Again, I mentioned this idea of using an identity here because nonlinearity has been captured. We solve the same problem again. We minimize this L, this would be calling L. Okay, calling L. Now I have A, B, C, and D. Okay, and because I have this extra D matrix that I also have to optimize for. So I learn A, B, and C. Then I have my error correction neural network model. Okay, so here is the architecture. Remember before we have ST. We have xt, and then we have yt, okay? So what is happening is, I'm ignoring the yt here, okay? But let's say, so yt, sorry, I'm not ignoring it, I'm capturing it in the zt, okay? I just changed the, because I needed the zt to feed into your st. You could have put an extra thing to say yt here, but that's not important, okay? So what is happening is, I have the zt, remember z, T is yt minus yt data, okay, the data that you have, okay? So this is what is happening here. So how do I write this? This is just taking my data as an input and I multiply it by an identity matrix, the negative of an identity. That's why I have a minus here, okay? That to capture that minus, I have this, and that would give me zt, okay? And zt comes in, remember how? Zt would be multiplied by, you would have a tangent hyperbolic function of zt, and you multiply that by a D matrix, then you multiply B to your X, and this would go into your S. Let's say this is actually ST is more appropriate. In this case now, I multiply my X by B, I multiply my D to Z, tan hyperbolic of Z times D, then I multiply S by A. So you have three inputs coming into my ST. The same thing here, ST plus 1, 3 inputs, okay, coming in. So the only addition that I have are this addition in red from the structure I had previously. Only these red ones I'm adding in. So that is the modification of the recurrent neural network to an error correction neural network. And here I'm just making one step ahead prediction. I'm predicting yt plus 1, but you can predict more steps if you want. And I think this Oseno alluded to this. But in this work, we were just doing one step, but you can predict, let's say, more steps. And this is called overshooting, okay? I can predict
YT plus 1, I can predict YT plus 2, I can predict more and more if I want. So, but the architecture is modified this way because after this point, I don't have data coming in, okay? I don't have any data coming in, so you will have these hanging connections that continue in the future, okay? So this is the oversitting architecture of the ECNN, okay? And then the learning is the same. Again, you solve that minimization problem. We would use gradient descent. We do the same thing, forward propagation, back propagation. We do, because we are unfolding over time, we call it a back propagation through time. And how do we solve it? All we need to do is gradient descent. Actually, gradient descent uses the whole data set. You can use parts of the data, and we use stochastic gradient descent to make the algorithm run faster, okay? And again, because of these dependencies, we use chain rule. I don't know if it's the same thing you call it in French, calculus, chain rule, when functions are dependent on other functions. When you do differentiation, you use chain rule. That's the only thing. And then we have to, because to implement it from first principle, from scratch, we computed this, what these gradients are, okay? But I'm not gonna bore you with that. Now I'll go, I think I've gone a bit above time. I think I said about half past, right? Okay, but still, I think I've gone about time. So let's talk about how do we evaluate this algorithm? Is it good? Okay, so the experiment setup. We did the same, we went to the same place where Hussein was talking about and took a look at daily stock prices from 2002 to 2016, historical stock prices, okay? And we looked at 4 different price index, the S&P, the Hang Seng, the Nikkei, the Dow Jones Index, okay? And they are all different, they have different characteristics, so we decided to mix them, you know, this way. Some are very advanced stock indices, some are a bit below that, okay? So this is what we wanted to test our algorithm on. And again, you saw in the Yahoo website that Hussein displayed, the data would have a closing price, an opening price, high price, low price, and the volume of trade, okay? We need to consider all that. And then we wanted to add extra. Again, we said, we don't know the extra drivers. Can we add more and more information that we can add to make sure we improve the model prediction? So there is what is called a moving average computation, exponential moving average convergent divergent. All this you can compute from this data, okay? And then you would add this to see how you improve the prediction of your model. We haven't included tweets or sentiment analysis, but these are things that you can derive directly from the stock data itself. Okay, and then we have now all the important information input, and then we train our model. But we train also other models to compare it with. We compare it with the vanilla RNN. We compare it to LSTM. And then previously there was a work done by these guys, Bao and co-authors, where they don't only do LSTM, but they do a denoising step. They use a wavelet transform to denoise the data, and then they apply LSTM. So we call that model WT-LSTM. Okay. In this same paper, they also did another one where they use a stat autoencoder, and then they would also apply a denoising step with a wavelet transform and LSTM. So you have these 4 different models that we looked at, and we compared it to the ECNN model, okay? And there are different ways you can compute, you can test your performance, the performance matrix. And I had David talk about them. Why am I calling you David? Usainu, sorry. Usainu talk about them. The MSE, the root mean square error. I didn't use that here, but we use the MAP, and I saw he displayed MAP before. But in addition to that, there's something called the Pearson correlation coefficients. There's also another thing called TLU. Okay, we use all these 3 to compute to test test the performance. How do we split our data? We have this long data, right, series from 2002, 2016. We split it into 80% training and 20% testing, but this test also we split into 10% validation and 10% testing. The validation test set is the set you use during your training. When you finish training, you evaluate on your testing data. Okay, so what are the results? Okay, this is a pictorial view. You can see, I'm not sure if you can see, the green is the RNN, okay? The light red is the LSTM, the ECNN is the thick red, which is the top one here, you can see on the blue, and the blue is the real data, okay? So you can see the ECNN is closer to the real data
than LSTM and RNN. So I was joking with Usenu, probably you should try to think about our algorithm instead of using LSTM, okay? So you can see pictorially it's doing well. And that was just, what happened? Okay. Something happened. Okay, so there was another plot with the Nikkei, but probably so it didn't render properly. Then the other thing, so those plots don't tell much. Again, this algorithm was compared for different, using different metrics, then MAP, I said, the R and the TLU, and we compared it to the RNN, the LSTM, the ECNN, the WT-LSTM, and this guy. And we see that we're predicting in these years, we see how the ECNN is, our ECNN is performing very close to this guy, which involves all kinds of preprocessing steps. Like I said, it used a stack autoencoder. It used a denoising step with a wavelet transform, and all that. With all that, we beat it in some years. In some years, it beat us, of course, but not by much, right? You can see, okay? And if you take the average of all, we're still doing better, okay? The same thing for the different, this was the MA, the top one was the MAP, the same thing we saw in the R, this and the same we saw in the LA. I'm not gonna go into detail, I think I'm running out of time, but the thing is to demonstrate that this ECNN algorithm is doing well in this setting. Okay, so I will just wrap up to say, the whole goal of our project was, the ECNN was proposed, like I saw in my slides, by some people at Siemens, okay? It is not well known in the data science community. So we took it upon ourselves to implement it from scratch and implement it on Python and make it available to the community, okay? And then, but to do that, we first have to do some mathematics, of course. We compute all this so that we see it's working. Again, maybe an extra step would be now, because with TensorFlow, you can actually do this automatic differentiation, automatic numerical differentiation. You don't need to compute these gradients by hand and implement them by hand, but it was a good exercise for us. And then it could also be implemented in other languages now. But just to say that it was purposefully designed for forecasting where only part of the external variables are known or observable. And this applies to many economic type data, okay? This is why we call it economic forecasting, okay? We needed a test to say whether it's a good one. It is good compared to, it's doing even better compared to RNN and LSTM. And it can handle this high dimensional nonlinearities. And I didn't mention in this talk, but in the paper we saw that you can also add this exponential smoothing, which is another technique that is seen to boost the performance of this recurrent neural network. You can take an RNN with exponential smoothing or LSTM with exponential smoothing, but even if you add exponential smoothing to ECNN, it's not going to improve it much. In fact, we showed that it can do better. It will still do comparatively well if you use exponential smoothing in these other techniques, okay? Just a caveat to say, look, this is one step ahead prediction we are doing, so it's looking great. Maybe if you predict many more steps ahead, it might not do well, but this is a task for another day, and this is a possible extension of this work that we are trying to consider, okay? Again, the full paper is there. If you want to see it, you can find it online, and merci beaucoup. Any questions? Thank you very much, Dr. Boubacar, for this great presentation. So if you have any questions, you can just post it on the Q&A, or you can raise your hand, and then we give you the floor. You can also speak in French, I said. So there's some question in the... Yeah, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, ou bien vous pouvez juste demander la parole. Donc vous pouvez poser vos questions en français aussi. I can ask one question. Okay. Yes, sure. Who is that? Dara? Sileiba. Sule. Okay, Sule. Good. Thank you for your presentation. It was very insightful. I didn't know this type of network, so for me it's a great discovery.
So my question is about the stochastic nature of, let's say, economical data. And like neural networks are intrinsically deterministic. So like when you are doing economic, you want also to have information about, for example, the variance of your prediction. So do you have some insight for the future about, because I think what the network is going is it's predicting the average, but like people who are doing trading, for example, they need to be able to assess the risk. They want some information about the, let's say, the standard deviation or. Yeah, I think this is the same question you would ask for all kinds of recurrent neural network, not just the ECNN. So we haven't computed this, and I think it needs to be studied. I haven't definitely worked on that. But in like fact, I'm doing teaching in a finance department in Paris. And so it is always this kind of question. People because traditionally, people who are doing trading finance, they use stochastic method like the Black-Scholes method for like predicting the price of stocks. So this method are intrinsically stochastic. And the question is in general around, so how do you do to take into account the stochastic nature? Because like, and sometimes people use additional data like tweets to give more information. But sometimes you can have two models, one predicting the average and one predicting the standard deviation or more. But yes, it's interesting. This also, yeah, it's coming from the nature of like people studying this. You know, they're either, you know, you think about time series forecasting. People use these different models coming from statistics, but also, like you said, people use stochastic differential equations now to model this. And I don't know if it's just because this is where they're coming from, they think explicitly that people should know about this. Well, okay, if you have to calculate risk, you need to know these variables. But I think one power of neural networks is this expressivity that they may be, even though they look deterministic, they may be capturing some of the stochasticity, you know. So I think a study has to be done, but I think some of the stochasticity might be being captured by because of the non-linearity that is in there. Yeah. Because like models like, for example, variational autoencoder, some of them are designed to like predict mean and average, mean and like standard deviation. So they are interested. They are modeling somehow the stochastic nature, so that you can draw samples from your model. But thank you very much. So it was very interesting. Yeah. Okay, thank you. We have a question from Lily. She's saying, thanks for the lecture. I have a question regarding the architecture of the ECNN. Where does the output you give to the first layer is coming from, and what are the limits of this method? Okay, so this is the same as all recorded neural network. Let me see if I can go back to the architecture quickly. Okay, so in all, even recorded neural network, if you, well, I'm not going to go back, that's very far. But if you look at all recorded neural network, you either say, okay, it's like an initialization problem. If you're coming from PDEs or differential equations, say, okay, what is it that I should give to this guy, okay? So either you say, I'm going to randomly generate, it's like initializing your ANN or so, you just randomly generate some start point, or maybe you have some history, or you want to use some transfer learning. So at some point, you know, if you are taking 10 time steps because I looking at 10 days ago, okay, you're going to say, okay, I'm going to start at 10 days. So that data would be here, go in here. But I don't know what was the state before that. So do I just do a random, just some random thing? So that's what you do. You'd say, I'm going to do some random initialization. And as you train, you know, remember this thing is back and forth. As you do this training, you can then change, improve your thing. But another good thing about, I think you can also apply on RNNs, but we wanted to do this on the ECNN is, if you have your data unfolded in time, you don't just start from the beginning. And you don't have to go linearly. You cannot say, you can take parts in the middle of your data, start your training from here, and then jump to another place here and here,
take those bits. So it doesn't have to be sequential. Okay, that's one power we saw you can do. One thing that people at the Siemens have also shown they have done even when implementing the ECNN. So you can do try different parts of data. And this way, this will help you to say, try a good initialization, take a few steps, for instance, and then learn some weights, and then say, okay, that would be my initialization for where my initial state, okay? I don't start with 0, I start with something, but at some point you will start with something that is not 0, say random, and then try to improve it with a first try, and then come back and continue your training. So this is an initialization problem, like any other initialization problem that you would have. And it's well studied in the deep learning community. You know, how do you initialize RNNs? How do you initialize CNNs? Okay, so what is the limit of this method? One thing what we discovered was the limit, and we are actually trying to work on, is that you see that here, when you want to predict the future, the only input you have now is what is coming from your states, okay? Your state and it's only your state actually, okay? This state depends on the previous state, and multiply by C, you get your output. Then you can say now next state and so on, okay? You create the next state from this guy and so on. So there is no external drivers coming because you don't know the future. You have your data ending today, you want to predict 10 days to come, okay? You don't know those. So we call this as an inconsistency. So there's one other architecture we are working on called historically consistent neural network, where we say, okay, we don't have input variables. We would consider all these input variables part of our observables, so that we consistently have this kind of a structure without the bottom part. Okay, but this is a talk for another day. That's one limitation that we saw and that we think we could improve upon. Okay. I hope that answered your question. Okay, thank you very much. Yeah, so I think we are actually running over time. Okay. So thank you once again, Prof. We are happy to listen to you, and this was a great pleasure, so thank you very much. Yeah, it was a pleasure to have you, Chair. It's a long time we haven't spoken. Well, did I know you were my student? Yeah, sure. Okay, good. I was surprised when I saw you in the organizing committee. I was like, that's good. Okay, good. All right. Have a wonderful rest of the day, and hopefully Okay, we'll do thank you, Boubacar. some other time. Thank Okay, you. Dara. Okay, bye. Yeah, bye. Stop sharing. Oops, okay. Alors, merci beaucoup. Nous allons juste enchaîner avec l'autre présentation qui doit suivre. Donc, ça sera un tutoriel aussi qui sera présenté par Women in Machine Learning and Data Science, donc qui sera représenté par Aïssatou Paye. Donc, Aïssatou, si vous êtes là. Oui, bonjour Sarah. Bonjour Aïssatou. Donc, juste rappeler qu'il y a eu un petit changement de calendrier. On devait avoir Ousmane Dia, mais actuellement, on va faire la présentation de UMLDS Dakar et après la pause, nous aurons la présentation de M. Ousmane Dia. Donc, Aïssatou, vous avez la parole. Oui, bonjour Sarah, merci beaucoup. Bon, comme Sarah l'a dit, là, permettez-moi, là, je vais partager mon écran. OK. Vous avez une visibilité de mon écran? Oui. OK, d'accord. Donc, comme Sarah l'a dit, aujourd'hui, je vais présenter le tutoriel qui a été préparé par UMLDSS. Donc, ce tutoriel porte sur les Deep Generative Models, un tutoriel de Deep Learning Indaba, donc avec comme use case de test qui nous permettra de mieux comprendre ces modèles GAN, le modèle GAN. Ok, désolé. Désolé, là, je vais structurer un peu. Ok. Ok. Donc, pour ce tutoriel,
Comme je dis là, actuellement, c'est des génératifs. On va faire une étude des génératifs adversarial network, des deep génératifs modèles. Donc, les génératifs modèles sont généralement on peut dire des techniques d'apprentissage qui permettent généralement de découvrir des patterns qu'il y a dans les données en entrée d'un modèle et ainsi essayer de reproduire de nouveaux samples. Ces modèles-là sont principalement utilisés pour des tasks tels que l'anomaly detection, comme exemple d'anomaly detection pour mieux sonder le contexte. Peut-être je peux donner un exemple de projet sur lequel j'ai eu à travailler qui est d'ordre privé au Japon. Donc, l'idée c'était que déjà, la structure en question, on avait des milliers d'images de brains de patients qui ne souffraient pas d'anomalies. Donc, la problématique ici, c'était d'arriver à détecter des brain cancer images. Donc, dans le contexte où la structure en question avait une large base de données de dataset de ELF images, donc il fallait trouver un modèle qui permettrait d'apprendre à partir de ces images normales-là. Et donc, une fois que le système en question reçoit une image qui est porteur de cancer, une image cancérigène, le modèle serait capable de flaguer et puis de détecter. Donc, le general setting de l'anomaly detection, c'est ça. Donc, on part d'images normales, comme je dis, à partir des génératifs modèles, on essaie d'apprendre de ces images normales-là pour pouvoir détecter les anomalies. Et les génératifs modèles, deep génératifs modèles aussi sont souvent utilisés pour les problèmes de translation, c'est-à-dire on a une image et on a une image d'une distribution donnée, par exemple une image avec un background vide, on va avoir en sortie une image avec un différent style. Pour image enhancement aussi, c'est une technique qui est utilisée, améliorer la qualité d'une image. Si on est dans un contexte où on a un dataset qui est limité, on a un dataset avec un petit nombre d'images et on peut utiliser les deep adversarial models pour augmenter le dataset afin d'entraîner un modèle. Donc là, l'objectif principal de ce tutoriel, ça va être un peu d'aider à mieux comprendre les génératifs adversarial modèles, avoir une overview des différents types de génératifs adversarial modèles, et nous allons un peu faire un focus sur le modèle GAN, qui est actuellement très prisé, utilisé dans le contexte dans le contexte des génératifs adversarial modèles. Donc, le contenu global pour le contenu global de ce tutoriel, en premier lieu, nous allons essayer d'avoir un overview, comme j'ai dit, des génératifs modèles afin d'atteindre notre premier objectif, présenter plus en détail le modèle GAN. Et pour cette expérience-là, on va utiliser le Fashion MNIST dataset. Donc, ce dataset, on va un peu présenter et en dernier lieu, entraîner le modèle. Pourquoi, on va voir après pourquoi il est nécessaire un peu, parce que les GAN modèles, au fait, ont certaines particularités qui fait, on les appelle des networks tricky. Donc, pour le training, là, il faut certaines astuces pour que le modèle GAN puisse converger facilement. Donc, pour faire ce travail-là, actuellement, on va utiliser le framework TensorFlow. C'est TensorFlow qu'on va utiliser pour l'implémentation du modèle GAN en question. Et OK. Donc, déjà, pour l'overview sur les génératifs adversarial modèles, donc déjà, les génératifs adversarial modèles, currently, ils ont montré leur capacité à produire des images de high resolution et sont généralement utilisées dans le contexte médical avec des images, on peut avoir des images jusqu'à 256 x 256. Les deux principaux, je dirais, modèles de deep adversarial network qui sont couramment utilisés sont les variationnels auto-encodés et les GAN modèles. Donc, on va un peu présenter les variationnels auto-encodés et après les GAN modèles. Donc, les variationnels auto-encodés, eux, je dirais c'est une extension des auto-encodeurs. Les auto-encodeurs, c'est quoi? Auto-encodeurs, en fait, eux aussi, ils font partie de la famille des modèles unsupervised. Donc, ils sont composés, c'est un modèle composé de deux subnetworks. On a un encodeur et un décodeur. Donc, l'objectif principal de l'encodeur, en fait, en entrée, on a une image. L'encodeur, il essaie d'apprendre, il compresse l'image en un format qu'on appelle code. Et c'est ce code-là qui est utilisé par le décodeur. Le décodeur, son rôle principal, c'est d'arriver à reconstruire l'image d'origine à partir de cette représentation-là.
Donc, la différence principale entre l'auto-encodeur et le VAE, qui est, comme je l'ai dit, une extension du auto-encodeur, c'est que, au fait, les VAE, les modèles VAE, ils ne mémorisent pas juste, parce que comme l'architecture est décrite au niveau de l'auto-encodeur, c'est une reconstruction de l'image d'origine qu'on essaie de faire. Mais le VAE, il ne se limite juste pas à mémoriser ce qu'on avait, l'image qu'on avait en input. Donc, le modèle en tant que tel, déjà, la structure, en fait, c'est un peu la même. On a un encodeur et un décodeur. Bon, là, on peut venir un peu sur l'architecture pour permettre d'avoir plus une vue. Mais le modèle, pour le cas du VAE, en fait, le modèle compresse l'image et il essaie d'apprendre deux caractéristiques. Là, on a un mu, un segment, des paramètres d'une distribution normale qui nous permettrait de faire du sampling afin d'avoir en sortie des images qui ressembleraient à la distribution initiale, mais ce sont des images qui sont proches de la distribution initiale plutôt, mais qui peuvent être différentes. Donc, là, pas de contrainte, peut-être par contrainte de temps, on ne va pas entraîner le VAE en question, mais on va juste, après, pour les tests, on va le faire plutôt sur le modèle GAN. Mais généralement, ce qu'il faut retenir du VAE, c'est que là, c'est un modèle qui est, on peut facilement l'entraîner, mais généralement, les résultats, malheureusement, bon, là, on n'a pas mis les étapes de training du VAE, mais généralement, les modèles variationnels auto-encodés, ils produisent au fait des images qui sont généralement floues. Donc, c'est ce qu'il faut retenir généralement des VAE. Là, je m'en vais un peu vous montrer une image. Là, au vu de cette image-là, on peut penser que c'est une image réalistique. Mais, ok, je vais regarder cette partie-là. Ok. On peut penser que c'est une image réalistique. Oups, désolé. Il y a le zoom. Ok, je vais essayer de... Ok. Il y a cette fenêtre qui ne me permet pas de naviguer. Oups. Donc là, je vois comment close cette partie-là. Voilà, ok. Sinon, stop sharing. Ok. D'accord. D'accord. Désolée pour cet inconvénient. Ok, là, je vais revenir au niveau du zoom. Donc, comme je disais, l'image qui a été montrée, là, on peut penser que c'est une image réelle de personne, réalistique. On ne voit toujours pas ta présentation. Ok, désolée. Donc, tu peux peut-être arrêter complètement le partage. Voilà. D'accord. Là, vous avez une visibilité. Là, vous avez une visibilité ça. D'accord. Donc, à ce niveau, l'image que je montre au niveau du notebook, c'est une image qui a été générée. Là, on est sur le site This Person Is Not True. Là, au fait, on montre des images de personnes qui ont été générées en utilisant un modèle GAN qu'on appelle Cycle GAN. Donc là, on voit bien que les modèles GAN, ils sont capables de produire des images qui ressemblent à une réalité, des images réalistiques qui peuvent être utilisées. Donc, c'est ce qui me permet un peu d'introduire le modèle, l'approche GAN. Comme GAN, au fait, c'est un des modèles populaires, les plus populaires du moment en termes de génération de données, d'output. Ça peut être des images ou bien même du texte, actuellement c'est fait. Le modèle GAN, il est général pour l'architecture, il est constitué de deux networks. Pour le GAN, on a deux networks. On a un générateur et un discriminateur. Donc, le générateur, lui, son rôle principal, c'est d'essayer de générer des images qui sont le plus proche possible d'une réalité à animer. Plus bas, là, vous allez un peu plus comprendre. Donc, la réalité dépend du contexte d'étude dans lequel on est. Donc, pour le discriminateur, lui, on a un network qui essaie un peu
de faire la discrimination entre les generated images, les images générées du générateur, et les images originales en input à notre modèle. Donc, le GAN, en fait, c'est un adversarial process. Donc là, on essaie un peu d'entraîner en duel deux modèles. Et comme j'expliquais un peu, là, le générateur, lui, il apprend à partir d'un random output, c'est-à-dire du bruit, du noise, qui peut être d'une distribution, de n'importe quelle distribution, c'est un paramètre, c'est un hyperparamètre du modèle, donc on peut avoir une distribution normale ou bien uniforme. Le générateur, il essaie, il apprend cette distribution-là afin de pouvoir générer des images. Donc, le discriminateur, lui, comme j'ai dit un peu, lui, son rôle, c'est d'essayer d'identifier le réel du fait, les generated images des images normales. Mais plus bas, on va mieux détailler un peu le principe du GAN. Mais là, ici, par exemple, on donne un peu une idée de l'évolution des modèles GAN. Parce qu'au début, je vous ai montré une image réalistique. Là, ce sont des images actuellement qui peuvent être générées par le GAN. Mais là, on voit un peu l'évolution du GAN. Donc là, déjà à partir des années 97, avec les différents modèles GAN, il est possible de générer des images qui reflètent une réalité donnée. Là, on peut voir nettement une personne qui peut être identifiée. Donc, l'idée générale dans l'entraînement du modèle GAN, c'est, comme j'ai dit plus haut, là, je vais descendre un peu sur l'architecture pour mieux comprendre ici à ce niveau. Donc, on part ici de random noise. Là, le générateur, comme je l'ai dit, il reçoit du noise et à partir de ce noise, il essaie de générer, de mimer une réalité. Le discriminateur, là, on lui donne en input des images réelles et il doit essayer de classifier, disons que si c'est réel ou pas, et aussi des fake images qu'il doit classifier. Mais au fait, ce learning process, comment ça se fait? Déjà, c'est de façon un peu tricky. Parce que qu'est-ce qu'on veut en retour? On veut que le générateur soit capable de générer des images qui représentent une réalité. Donc, l'objectif, durant tout le training, le générateur il va essayer un peu de corrompre le discriminateur, c'est-à-dire que le discriminateur, les fake images qu'il reçoit du générateur, durant le processus de training, on doit faire de sorte que le discriminateur, lui, au lieu de dire que ça, c'est des fake images, il les prédit comme étant réels. Donc, l'objectif global, c'est ça qui fait que en un moment, lorsqu'on arrive à ce step-là, le modèle converge et on peut mimer la réalité de début. Pour cet exemple-là, on a un input des images digitaux, de caractères digitaux. Donc, pour le processus de training, généralement, pour le loss du discriminateur, comme c'est là, il essaie de classifier, disant que si c'est réel ou fake. Généralement, c'est un cross-entropy loss qui est utilisé. Et il faut, dans le principe d'essayer, ici, le générateur, il essaie un peu je dirais, de corrompre le discriminateur, lui faisant croire que les fake images sont des réels images. Donc, la fonction de l'os du générateur est définie comme étant de quelque chose qui doit être la fonction du générateur en tant que tel. Donc, bon, ça peut sembler un peu étrange lorsqu'on dit que, par exemple, un neural network, le loss function de neural network du discriminateur va dépendre du générateur. Mais mathématiquement parlant, il y a une fonction qui peut être utilisée pour ce fin, mais c'est une fonction en pratique qui est difficilement calculable, je dirais même, c'est la fonction, c'est le métrique JS divergente qui essaie un peu de mesurer la similarité entre deux distributions. Mais dans le contexte de cette pratique-là, on va donner plus de spécifications par rapport au loss utilisé, parce que comme j'ai dit au début, entraîner un modèle GAN, c'est quelque chose, je dirais, c'est quelque chose que les gens catégorisent de difficile entre guillemets, parce qu'il faut utiliser certaines astuces pour essayer de faire marcher les modèles GAN de façon générale. Donc, pour faire cette partie expérimentale, là, on va utiliser un peu le MNIST dataset, le Fashion MNIST dataset. Là, c'est un dataset de close qui est avec des images en noir et blanc. Donc, on a 70 000 images qui sont réparties en 60 000 images de training et 10 000 images de test. Là, on va essayer de visualiser quelques exemples. OK.
Désolée, j'ai pas fait. OK. Là, on va essayer un peu. OK, j'avais pas. OK, ça c'est d'import. Parce que pour générer les données, là, comme j'avais dit, on utilise le library TensorFlow. Donc, à partir de ce library TensorFlow, là, on exporte les données de training et les données de test qui nous permettent de faire notre expérience. Donc, ici, on peut visualiser quelques exemples d'images, là, quelques exemples d'images du MNIST dataset. Donc, c'est un dataset qui est composé principalement, là, on a 10 classes, on a des chaussures, des pantalons, des pullovers, des sacs, etc. Donc, là, on visualise un peu quelques exemples de données qui proviennent de ce dataset-là. Donc, afin de faire ce training, déjà, comme le GAN a été présenté, là, on a 2 neural networks qu'on va entraîner en duel. Donc, généralement, c'est recommandé pour éviter, déjà, quand on utilise des CPU, le training prend du temps, mais là, on a déjà 2 neural networks pour éviter d'avoir, pour limiter un peu le temps d'exécution. Ici, on va utiliser les GPU qui est available ici sur Colab. Donc, dépendamment, bon, déjà pour une première utilisation au niveau de Colab, vous pouvez avoir un GPU, un Tesla T4, etc. Mais au fur et à mesure que vous utilisez, déjà, votre disponibilité en GPU va changer. Donc, pour ce setting-là, actuellement, le compte que j'utilise, là, j'ai un Tesla T4 que je vais utiliser pour entraîner. C'est un GPU de 12 Go que je vais utiliser pour entraîner le modèle. Donc, bon, je pense que, comme j'ai dit un peu, donc, entraîner un modèle GAN, c'est tricky, il faut des astuces. Et bon, tel que introduit par Goodfellow, il le définit, entraîner un modèle GAN comme un genre de min-max game. Min-max game, disant que, par exemple, comme je disais, on a 2 networks, mais l'objectif, c'est que le discriminateur, à la fin, il n'arrive pas à identifier le réel du fake. Donc, l'objectif du training, c'est un peu de maximiser l'erreur du discriminateur, faisant de sorte que lui, il n'arrive pas à reconnaître le réel du fake et minimiser un peu le loss du générateur, en un sens que le générateur, en un moment, il va pouvoir générer des images proches de la réalité en tant que telle. Donc, pour l'entraînement des modèles, donc, on va faire certains processing. Là, actuellement, le fashion MNIST qu'on utilise, donc, c'est des images grayscale 28-28. Donc, il faut faire là certains processing avant de pouvoir donner en entrée les images au modèle. Donc, déjà, le premier processing qu'on a eu à faire, c'est un peu, comme j'ai déjà, on a 28-28. Et généralement, les neural networks, lors de l'entraînement, ils attendent à avoir des inputs en format en 3 channels. Donc là, on fait une extension juste pour avoir le dimension channel et normaliser un peu l'input pour l'avoir entre, ici, pour notre cas, dans le cas, entre -1 et 1. Pourquoi là, c'est notre étape de normalisation importante, au fait, parce qu'elle permet un peu d'accélérer le training pour une convergence plus vite. Aussi, on a eu à un peu randomiser les données. Donc, c'est important aussi, avant d'entraîner un neural network, de randomiser un peu, c'est-à-dire de faire un shuffle, afin de limiter les risques d'avoir des bias dans un batch de training. Et oui, c'est principalement ça. Et ce qui nous permettrait, par exemple, on fait un batch d'avoir des données assez représentatives du dataset en global. Donc, les différentes étapes sont là. Donc, là, c'est l'extension, là, on a la normalisation qui est faite. Et puis, après cette normalisation-là, on définit un peu le data generator qui nous permettrait d'entraîner notre modèle avec cette fonction shuffle-là qu'on randomise un peu les données au niveau du batch. Donc, actuellement, on va un peu décrire les 2 modèles qui constituent le GAN network, le discriminator et le generator, et un peu voir l'architecture de façon globale. Donc, déjà, dans notre contexte actuellement, il était dit actuellement qu'on utilise des images fashion MNIST. Et comme premier trick, parce que comme je dis, pour entraîner des GAN, on se réfère à des astuces qui marchent et on essaie de le reproduire. Là, un peu, je vais peut-être en parallèle ouvrir, parce que pour déjà le discriminator, l'architecture sur laquelle on s'est basé, c'est une architecture BC-GAN, une architecture qui marche généralement, mais on va utiliser certaines astuces pour essayer de faire converger ce modèle-là plus rapidement. Donc là, on s'est inspiré des astuces qui sont spécifiées au niveau de ce GitHub repo.
Désolée, j'ai un souci. Ok. D'accord. Donc là, on voit pour ce... Là, ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des GAN pour la génération d'images qui ressemblent à des bateaux. Et déjà, on voit ici, avec l'utilisation des astuces, qu'on va décortiquer un peu. Donc, ils arrivent à 5 époques seulement à générer des images qui reflètent la réalité des bateaux. Donc là, bon, là, c'est une architecture simple dans CNN. Donc ici, on a mis en exergue ici un peu pour parler des différents changements qu'on va faire ici à ce niveau. Parce que, au fait, généralement, pour une architecture de convolution layer, on a le conv layer, batch layer, après on a l'activation et puis les pooling layers. Ici, la première astuce qui a été utilisée pour faire converger ce modèle GAN plus facilement, c'était de remplacer les pooling layers par des stride conv. Les stride conv, au fait, quand on dit stride conv, c'est-à-dire à l'étape de convolution, ça, on a l'input data. Ici, on a l'étape de convolution, qui permet à l'étape de convolution où on parcourt l'image et pour l'extraction des features qui permettent de représenter l'image. Là, on définit des strides. Par exemple, si on se dit qu'on a un stride 2, ça veut dire qu'après avoir fait une convolution à ce niveau-là, avec le kernel qui est défini, on fait un décalage de 2. Donc, le stride, c'est des décalages utilisés. Au lieu d'utiliser aussi les max pooling à ce niveau, parce que ici, sur l'architecture, sur le format des convolés, ici, on voit l'utilisation du qui permet un peu de réduire, les feature maps après convolution. Donc, c'est le stride convolution qui est utilisé et on utilise un peu les bases normes côté générateur et discriminateur pour un peu accélérer le training de façon générale. Et si on regarde par exemple cette CNN là, généralement, avant l'output, actuellement, on a des free connected layers et la recommandation, l'astuce qui est utilisée à ce niveau ici, c'est de remplacer ce free connected layer par un average pooling à la fin. Donc, comme j'ai dit, là, on a la base d'ICN, côté générateur et discriminateur, mais l'astuce qui va être utilisée ici, côté activation, le générateur, on va utiliser Relu comme activation pour les premiers layers et pour le dernier layer où on veut, après, c'est une génération d'images qu'on va faire, là, on utilise un peu Panache. Et l'autre astuce utilisée, c'est que pour le discriminateur, là, tous les layers, après les étapes de batch, de conv et de batch, là, c'est Ricululi qui est utilisé pour côté discriminateur. Donc, ça, c'est un peu le guideline, les astuces de base qu'on a utilisées par référence au travail qui avait été fait pour un peu entraîner les modèles GAN et essayer de le faire converger. Donc, là, ce sont là, c'est le donné en input, l'input shape du modèle en tant que tel, généralement. Et là, on a le latent space qui est défini. Le latent space, c'est le code que j'avais défini un peu plus haut. C'est le code que j'avais défini un peu plus haut. C'est le code que j'avais défini un peu plus haut. C'est la représentation intermédiaire qui est... le noise, c'est le noise ici à ce niveau, c'est notre noise, au fait, noise input du générateur. Donc là, c'est l'architecture de notre générateur. Donc pour le générateur, actuellement, on a utilisé un stack de 5 conv layers. Je pense que la session s'est déconnectée, il faut que je donne encore. Oui, je vais essayer pour... C'est bon. Oui, effectivement. Ah, ok, là, c'est les paramètres du modèle. Et puis, je génère un peu la structure. Oui, la session s'est déconnectée. Désolée, c'est voilà. Donc, c'est une session que j'avais ouverte et laissée à un moment. Donc, la session, c'est... Donc, actuellement, avec... OK, on a eu à générer un peu des données. Et, OK. Donc, ici, à ce niveau, là, on a l'architecture du modèle GAN. Et bon, comme premier test, là, on a l'architecture qui est là. On va essayer un peu de voir comme le comportement du générateur. Là, on lui donne en input un random noise, random normal, qui est noise.
et on essaie de voir un peu comment le générateur se comporte. Là, on essaie de voir un peu comment le générateur se comporte. Là, il essaie de générer quelque chose, mais là, on a en face un générateur entrain, donc c'est normal que là, actuellement, ce qui est généré ne reflète rien. Ici, on a l'architecture de notre discriminateur, et pour notre discriminateur, actuellement, on a utilisé 4 layers. L'architecture est là, on a utilisé 4 layers avec les types qui ont été mentionnés. Donc, ici aussi, bon, on essaie de faire une prédiction en utilisant l'image qui a été générée à partir d'un random noise et le générateur entraîne. Bon, là, un peu pour expliquer un peu plus comment interpréter l'output du générateur, les décisions. Donc, l'output, le discriminateur plutôt, les décisions. Donc, ici, on a une probabilité et l'idée, c'est que plus cette probabilité est proche de 1, on se dit que là, on a des images réelles. Donc là, l'entraîne générateur discriminatoire, il essaie quand même de faire une prédiction. Là, il prédit que ça ressemble à une image réelle. Donc là, c'était juste pour donner un peu, expliquer plus comment interpréter les décisions de ce discriminateur. Maintenant, pour entraîner, là, on a fait une définition des 2 modèles qui forment le GAN, le discriminateur de générateur. Pour les étapes de training, là, ça, c'est les étapes standards pour un neural network. Là, on fait une définition des loss, de l'optimizer function, et après, on définit les étapes de training qui nous permettront de faire le training de notre modèle GAN. Donc, pour le discriminateur, ici, son rôle un peu dans le processus de génération, c'est essayer de distinguer le réel du fake. Donc, comme l'autre fonction là, on a défini le binary cross entropy, comme l'os a utilisé pour entraîner le discriminateur. Mais il ne faut pas oublier que, avec le schéma qui a été montré plus haut, là, le discriminateur, on l'entraîne avec des fake, les images générées par le générateur et aussi les images réelles. Donc, le loss function va être une combinaison du loss avec les deux distributions-là, la distribution des images générées et la distribution des images réelles. Donc, là, c'est une somme des 2 loss. Et pour le générateur, bon, en un moment, on avait dit que le loss du générateur devrait être une fonction du discriminateur. Mais dépendant là, déjà, si on se réfère à, je dirais, l'essence, oui, la compréhension générale du rôle du générateur, donc, le générateur, on l'a entraîné de sorte qu'il corrompt le discriminateur, qu'il n'arrive pas à reconnaître le réel du fake. Donc, actuellement, le loss function, on peut le définir de façon simple, comme étant une cross-entropie. Une cross-entropie des fake outputs, ce qui va nous permettre un peu de corrompre le discriminateur. Et qu'à la fin, lui, quand il va voir des fake images, il va se dire que ça, ce sont des images qui proviennent de la réalité, des images réelles. Donc ici, bon, c'est un peu la définition des optimizers. Ça c'est des hyperparamètres qui peuvent être fines. Donc, mais pour notre cas, on a utilisé Adam. Adam, c'est un optimizer qui est fast et qui permet de faire converger les modèles avec de bonnes performances. Là, c'est le learning rate qu'on a. Donc, tous ces paramètres-là peuvent être changés et on peut observer de façon générale pour essayer d'optimiser, de voir celui qui permettrait pour un setting une problématique donnée, de faire converger le modèle, notre modèle en question. Donc là, là c'est la définition un peu des étapes de training. Après, on a les loss ici. Et pour les étapes de training, là, il faut tout le temps avoir une vue de l'architecture globale du GAN. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on a? On a le générateur, on lui donne en entrée du random noise. Dans cette étape-là, on essaie de générer des images pour voir ce que ça donne. Après, le discriminator, c'est l'autre étape de donner des images réelles au discriminator et aussi des fake images au discriminator et de computer un peu les loss. Et après, ici, c'est à ce stade qu'on a l'étape de training avec le gradient step. Donc, pour le training, actuellement, sur ces images-là, actuellement, pour les données de training, on a 60 000 images. Avec ces 60 000 images-là, bon, là, on reste un peu, on a fait des tests pour un peu essayer de voir, de permettre de voir un peu les comportements des modèles GAN et comment ils gèrent. Donc là, on a fait des tests pour 30 époques. Donc, pour 30 époques, c'est environ 15 minutes de training. Donc là, je ne vais pas encore lancer le training. On va juste un peu
observer et décortiquer un peu les outputs du modèle GAN. Actuellement, pour l'étape de training, qu'est-ce qu'on donne? Actuellement, on essaie de générer 8 à chaque étape. Là, c'est une génération, on essaie de générer 8 images du modèle GAN entraîné. Donc là, là, en première étape, on a une génération du GAN non entraîné. Donc déjà, là, on a le premier époque. Mais déjà, on se rend compte qu'avec ce GAN-là et les types qui sont utilisés, donc après seulement, déjà à partir de l'époque 9, on commence à avoir des images qui ressemblent à la distribution des données initiaux. Faut pas, bon, là, je vais remonter un peu pour vous montrer les images qui proviennent du Fashion MNIST. OK. Donc, généralement, c'est ça. C'est ça nos données d'entraînement. Actuellement, c'est ça, les images qui proviennent du Fashion MNIST. Donc, après entraînement, déjà à partir du 10e époque, oui, c'est 10e époque, le modèle GAN, il arrive à mimer, à produire des images qui proches de la réalité, de la réalité des données d'entraînement. Donc ici, déjà à partir de l'époque 9, on a des images, là, d'image de pantalon. Bon, déjà là, c'était nettement visible que c'est le pantalon, mais on remarque une instabilité ici, à ce niveau, à partir de l'époque 11. On note une instabilité du modèle. Mais si on arrive jusqu'à la fin de l'époque, déjà en 12 minutes, on a pu entraîner le modèle. Et là, ce sont les résultats qu'on a eu à avoir pour l'entraînement. Et c'est possible d'entraîner en un temps plus long. Là, on va avoir nettement les améliorations qu'on a eu à avoir avec le modèle GAN. Bon, déjà, ce qu'on peut retenir de l'entraînement du modèle, là, on a entraîné le modèle GAN sur des images de Fashion MNIST. Donc là, on voit que, comme je dis, il y a des... on arrive à générer des images proches de la réalité, mais bon, déjà, après cette époque, là, on se rend compte que bon, il y a peut-être des zones d'improvement à faire. Il y a une instabilité qui est notée d'une époque à une autre. Par exemple, en un moment, le modèle, on pense qu'il est prêt pour qu'il peut générer des modèles proches de la réalité. Et on note une instabilité à ce niveau-là. Là, par exemple, si on prend cet exemple-là, là, c'est les performances décreasent en un moment, les performances décreasent. Donc, bon, pour ce tutoriel, nous avons eu comme l'objectif, c'était de montrer un peu l'overview, de présenter les Deep Generative modèles et de prendre l'exemple du GAN pour essayer de mieux comprendre comment entraîner le GAN en tant que tel. Donc là, mais comme le point essentiel, c'est qu'actuellement, les modèles GAN, ils nous permettent de reproduire une réalité, de produire des images réalistiques, mais il faut, avec l'utilisation d'astuces, c'est-à-dire on se base sur des architectures qui marchent et puis utiliser des tips et des tricks afin de faire marcher ces modèles GAN-là. Mais comme je pense que j'ai un peu signalé, en un moment, les modèles GAN sont un peu instables et cette instabilité-là laisse des zones de recherche. Donc, mais généralement, les modèles GAN, ils sont très puissants pour la génération de high quality images. J'avais donné l'exemple de détection de brain cancer images. Bon, c'est un projet privé, c'est pourquoi je n'ai pas eu l'occasion de présenter. Sur des MRI images, ce sont des images 3D, mais si on se propose si on positionne sur un slide, c'est-à-dire une coupe de l'image du brain, là, on a des images 256, donc des high resolution images. Et ces GAN-là, les GAN modèles sont, pour ces cas de high resolution images, ils peuvent permettre d'avoir de bons résultats. Et aussi, ils sont utilisés dans la génération de musique, de détection de cancer aussi, c'est utilisé. Donc, bon, actuellement, les GAN, là, on va donner quelques autres références de modèles GAN parce qu'il n'y a pas que, actuellement, nous avons présenté le VAE et fait un peu une expérience sur le GAN pour comprendre un peu les principes de génération et comment entraîner les GAN, mais il y a d'autres modèles qui peuvent utiliser.
comme les normalizing flow, bon, ce sont des GAN model based flow, parce qu'on a les variational modèles, autant que de modèles d'une part, on peut avoir l'exemple de DCN, et puis il y a les flow based generative models. Là, c'est d'autres exemples d'autorégressifs modèles qui sont aussi des exemples de generative models. Là, on donne référence à quelques readings qui peuvent être pour plus d'informations par rapport au generative model de façon globale. Donc là, c'était ça, l'objectif global du tutoriel, présenter les generative models et un peu traiter le cas des GAN, montrer comment est-ce qu'on peut triquer, on peut triquer un peu le GAN pour le faire un peu converger et nous donner des images qui sont proches de la réalité. Merci si vous avez des questions. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci d'avoir fait l'honneur aux dames. Donc, c'était une belle présentation. Alors, pour les questions, je vais te demander juste de regarder le Q&A parce que j'ai perdu les questions précédentes. D'accord. OK. Bon, pour le Q&A, actuellement, on n'a pas de questions carrément. OK, je vais... Tu peux aussi vérifier le chat en même temps. Le chat, oui, on va voir un peu le chat s'il y a des questions là-bas. OK. Bonne présentation en cas un GAN entraîné sur des images données du Sénégal. Bon, pour cette question-là, je pense qu'actuellement, pour les GAN, il y a des perspectives, comme c'est dit, surtout côté médical, pour les données médicales. Parce que, bon, pour des secteurs, par exemple, pour le brain cancer images, on se dit que c'est environ, pour la détection de cancer, on se retrouve avec une proportion, bon là c'est les proportions que j'avais en 2019, genre pour des images de brain cancérigènes, c'est environ, on a 3 à 5% d'images qui peuvent être cancérigènes. Donc déjà, ces GAN modèles-là qui sont capables qui ont de bonnes performances côté high resolution images, qui est le cas général dans le cas du médecine, dans le cas des données médicales, soit si c'est des magnetic resonance images, ou bien on a d'autres types de modalités. Donc, généralement, c'est des high resolution. Donc, ici au Sénégal, effectivement, les GAN modèles peuvent être utilisés dans le contexte de la santé pour permettre de détecter, aider les radiologues dans les analyses afin de détecter des cancers sur des images. À quand exactement? Là, je ne saurais donner une date. Allô, Aïssatou? Oui. J'ai une question, en fait. Puisque nous savons qu'avoir accès aux données médicales, parfois, c'est vrai, c'est excessivement compliqué. Donc, du coup, quels sont d'autres domaines d'application des GAN dont on est sûr qu'on pourrait avoir facilement accès à des données? Oui, c'est vrai que l'accès aux données médicales, comme tu dis, ça peut ne pas être facile. Même généralement, quand tu as accès, là, ce sont, par exemple, une institution de santé carrément qui veut le projet et les données vont être à caractère privé. Donc, on ne peut pas les utiliser pour les reproduire. Pour l'utilisation du GAN, côté d'autres domaines, je dirais, déjà, comme je dis, on peut l'utiliser pour l'augmentation de données, que ce soit dans n'importe quelle, dans les problématiques d'utilisation d'images, ou bien si on est dans le contexte du NLP aussi, on peut l'utiliser pour générer des données textuelles. Donc, dans le contexte, on peut l'utiliser dans une problématique donnée pour augmenter des données, pour faire la data augmentation en tant que tel. Un secteur carrément, le secteur agricole aussi, ça peut être utilisé, mais bon. Là, je vais prendre, bon, il y a Lily qui dit la musique. La musique, est-ce qu'il y a de l'intérêt carrément, un marché potentiel? Là, je ne dirais pas. Est-ce que c'est possible d'avoir un fashion amnesty sénégalais? Un fashion amnesty sénégalais? Oui, avec des habits de mode, juste pour voir comment ça marche. Oui, on peut collecter des données, oui, on peut collecter des données fashion, mais à quel but principalement? Peut-être
à quel but principalement pour la collection de quelles problématiques? Là, je réfléchis un peu sur la problématique qui pourrait être réglée sur la collection, parce que la collection de données, un peu, c'est un processus qui nécessite un temps et quelques ressources disponibles pour ces prises d'images-là. Moi, par exemple, la présentation que j'avais faite hier, c'était des gaines qui généraient du maquillage. Oui, effectivement, oui. Là, vous avez, c'était des gaines qui généraient du maquillage. Donc, ça, il y a des applications pareilles. Et aussi, je pense qu'un gain qui génère du fashion, ça peut aider les designers, peut-être. Les artistes, les designers à avoir des idées visuelles. Donc, ça peut les aider. Donc, ça peut aider. Mais bon, pour moi, c'est juste la curiosité. C'est de l'appliquer à des données sénégalais pour voir comment ça marche déjà par curiosité. Quelqu'un qui fait de l'IA. C'est très intéressant. Merci. Alors, merci. Aïssatou, je pense qu'il y a une question de Ndeha Diata aussi qui tourne autour. D'accord. Donc, elle dit, comment validez-vous fonctionnellement ces gangs modèles? Faites-vous en collaboration avec les médecins? Y a-t-il une gouvernance spécifique pour les données médicales vu la sensibilité? Pour évaluer un modèle GAN de façon générale, il y a des métriques qui peuvent être utilisées, comme le Fresh Inception Distance. Là, c'est une métrique qui permet un peu d'évaluer la qualité de l'image qui a été générée. Côté médical, pour valider ces modèles GAN-là, je pense que du côté médical, il dit que le faites-vous en collaboration avec les médecins. Donc, peut-être par rapport par exemple, par rapport à un projet dont je parlais qui était dans le contexte médical, là, on travaillait en étroite collaboration avec, c'était un centre, un institut médical qui était au Japon. Donc, on travaillait en étroite collaboration avec eux. Donc, c'était un dataset de milliers d'images médicales. Donc, c'est eux, ils participaient pour la validation des images générées. Parce qu'au fait, pour la détection d'anomalies, généralement, on a les GAN qui essaient d'apprendre la représentation des images normales. Mais aussi, il y a un autre modèle qui est utilisé, anomalie détecteur, qui s'inspire un peu, qui part de ce que le générateur un peu a appris. Et pour cette validation, oui, je pense, comme tu l'as dit, on le fait en collaboration avec les centres médicaux. D'accord. Merci beaucoup, Aïssatou. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci encore une fois pour cette présentation. Merci à vous. Alors, là, nous allons passer à une pause de 13h à 14h. Donc, Aïssatou, s'il te plaît, si tu peux stop ton sharing. Alors, donc, avant d'aller en pause, on aimerait juste vous demander si possible, d'activer vos caméras. Ça va nous permettre de prendre une première photo. Donc, avant d'aller en pause, s'il vous plaît. Donc, Aïssatou, s'il te plaît, tu peux arrêter ton sharing. Je pense que tu peux l'arrêter, Sora, ou bien. À mon niveau, je pense pas. Attends, j'essaie. Madame Samou, vous êtes là? Je pense que c'est bon là. Voilà, merci beaucoup.
Alors, donc, s'il vous plaît, vous pouvez juste activer vos caméras pour me permettre de prendre des photos pour immortaliser ces moments. Donc, je rappelle que nous allons juste partir en pause et on va reprendre les présentations à 14 heures. OK. C'est bon, Sora, ou bien je ne vois pas les spectateurs, ou bien, bon, je ne sais pas. OK, ouais. Est-ce qu'ils ont la possibilité... S'il te plaît, tu peux arrêter ton sharing? S'il te plaît, Alors, pour les spectateurs, vous avez reçu une notification pour devenir panéliste. Donc, merci d'accepter la notification. Comme ça, vous pouvez activer votre caméra. Merci. Alors, OK. Donc, merci Ça beaucoup. reste encore 9 en tout cas, 9 que je ne vois pas. Activer. Est-ce que vous pouvez activer vos webcams, tous les spectateurs? Alors, peut-être juste rajouter qu'ils ne pourront pas le faire tant qu'ils n'acceptent pas l'invitation pour devenir panéliste. OK, donc il faut accepter l'invitation en tant que panéliste. Voilà. Doulogou, Issa, Mamadou Lamine Diallo. Il reste 5 encore. Hein. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi dans les dispositions. C'est pour ça que... Oui, peut-être bien. OK. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc on fait juste avec les moyens de bord. Sora, toi aussi, tu peux activer ta... OK. Donc, merci beaucoup. On aura l'occasion d'en prendre d'autres cet après-midi. Donc, merci à tout le monde. Donc, nous revenons dans 1 heure, à moins d'1 heure en fait, donc à 14 heures. Nous reprenons les présentations à 14 heures. Alors, merci tout le monde et à tout à l'heure. Allez, merci à vous.
Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Donc, nous allons reprendre les sessions. J'espère que vous avez pris le temps de un peu vous reposer. Nous allons juste reprendre les sessions de cet après-midi. Donc, je rappelle que nous avons d'autres présentations qui vont suivre. Donc, nous aurons une présentation de M. Ousmane Dia, d'accord, sur uncertainty in deep learning. Après ça, nous aurons une présentation de Madame Fatoumata Fall sur IA et employabilité. Et ça sera suivi par une présentation de Madame Bellona Sona sur IA et éthique et IA. Et enfin, nous aurons la délibération du hackathon et aussi des mots de lecture de la part du président de la commission d'organisation du Indaba X 2021. Alors, laissez-moi juste regarder si M. Dia est disponible et en ligne pour qu'on puisse lancer sa présentation. Alors, M. Dia, est-ce que vous êtes là? Allô, Soha? Oui. Il va se connecter sous peu. Attendons juste quelques minutes. OK. D'accord. Donc, nous allons donner quelques minutes à M. Dia, le temps qu'il se connecte. Voilà, c'est ça. D'accord.
Allô? Oui, allô, Ousmane. Ça va? Ça va, ça va. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Désolé, moi, je viens de me réveiller quand il est 7h15 ici du matin. Ouais, je comprends, avec le décalage, c'est pas simple. Voilà. Je vais juste partager mon écran un instant. J'espère que votre événement se passe bien. Ça va, ça va, ça va très bien. Je vais juste laisser à Sokhar Sam vous introduire. Voilà. Merci en tout cas d'être présent. Merci Darda. Merci Monsieur Dia. Donc, merci vraiment d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, malheureusement, je n'ai pas votre bio, mais je vais vous laisser quand même vous parler un peu de nous avant de commencer votre présentation. Donc, la parole est à vous. Merci. Juste un instant, le temps de partager mon écran. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Ok. C'est bon là? Vous voyez tout? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Ok, donc peut-être vu que vous n'avez pas mon bio, je vais juste comment dire, faire une petite présentation de ma personne. Salut tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Mon nom c'est Ousmane Dia, donc je suis presque étudié, j'ai fait tout mon cursus scolaire, disons presque, au Sénégal. Donc j'étais à l'IGB où j'ai fait un deck en mathématiques appliquées. Et j'ai rejoint l'École supérieure polytechnique de Dakar pour mon cycle ingénieur. J'ai fini mon master en Belgique, puis je suis revenu au Sénégal, travailler pendant quelques années à Tigo avant d'aller aux États-Unis pour mon doctorat. Donc, j'ai fini mon doctorat, puis j'ai travaillé entre-temps pour Amazon et maintenant je suis à Facebook. Donc, ça, c'est une petite bio de ma personne, en fait. Donc, voilà, aujourd'hui, ce que j'avais en tête, c'est de vous comment dire, présenter ce qu'on appelle l'incertitude dans machine learning. Mes slides vont tout être en anglais et je m'excuse d'avance parce que peut-être que vous allez entendre des mots en anglais beaucoup plus qu'en français et aussi des néologismes. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre à tout instant. OK, sans plus tarder. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par incertitude quand on parle de machine learning? Donc, je vais commencer par juste introduire en disant que d'habitude, quand on entraîne nos données, quand on entraîne nos modèles, on a besoin de données. Et très souvent, ces données viennent de capteurs dans le monde réel. Par exemple, si vous voulez entraîner votre modèle pour comment dire, faire une certaine reconnaissance, que ce soit de personnes ou bien d'animaux, vous avez besoin, par exemple, d'images. Et ces images-là, vous les obtenez à partir de caméras. Ouais. Maintenant, souvent, ces caméras-là sont mal calibrées, ou bien il y a la luminosité, ou bien, par exemple, c'est une journée où il pleut, et vous prenez vos photos. Donc, comme vous voyez, avec cette acquisition de données, il y a du bruit qui s'introduit. Donc, le problème par rapport à ça, c'est quoi? C'est que les données changent. Donc, le processus d'acquisition des données n'est pas en fait déterministique, il est stochastique. Et vu qu'il est stochastique, il y a une certaine variabilité dans les prédictions que le modèle va vous donner. Parce que le modèle, lui, aujourd'hui, il s'attend à avoir des images claires. Et demain, vous lui donnez, par exemple, des images bruitées par la pluie ou bien tout simplement parce que votre caméra est défectueuse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, on peut voir ça sous un certain nombre comme étant un sous-ensemble de l'incertitude qu'un modèle peut être exposé. OK? Donc, le monde réel, lui, change. Les observations changent, les capteurs changent, et ainsi de suite. Alors, l'exemple qui peut être beaucoup plus patent, c'est, supposons par exemple que vous avez une autoroute
et que sur l'autre, vous avez des capteurs. Ce que les capteurs là font, c'est quoi? C'est juste pour donner une sorte d'analyse à temps réel de combien de voitures traversent une certaine portion de l'autoroute. Donc aujourd'hui, vous avez vos capteurs qui fonctionnent à merveille, mais demain, peut-être qu'il y a, c'est pas un diagonale de chez nous qui vient juste heurter une barrière, automatiquement le capteur là, il tombe en panne. Donc là où vous attendez à avoir des données réelles, par exemple, chaque jour, vous devez vous attendre à avoir à chaque seconde peut-être 10 voitures qui traversent cette portion-là. Maintenant, vous vous retrouvez soudainement avec peut-être 3. Et vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'un frein de vos senseurs a été abîmé. Et donc, vu que ce processus-là, il n'est pas, comme vous voyez, les données changent. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait une certaine sorte de variabilité. Donc, le processus d'acquisition, il est stochastique. Donc, ce qu'on aimerait voir, c'est quoi? C'est que bien vrai que les données changent, on aimerait avoir une certaine confidence dans les prédictions. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus important dans le monde, par exemple, médical. Là, je vais essayer de bien expliquer pourquoi en fait l'incertitude est importante. Supposons, par exemple, que vous êtes un radiologue ou bien un docteur et que vous avez besoin de vous, comment dire, c'est quoi le mot déjà en français? D'utiliser un modèle pour faire un diagnostic. Ouais. Maintenant, supposons, par exemple, que si vous avez une image du cerveau d'un patient avec quelque part des zones à risque ici. Supposons, par exemple, que vous donnez cette image-là à votre modèle. Oui. Votre modèle, pour une raison X, vous dit en fait que ce patient-là, il n'a pas de cancer. OK? Et si, en tant que radiologue, vous utilisez cette prédiction du modèle comme étant sûre, vous pouvez donc dire au patient, désolé monsieur le patient, mon modèle m'a dit que vous n'êtes pas cancéreux, donc c'est peut-être juste un petit mal de tête, je vous prescris du Doliprane, par exemple. Et là, le patient, lui, il va sentir, donc, c'est juste un problème, je vais juste aller à la pharmacie acheter du Doliprane et puis, donc, ça devrait passer. Là, c'est un problème, en fait. Le problème, c'est que le modèle vous a, en fin de compte, entre guillemets, menti. Au sens où il vous a donné une prédiction tout en étant confident, alors que cette prédiction-là, elle est complètement fausse. Okay? Donc, pour le patient, c'est problématique parce qu'il va rentrer chez lui et il va se dire que bon, c'est juste un mal de tête, Doliprane sans chercher. Et après, s'il y a des effets négatifs, en tant que radiologue qui avait fait en fait cette analyse, vous devez avoir un problème de conscience. Et l'inverse aussi peut se produire. Supposons par exemple si on avait une image bénigne, c'est-à-dire une image où il n'y a pas de cancer. Et soudainement, le modèle vous dit que monsieur le radiologue, cette image-là, elle est cancéreuse. OK? Et donc, tout ce que vous faites, c'est juste écouter que le modèle. Après, donc, vous allez vous retourner vers votre patient pour dire au patient, désolé, mais je pense que vous avez le cancer. Pour une personne qui n'a pas le cancer, déjà, ça, c'est un choc émotionnel immense. Donc là, vous vous mettez à prescrire aux patients ce qu'on appelle la chimiothérapie. Et peut-être même que l'organisme du patient ne peut pas supporter la chimio. Parce que vous n'avez pas fait d'analyse au préalable pour savoir s'il a des anticorps, ainsi de suite. Et donc là, vous allez prescrire la chimio à une personne qui n'a pas en fait de cancer. Parce que c'est ce que le modèle vous a dit, avec une bonne dose de subjectivité, et vous avez écrit le modèle. Donc, le problème dans ça, c'est quoi? C'est que le patient peut se trouver avec des complications qui viennent juste de votre diagnostic. Donc, c'est pourquoi il est important, quand un modèle fait des prédictions, qu'il vous donne le degré de confidence, qu'il vous dise combien il est confident par rapport aux prédictions. Et si le modèle n'est pas confident, il doit aussi vous le dire. Donc, il est important que le modèle sache ce qu'il sait et qu'il sache aussi ce qu'il ne sait pas. Et cette notion de savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. Donc, si l'incertitude est grande, moi, en tant que radiologue, plutôt que de me baser sur les prédictions du modèle, je peux dire que, attends, tiens, ce modèle-là, il me dit bla, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de variances. Donc, je vais plutôt me baser sur mes propres expériences, right? Plutôt que de me baser sur le modèle. Bien, je peux demander à mes collègues, on peut avoir une vision un tout petit peu globale du diagnostic
à décider par rapport à cette image. Donc, tout au long de cette présentation-là, c'est sur ce, comment dire, c'est sur cette intuition-là qu'on va se baser. Donc, voilà. Donc, pour résumer, en fin de compte, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on construit des modèles pour faire des prédictions, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en ces modèles-là? Est-ce que ces modèles-là sont certains? Est-ce qu'ils sont confiants par rapport aux prédictions qu'ils nous donnent? Donc voilà, avant d'aller dans le but de la présentation, on va juste revenir un tout petit peu sur comment les neural networks fonctionnent. Généralement, donc, un neural network, c'est quoi? C'est l'idée de neural network, c'est d'apprendre la distribution des données. Donc, vous avez, disons, si vous voulez modéliser, comment dire, disons que vous avez, par exemple, des données, où vous avez des chats et des chiens, et vous voulez apprendre quelle est en fait la fonction qui sous-tend ces données-là. Qu'est-ce qui fait qu'un chat est un chat? Qu'est-ce qui fait qu'un chien est un chien? Donc, vous avez toutes ces données-là. Vous commencez par paramétrer votre réseau de neurones. Right? Donc, la paramétrisation commence par dire, OK, comment est-ce que je dois considérer comme dimension mes entrées? Combien de couches intermédiaires, ce qu'on appelle hidden layers, je dois considérer? C'est quoi les fonctions d'activation que je dois considérer? Est-ce que je dois utiliser batch norm? Est-ce que je dois utiliser, comment dire, clipping, ainsi de suite, reasoner, ainsi de suite. Donc, tout ça là, c'est en fin de compte, ce sont des hypothèses que vous commencez à formuler. Vous ne connaissez pas en fait, c'est quoi l'architecture ou bien la structure optimale du réseau qui pourra vous mener à bien apprendre la fonction qui sous-tend vos données, mais vous faites des hypothèses. Et comme vous voyez, quand vous faites des hypothèses, il y a une forte chance que vos hypothèses ne soient pas en fin de compte correctes. Et typiquement, dans ce que nous faisons quand on modélise les réseaux neuronaux, on formule des hypothèses. Mais vu que notre modèle est déterministique, on ne tient pas en fait compte du degré d'incertitude dans nos hypothèses. Très souvent, on se retrouve avec des modèles qui peuvent bien fonctionner, mais pour un petit changement dans les données, c'est comme si les modèles deviennent en fait faux, parce qu'on n'a pas en fait pris ce paramètre en compte. Donc, pour revenir un peu dans la présentation ici, donc un neural network, c'est juste une fonction qui est paramétrisée. Ici, les paramètres, on les donne par theta. Et ce qu'on est intéressé dans le cas de la classification, c'est quoi? C'est que si on a une paire X, Y, on veut voir c'est quoi la probabilité d'observer Y conditionné à X et à theta. Cette probabilité-là, c'est ce qu'on appelle le postérieur. Et très souvent, l'architecture que l'on utilise, ce sont des trucs de genre de feed-forward network, comme genre cette figure-là à gauche. Bien entendu, on peut ajouter des couches de convolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais généralement, c'est ce qu'on utilise. OK? Donc, comment se passe l'entraînement en fait? Disons que vous voulez étudier la fonction qui sous-tend les données. Comme j'avais commencé à dire, vous voulez savoir qu'est-ce qui fait d'un chat un chat et un chien d'un chien. Maintenant, vu que les données sont infinies, il peut y avoir autant de données, autant de photos de chats que de chiens. Donc, vous ne pouvez pas apprendre sur toutes les données qui sont immenses. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous créez ce qu'on appelle un échantillon. Cet échantillon-là, c'est souvent votre training data. OK? Donc, ici, vous avez votre training data D qui consiste de paires X, Y. Et c'est ça que vous avez donné à votre modèle pour apprendre la fonction qui sous-tend les données. Et cette fonction qui sous-tend les données est exprimée par cette postérieure-là, P de Y conditionné sur X, et aussi votre paramètre theta. Donc, vous voulez trouver le theta qui maximise cette postérieure-là. OK? Donc, c'est ça, en grosso modo, ce que vous voulez faire quand vous voulez entraîner un réseau de neurones. OK, maintenant, comment se fait l'entraînement? Très souvent, les gens utilisent ce qu'on appelle empirical risk minimization. C'est-à-dire que vous voulez calculer ce qu'on appelle le risque de la population, en fin de compte. Et ça, c'est exprimé comme par cette fonction-là. Donc, vous voulez trouver les paramètres theta, ici, qui maximisent cette expectation-là. C'est une expectation log P of D given theta. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le likelihood. Et ça, comme je disais avant, donc, dans le cas générique, D est continu, donc D est une sorte de distribution. OK?
Maintenant, vu qu'on ne peut pas apprendre, parce qu'une distribution, c'est quand même infini, donc c'est des données qui viennent à l'infini. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous créez un échantillon et puis vous entraînez votre modèle sur cet échantillon-là. Donc là, on passe d'un dé qui est probabilistique et continu à un dé qui est fini. Okay? Donc là, on a un échantillon. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que prendre le max expectation sur log P of D given theta, cette expectation-là devient une moyenne, en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va trouver le theta qui maximise la log de P of yi given xi conditionné sur theta. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle empirical risk minimization ou bien maximum likelihood très souvent. OK? Et ce que ça dit, c'est quoi? C'est que là, on essaie de trouver les paramètres theta qui maximisent ça. Et si on se réfère à la figure à gauche, ce qu'on essaie en fait de faire, c'est quoi? C'est qu'on nous sommes déjà, on a déjà formulé notre hypothèse que nos données ont telle dimension comme entrée, on a tant de couches intermédiaires, on va utiliser ces fonctions d'activation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, là, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est de trouver quelles sont les bonnes valeurs pour les connexions là. Par exemple, ici, vous voyez 0.1, 0.2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en maximisant ou bien en minimisant cette fonction objective, ce qu'on cherche en fait, c'est quoi? C'est de trouver les bonnes valeurs à donner aux connexions là, comme ça pour rendre l'apprentissage beaucoup plus optimal. OK. Maintenant, bon, je n'ai même pas parlé des avantages de deep learning parce que je pense que tout le monde ici est conscient des avancées notoires qu'on a observées dans les années précédentes par rapport au deep learning. Par exemple, maintenant, bon, on a avec le système de GPT, on est capable de créer des textes tout en s'inspirant, par exemple, de notre X. Maintenant, bon, avec AlexNet, par exemple, on peut rivaliser avec, en termes de reconnaissance, on peut rivaliser avec, par exemple, les humains, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, ça, ce n'est pas pour autant dire que deep learning est parfait. Il y a en fait beaucoup de problèmes et on va essayer de les énumérer petit à petit. Donc, premièrement, c'est quoi? C'est que deep learning, très souvent, est ce qu'on appelle data hungry. Donc, il faut donner au modèle plein de données pour qu'elle puisse apprendre, en fait, la fonction qui se trouve dans les données. Et comme vous voyez, si l'objectif, c'est de copier les humains, donc nous, les humains, nous n'apprenons pas en observant, par exemple, des millions de chats. On reconnaît un chat à partir de quelques exemples. Donc, ça, c'est peut-être un problème quelque part pour les réseaux neuronaux. Aussi, les réseaux neuronaux sont, ils demandent beaucoup de capacité de calcul. Donc, par exemple, les GPU, resources, ainsi de suite. Et je pense juste quelques anecdotes. Très souvent, vous entendez, par exemple, des modèles qui sortent de Google. On vous dit que ouais, bah, ça a été entraîné sur plus de 1000 GPU, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le commun des chercheurs, ça, c'est pas quelque chose qui est, qui est disponible pour tout le monde. Et l'autre, c'est beaucoup plus important et qui est beaucoup plus à la présentation, c'est le fait que les modèles sont tellement mauvais à représenter l'incertitude. Et on va se focaliser beaucoup plus sur ça dans les prochaines slides. Aussi, les modèles sont facilement, on peut les tromper facilement à partir d'exemples, ce qu'on appelle des exemples adversariaux. Donc aussi, les modèles sont difficiles à optimiser parce que très souvent, ils exigent que la fonction objective soit convexe. Okay? Donc, tout ça combiné fait que deep learning, en fin de compte, n'est pas aussi parfait comme on le soupçonne. Et les autres limites, c'est quoi? C'est que très souvent, les modèles sont des black box. Donc, on ne sait pas en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce qu'on sait, c'est quoi? C'est qu'on a une donnée, on la donne au modèle et puis en sortie, on a une prédiction. Mais on ne sait pas exactement sur quoi c'est basé le modèle pour dire que ouais, X, c'est un chat ou bien X, c'est un chien. Okay? Il y a bien entendu des sortes de corrélations qui se passent à l'intérieur, mais bon, qu'est-ce qui guide ces corrélations-là? Et comment ça se fait que peut-être que l'image, je ne sais pas, le chat qui s'apparente beaucoup plus au chien n'a pas été sélectionné sur le site. Donc, c'est une sorte de black box. On ne connaît pas exactement qu'est-ce qui se trouve dans l'apprentissage. Et vu que les modèles sont déterministiques, okay, donc on a qu'un seul paramètre theta. Donc le paramètre theta qui regroupe toutes les connexions là. Donc on assume que seulement ce paramètre là
qui génère la distribution des données. Mais comme on verra plus tard, ça c'est en fait problématique. Parce que si vous considérez vos données, par exemple, ok, vos données peuvent avoir plusieurs modes. Donc, si vous regardez par exemple la distribution, il se peut que vous ayez un pic ici, un autre pic là, ok. Mais vu que votre modèle, il ne se base que sur un seul ensemble de paramètres, donc dès que cet ensemble de paramètres-là ne va modéliser qu'un seul mode, donc il va être capable de capturer que ce pic-là et pas ce pic-là, ok. Donc du coup, quand vous faites l'inférence, votre modèle va avoir plus tendance à prédire les données qui se trouvent sur ce pic et pas sur ce pic, donc on dit que votre modèle overfit, ok. Et l'autre problème, l'autre fait marquant, c'est quoi? C'est que très souvent, les modèles sont tellement confidents dans leur prédiction. Et ça, c'est problématique. Si vous vous souvenez bien de l'image que j'avais montrée avant, l'image du cerveau, ok, le modèle peut vous dire avec peut-être une probabilité de 0,99% que ce patient-là, il est cancéreux. Alors que cette prédiction-là, elle est complètement fausse. Ok, donc, tout ce qu'on essaie de faire, comment dire, le but de la présentation, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre c'est quoi déjà le type d'incertitude et comment parer à ces incertitudes-là du point de vue des learning. OK, donc là, on entre dans le vif du sujet. Il y a deux types d'incertitudes généralement quand on a affaire avec deep learning. Il y a ce qu'on appelle aleatoric uncertainty et ce qu'on appelle epistemic uncertainty. Aleatoric uncertainty, ça se rapproche plus au processus d'acquisition des données. Je vous ai par exemple donné de l'exemple des capteurs que vous installez sur une autoroute. OK? Et comme je disais avant, aujourd'hui, vos capteurs, ou bien vos senseurs peuvent être fonctionnels. Donc, à intervalles réguliers, ils peuvent vous donner exactement combien de voitures traversent une portion de l'autoroute. Mais demain, peut-être qu'un diagonale peut venir et puis heurter un des senseurs. OK? Et du coup, maintenant, le processus d'acquisition, il est bruté. Là où vous attendez à avoir 5, je ne sais pas, voitures par seconde, vous retrouvez peut-être avec une voiture par seconde. Donc, si vous, en tant que, disons, supposons par exemple que vous êtes chargé de la gestion des autoroutes, vous allez vous dire, bah, peut-être que cette autoroute-là n'est plus en fait empruntée. Donc, on va prendre toutes les ressources et puis les utiliser autre part. OK, donc ça, c'est problématique. Et donc, ça, c'est aleatoric uncertainty. Et très souvent, quand on parle d'aléatoric uncertainty, c'est de l'incertitude qui n'est pas, comment dire, que vous ne pouvez pas réduire parce qu'elle est inhérente au processus d'acquisition des données. OK? Donc, vous pouvez avoir encore plus de données, ça ne réglera pas en fait de problème. Donc, c'est important dans ce cas précis d'être capable de quantifier c'est combien d'incertitudes que vous avez dans vos données et puis d'intégrer ça aux prédictions. OK? Et l'autre type d'incertitude, c'est ce qu'on appelle epistemic uncertainty. Donc, l'epistemic uncertainty, ça a plus rapport avec l'hypothèse que l'on formule par rapport au modèle. OK? On sait qu'il y a quelque part un modèle qui est parfait, mais on ne connaît pas exactement c'est quel modèle. Donc, on commence à faire des hypothèses. OK. Pour modéliser mes données, j'ai besoin d'utiliser comme dimension pour mes inputs, bla. J'ai besoin d'utiliser 5 couches intermédiaires. J'ai besoin d'utiliser tel type d'activation. J'ai besoin d'utiliser telle architecture, REST, ainsi de suite. OK? Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous formulez une hypothèse. Mais cette hypothèse-là, elle n'est pas nécessairement valide. Elle n'est pas nécessairement, comment dire, concordante avec le modèle parfait qui existe quelque part, mais dont on connaît. Et ça, c'est ce qu'on appelle épistemique. En d'autres termes, c'est notre ignorance par rapport au modèle qui est parfait, qui aurait généré les données. Et très souvent, cette sorte d'épistemic uncertainty, on peut la réduire. On peut la réduire en donnant plus de données au modèle. On peut la réduire en, comment dire, peut-être en pensant différemment l'architecture des modèles. Donc, grosso modo, ce sont les deux types d'incertitudes. Et je peux en faire mentionner une chose, c'est qu'aussi dans aleatoric uncertainty, ça aussi, ça se divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle homoscedastic uncertainty et heteroscedastic uncertainty. Homoscedastic, ça veut dire tout simplement que votre source, comment dire, que l'incertitude, elle est homogène. Donc, à travers vos données, elle ne change pas. C'est comme si, disons, vous avez une sorte de variance qui reste régulière à travers toutes vos données. Et heteroscedastic, ça veut dire que l'incertitude varie en fonction des inputs. Donc là, on n'entrera pas trop dans les détails parce que je pense qu'on n'a pas trop de temps pour ça. Mais on va voir de façon ramassée comment dire, aborder aleatoric uncertainty et epistemic uncertainty. OK.
Donc là, c'est juste pour vous donner une idée comparative des différentes sortes d'incertitudes. Donc, à savoir aléatorique et épistémique. Donc, cette image est tirée de Kendall et al. Donc, vous pouvez lire l'article, c'était un arrêt de Mercer. OK, donc là, à ma gauche, vous avez des images de ground truth. Donc, ça, c'est des images correctes. Là, vous avez, par exemple, je pense que c'est une ville quelque part là. Vous voyez, par exemple, la route, et ainsi de suite, des voitures. Donc, là, c'est ce qu'on a, ça, c'est des images sources. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est faire ce qu'on appelle la semantic segmentation. Donc, on va reconnaître les objets sur cette image-là. OK? Donc là, sur la deuxième colonne, c'est le grand truth. Donc, disons, c'est peut-être un humain qui est allé à qui on a donné les images et qui a bien délimité les différents objets. Par exemple, en bas en bas de page ici, sur cette image-là, vous voyez de façon claire et nette la rue. OK? Vous voyez l'arbre, vous voyez un piéton quelque part là-bas, vous voyez des voitures ici. OK? Et c'est pareil pour l'image qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans cette deuxième colonne-là, tous les objets sont bien détectés et visibles. OK? Mais dès lors qu'on passe à la semantic segmentation du modèle, on voit que ça ne correspond pas en fait nécessairement au grand truth. OK? Et ça, c'est parce qu'il y a deux sortes d'incertitudes qui s'immiscent dans l'apprentissage. Il y a l'aléatoric uncertainty et il y a l'épistemic uncertainty. Donc ici, je vais juste expliquer de façon ramassée qu'est-ce qui correspond à l'aléatoric uncertainty et qu'est-ce qui correspond à l'épistemic uncertainty. L'aléatoric uncertainty, ici, quand vous voyez bien, comparez par exemple cette image-là par rapport à cette image-là, vous voyez que le modèle a du mal à reconnaître tout ce qui entoure un arbre. Right? Donc, tout ce qui entoure l'arbre, là, c'est du bruit en fait. Et là, le bruit, c'est quoi? C'est qu'il y avait des branches, de petites branches, de gauche à droite, que le modèle ne peut pas, en fin de compte, capturer. OK? Et ça, c'est pareil pour l'image d'après. Aussi, là, c'est pareil. Vous voyez, par exemple, sur cet arbre-là, tout ce qui est vert ou jaune, quelque chose du genre, ça, c'est du bruit. Et ça se rapporte comment dire, ça fait référence aux branches de l'arbre. Donc, le modèle n'est pas capable de capturer cette information-là. OK? Et si on regarde la colonne, la dernière colonne, le modèle a du mal à, comment dire, extrapoler ce qu'elle a appris par exemple, là, c'est quoi? Là, c'est le goudron, là, c'est la rue. OK? Mais le modèle a du mal à extrapoler ces pixels-là au trottoir. Comme vous voyez, par exemple, ici, à ma droite, sur ce trottoir-là, vous avez, par exemple, des patchs en rouge, des patchs en jaune, en vert, et ainsi de suite. Ça veut juste dire que le modèle n'est pas en fait capable de reconnaître que ces pixels-là sont en fait gris. OK? Ces pixels-là sont en fait gris. Et du coup, le modèle, lui, donc, il va penser que, par exemple, si on regarde un tout petit peu ce que le modèle a décrit ici, il va penser que la route, en fait, elle déborde jusqu'à ici, jusque sur le panneau ici. OK? Et ça, c'est problématique pour un car, pour un self-driving car, parce que si vous donnez ça à un self-driving car, il va dire que, bah, tiens, l'autoroute, comment dire, la rue, elle va jusqu'à là, donc je peux prendre cette portion-là. Et ça, c'est une portion qui est réservée aux piétons, et il peut y avoir problème. Donc, c'est important, quand on fait cette modélisation-là, de prendre en considération aussi bien l'aléatoric uncertainty que l'épistemic uncertainty. OK, maintenant, on va aller dans le but de, on va aller dans l'aléatoric uncertainty de façon beaucoup plus profonde. Et comme je disais avant, il y a deux sortes d'aléatoric uncertainty, homoscédastique et hétéroscédastique. Je ne vais pas les couvrir ici, mais bon, si vous avez des questions, je pourrais toujours répondre. Là, là où je veux me pencher le plus, c'est comment est-ce qu'on va faire pour, en fin de compte, minimiser, ou bien, on ne peut pas minimiser, mais comment est-ce qu'on va faire pour capturer aléatoric uncertainty. Donc, une des techniques pour capturer aléatoric uncertainty, c'est de faire ce qu'on appelle data augmentation. Donc, vous prenez vos données. Ici, en la matière, on a par exemple des chats. OK? Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on peut faire des transformations sur ces chats-là. On peut faire des trucs de rotation. Par exemple, si on va faire une rotation de quelques degrés de ce chat-là, à gauche, à droite, on fait par exemple ici du zoom. OK? Ensuite, on fait une rotation, ainsi de suite. Donc, on fait ces transformations-là pour augmenter nos données. Comme vous voyez, c'est toujours la même image de chat. Ça ne change pas. Mais par contre, sa position change. Et c'est ça, en fin de compte, ce que je vais vous expliquer avant.
c'est que le processus d'acquisition là, il devient stochastique. OK? C'est la même image, mais sa position change. OK? Donc, si vous entraînez votre modèle juste sur des images parfaites de chat qui ne sont pas inclinées, après vous donnez une image inclinée d'un chat, votre modèle peut penser que ça, c'est autre chose. OK? Donc, ça, c'est une sorte d'incertitude que votre modèle n'a pas été exposé. Donc, pour capturer cette aléatoire uncertainty, vous pouvez faire l'idée d'augmentation, vous faites toutes sortes de transformations sur vos images, et puis vous entraînez le modèle. Et comment est-ce que vous allez entraîner le modèle? Vous pouvez en fait faire la chose suivante. Donc, ça, pour les gens qui sont au courant comment dire, des images adversariales ou bien d'adversarial learning, ça a un tout petit peu rapport avec ça. OK? Donc, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous essayez de trouver un bruit, OK? Un bruit, comme par exemple ici, qui va rendre, tel que ce bruit-là, si vous l'ajoutez à vos inputs, ils vont recevoir le modèle. Ça veut dire, un exemple concret, c'est quoi? Disons que vous prenez l'image d'un chat et que quelque part, vous êtes capable d'échantillonner un bruit. Vous ajoutez ce bruit-là au chat, automatiquement le modèle dit que ouais, ça mène à ça devient un chien. OK? Donc, dans ce cas précis-là, ça veut dire que ça, c'est un edge case que votre modèle n'a pas été confronté. Donc, du coup, si vous corrigez cette erreur-là, ce que je veux dire par corriger, c'est quoi? C'est que vous prenez ce bruit-là, vous l'ajoutez au chat, vous créez une nouvelle image, et puis vous donnez à cette image-là la bonne classe, chat. Si vous augmentez votre training d'erreur et puis vous entraînez votre modèle sera maintenant capable de reconnaître que ouais, ce bruit-là qui a été ajouté au chat n'est en fait que du bruit. Il n'influe pas sur le caractère chat. Donc, je dois savoir que ça maintenant c'est un chat. OK? Donc, ça, de façon ramassée, c'est ce qu'on appelle sur le training. Donc, vous augmentez vos données par une méthode adversariale qui fera de telle sorte que votre modèle pourra, après entraînement, être capable de reconnaître que ce bruit adversarial n'est que du bruit qui n'influe pas trop sur la prédiction qu'elle devait donner par rapport aux données. OK? Donc, c'est un peu ça en fin de compte. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est quoi? C'est, comme je disais, ça, c'est une optimisation. Donc, pour les gens qui sont au courant des méthodes, ça, c'est ce qu'on appelle FGSM, Fast Gradient Science Method. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous trouvez le bruit en prenant la direction, OK? Comment dire? La direction qui maximise la loss. La loss, c'est juste le gradient de la loss, c'est ça. OK, maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous encouragez le modèle à savoir que P of Y given Xi conditionné sur θ doit être la même chose que P of Y given Xi plus le bruit et ensuite conditionné. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que, comme je disais avant, le bruit qu'on a ajouté ne devrait pas en fait influer sur la décision que le modèle devrait prendre. Comme vous voyez ici, ça c'est YI, comment dire, YI, YI, X auquel on a ajouté le bruit, conditionné sur le même nombre, sur le même paramètre θ. Donc, on va dire au modèle, vous devez vous attendre à donner la même prédiction, bien vrai qu'on a acheté le bruit. OK? Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que vous pouvez entraîner M modèle, ou tout simplement, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez changer les types de transformation des images. Et ensuite, vous allez utiliser la méthode de, comment dire, ensembliste, ou bien ce qu'on appelle modèle averaging. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que quand vous avez une donnée X, vous la donnez au modèle, à vos M modèle, et puis vous prenez la moyenne des prédictions. Et quand vous prenez la moyenne des prédictions maintenant, après, vous pouvez décider de quelle classe à assigner à votre X. Donc ça, c'est une façon, par exemple, de tenir en compte d'incertitude aléatorique. Maintenant, on va aller à épistémique ensemble, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a 30 minutes. 35. Okay. Donc, on a déjà vu de façon ramassée c'était quoi aléatorique uncertainty. Maintenant, on va voir c'est quoi épistémique uncertainty. Comme je disais précédemment, épistémique uncertainty, ça peut avoir rapport avec notre ignorance des caractéristiques du modèle parfait qu'on devrait en fait avoir pour apprendre la fonction qui se dans nos données. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de capturer, ou bien on va essayer de réduire au maximum cette épistémique uncertainty-là. Et pour commencer, on va faire un tout petit peu un rappel des méthodes bayésiennes. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas c'est quoi le bon format, si vous avez des questions, ou bien si on prend les questions en fin de présentation.
D'accord, il y aura une séance de questions-réponses. Donc, les gens peuvent poster leurs questions sur le Q&A. Parfait. OK, donc là, on va un petit peu revenir pour revoir les méthodes bayésiennes. Donc, pour les gens qui ont eu la chance de... Je pense que tout le monde doit avoir fait ça quand on fait les sciences, d'habitude, même au lycée. Donc, la méthode Bayes, on va un petit peu la revoir. OK? La méthode Bayes, c'est quoi? C'est que, en grosso modo, c'est justement cette formule-là. Probabilité de A, comment dire, c'est quoi on dit en français? Probability of A given B, c'est probability of B given A, multiplié par probability of A divided by probability of B. OK? Donc, ça, c'est, généralement, c'est ce qu'on appelle le postérieur. Ça, si on, comment dire, là, on a éclaté en fait la formule, mais c'est ce qu'on appelle le joint. Et ça, c'est l'évidence. Donc, on va utiliser la modélisation bayésienne pour capturer et réduire au maximum l'incertitude épistémique. OK. Donc, on va un tout petit peu encore revoir la méthode Bayes. C'est que, de façon, comment dire, ramasser, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que souvent, on forme une hypothèse. Donc, ce qu'on appelle notre prior. Donc, on a une hypothèse, on forme une hypothèse par rapport au monde. Ensuite, on observe les données. Et donc, c'est ce qu'on appelle notre likelihood. Et quand on observe les données, maintenant, on compute, on calcule notre postérieur pour avoir, comment dire, pour un tout petit peu, c'est quoi déjà le mot? C'est reformuler exactement, reformuler notre hypothèse du monde. Je vais me répéter un peu ici. On a un problème donné. On ne connaît pas exactement comment aborder ce problème-là, donc on commence par formuler une hypothèse. OK, ça c'est ce qu'on appelle notre prior. Et ensuite, notre prior, c'est juste en fait, c'est quoi? C'est notre croyance, c'est notre vue de ce que la solution devrait être. Mais cette solution-là, comme je vous dis, elle n'est pas nécessairement bonne parce qu'on n'a pas en fait observé des données. OK? C'est comme si vous allez vous dire, vous avez un examen et vous ne savez pas à quoi vous attendre. Il y a un professeur qui peut vous donner tout, par exemple, comment dire, si vous avez un bouquin, il peut sélectionner n'importe quel chapitre. Mais vous pouvez dire, OK, je pense que le professeur il va donner le chapitre sur les équations différentielles, par exemple. Mais quand même, je vais me préparer en conséquence. Donc là, vous passez tout votre temps, vous passez plus de temps à réviser les équations différentielles. Et après, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous allez le jour de l'examen, il y a un problème qui est un peu comment dire, les équations différentielles et quelque chose et autre chose. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, c'est votre likelihood. Donc, vous observez, attendez, OK, voici mes données, voici en fait la réalité. OK? Maintenant, vu que vous avez déjà formulé une hypothèse et que la réalité est là, vous essayez maintenant de remettre à niveau votre hypothèse parce que maintenant, vous avez comment dire, une certaine réalité qui existe. Donc, vous reformulez votre hypothèse, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle ça, c'est une sorte d'apprentissage en fait. Vous apprenez en réduisant l'incertitude. Vous apprenez en reformulant à chaque fois votre hypothèse du monde réel. Et comme on dit, ça veut dire que à la longue, ok, vous pouvez avoir commencé avec beaucoup d'incertitude, mais vu qu'à chaque fois que vous observez une certaine réalité, vous vous adaptez. Donc, au fil du temps, vous allez être beaucoup plus proche de la solution optimale que donc, c'est ça c'est un tout petit peu l'apprentissage bayésien. OK, donc on va revenir juste pour un tout petit peu formuler ça de façon mathématique. C'est quoi? C'est que vous avez une hypothèse, OK? Donc ça, c'est probabilité de l'hypothèse given data. Ça, comme je disais avant, par rapport à la formulation de par rapport à la formulation de Bayes, ça c'est probabilité de l'hypothèse multiplié par probabilité, ce qu'on appelle ça la likelihood, divisé par la probabilité de l'évidence que vous pouvez en fait discrétiser de cette façon-là. OK? Donc, ça, c'est une sorte de, comment dire, probabilité de B que vous avez ici, là. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une marginalisation. Donc, vous pouvez en fait décortiquer, segmenter ça en plusieurs, en une sommation, une somme pareille. C'est probabilité de l'hypothèse multiplié par probabilité de. Comme vous voyez ici, ça, c'est quoi? Si vous rappelez un tout petit peu de vos probabilités, ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme sur H, la probabilité data, virgule H. OK, donc ça, c'est la joint. C'est une somme de la joint, probability distribution, data et H. OK, on va voir ça plus en détail dans les prochaines slides.
Donc, ce que la règle de Bayes nous dit, c'est quoi? C'est que ce que nous dit, c'est quoi? C'est comment faire l'inférence à partir des hypothèses. OK? Comment faire l'inférence en commençant par les hypothèses à partir de données quantifiées. OK? Donc, ici, l'apprentissage et la prédiction peuvent être vus comme étant une forme d'inférence. OK? Donc, je vais encore revenir un tout petit peu. La probabilité de l'hypothèse, OK? C'est-à-dire là, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est de savoir, est-ce que cette hypothèse-là, elle est en fait vraisemblable? C'est quoi la vraisemblable de cette hypothèse-là? Quand on vous donne les données. Donc, c'est ça que vous calculez ici. Et cette vraisemblance-là, c'est quoi? C'est la probabilité que cette hypothèse-là d'abord existe. Ensuite, si vous observez, comment dire, si vous avez des données, c'est quoi la vraisemblance de ces données-là par rapport aux hypothèses que vous avez formulées, divisé par cette constante-là, ici que vous avez aussi le dénominateur. Et de façon, comment dire, si on devait adapter ça, par exemple, au réseau neuronal, ce que vous faites, c'est quoi? C'est comme je disais avant, si vous voulez apprendre quelque chose, vous commencez par faire des hypothèses. Et les hypothèses, c'est quoi? Ce sont les paramètres. Vous allez dire que les paramètres-là, je vais les initialiser de façon uniforme. Bien, je vais utiliser telle sorte d'initialisation. Je considère tel nombre de paramètres, blablabla, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Ça, c'est une hypothèse. Donc, c'est ce qui représente ici vos paramètres-là. OK? Donc, vous voulez savoir c'est quoi la vraisemblance que les paramètres que j'ai donnés là soient en fait ceux qui modélisent mes données le mieux. OK? Donc, vous calculez cette probabilité-là. Donc, probabilité des paramètres given data. La probabilité des paramètres, je fais par probabilité des data given paramètres divisé par probabilité des data. OK? Comme je disais avant, ici, data, vous avez juste marginalisé ça comme étant une sorte. OK? Donc, c'est ça qu'on va en fait utiliser pour capturer ou bien réduire l'incertitude épistémique. Maintenant, avant d'aller juste avant d'aller en détail sur comment on va réduire, on va revenir un tout petit peu pour expliquer les autres types d'apprentissage, par exemple, les autres façons d'optimiser la loss. OK? Avant, on avait vu ce qu'on appelle empirical risk minimization. C'est là-bas où vous cherchez à maximiser la likelihood, c'est-à-dire log P of data given theta. OK? Je vais me répéter ici. Dans empirical risk minimization, vous cherchez à minimiser plutôt la log, OK, de P of data given theta. Donc, vous voulez voir c'est quoi la vraisemblance des données à partir des paramètres theta. Maintenant, dans maximum a posteriori, vous faites l'autre sens. C'est quoi? C'est que vous voulez voir c'est quoi les theta, c'est quoi les paramètres theta qui maximisent la log de cette postérieure. P of theta given D. OK? Donc, si on se réfère à la loi de Bayes, encore, P of theta given D, c'est quoi? C'est P of D given theta times P of theta divisé par P of D. OK? Et si on applique la log, ça devient log P of D given theta times P of theta moins log du dénominateur. OK? Mais vu que moins log du dénominateur, comment dire? Moins log du dénominateur, on peut considérer ça comme étant une constante. On peut en fait trouver une upper bound, comment dire, une bonne supérieure à cet objectif-là. Donc, maximiser en fait cette formule-là, log P of theta given D, peut être approximée par cette somme-là, ici. OK? Donc, dans maximum a posteriori, ce qu'on cherche, c'est quoi? Si on va chercher des paramètres theta, par exemple, c'est des connexions, qui maximisent cette log-là. OK? Mais vu qu'on ne connaît pas en fait c'est quoi la bonne forme, on peut approximer ça par cette équation-là. Et ça sort directement de la formule de Bayes. Comme vous voyez ici, ça c'est quoi? Ça, c'est exactement votre loss. OK? Par exemple, si vous utilisez log likelihood, ça c'est votre loss. Si vous utilisez par exemple cross entropy, ça va être votre loss. OK? Et puis il y a un autre terme ici à votre droite, c'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de régularisation. OK? Cette régularisation-là, ce qu'elle dit, c'est quoi? C'est que elle vous dit que quand vous apprenez vos paramètres theta, les paramètres que vous avez, ils doivent en fait, c'est comme si ils étaient échantillonnés à partir d'une probabilité P of theta qui est votre prior. OK? Donc, vous appliquez ce regularizer ici pour forcer votre loss ou bien vos paramètres à se comporter d'une certaine façon. OK. Donc,
Ça, c'est une autre façon. Donc, on a vu impliquer risque. Maintenant, on a aussi vu maximum a posteriori. Mais cependant, toutes les deux façons d'optimiser votre loss ne sont pas en fait bayésiennes. En d'autres termes, c'est des méthodes qui permettent d'entraîner un modèle pour qu'elle vous donne ce qu'on appelle des points estimés. Donc, vous n'avez par exemple pour une donnée, en entrée, vous n'avez qu'une seule sortie, vous n'avez qu'une seule prédiction. Idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est quoi? C'est que si on veut capturer et réduire l'incertitude, ce qu'on aimerait voir, c'est quoi? C'est que si je vous donne une donnée en entrée, tu vas avoir une multitude de possibilités en sortie. En d'autres termes, cette multitude de possibilités-là, c'est une probabilité en fait de cherche. OK? Donc, idéalement, si j'ai une input X, je veux que le modèle me donne une probabilité, après une probabilité en sortie. Et comme ça, si j'ai cette probabilité en sortie, je peux quantifier l'incertitude. Je peux exactement en déduire la variance, et ensuite je peux avoir des confidences, et ainsi de suite. Et de ce fait-là, je peux donner cette information-là au radiologue. Si j'aimerais faire l'exemple que j'avais donné avant, ou bien je peux donner ça au service qui charge des transports routiers, et ainsi de suite. Ou bien si je fais par exemple de la prédiction météo, je peux donner ça au météorologue. Donc plutôt que le météorologue qui va dire que demain il va pleuvoir, je ne sais pas là, 10 000 millilitres chez nous, on ne peut pas, c'est vraiment un problème d'inondation là. Le météorologue, maintenant, il sera beaucoup plus moins zèle. Il va dire que oui, il y a peut-être de fortes chances que ça pleut et qu'on ait cette capacité-là. OK? Donc, au moins, il a mis quelques, comment dire, il n'a pas été de façon catégorique, mais au moins, pour les gens qui savent interpréter, il va dire que ouais, le météorologue a dit ça, mais il y a une possibilité que ce soit autre chose. Et c'est ça, en fait, que l'on appelle incertitude. OK, donc là, on a vu IRM, on a vu MAP, parce que tous les deux ne sont pas en fait capables de capturer cette incertitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour capturer cette incertitude? Maintenant, ce qu'on a besoin pour ça, c'est que notre apprentissage soit bayésien. Et qu'est-ce qu'on veut dire par bayésien? Ce qu'on veut dire par bayésien, c'est quoi? C'est que chaque paramètre, en fin de compte, plutôt que d'être un point estimé, plutôt que de juste une variable, elle doit être probabilistique. OK? Donc, elle doit être sous-tendue par une variable aléatoire qui décrit une certaine probabilité. OK? Donc, ça qu'on veut dire par ça. Pour aller un peu plus vite, dans les prochaines slides, ce qu'on aura, ces deux formules-là vont nous être très utiles. Donc, P of X, on peut en faire la descriptivité, ou bien on peut dire que P of X c'est juste une marginalisation de P of X, Y sur Y. OK? Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la joint distribution, comme on appelle ça, c'est-à-dire quelle est la vraisemblance d'observer X et Y en même temps. Donc, comme vous voyez ici, si vous sommez sur Y, à la longue, ce que vous avez comme résultat, c'est quoi? C'est P of X. Et aussi, par rapport à la formule de Bay, la probabilité de x, y, c'est quoi? C'est la probabilité de x multipliée par la probabilité de y given x. Donc ça sera très important dans les prochaines slides. OK, on va aller de façon vite sur les méthodes bayésiennes. Encore, on va revenir sur la formule de Bayes qui est tellement importante en machine learning. OK, donc quand on va apprendre, on veut trouver les paramètres failles qui maximisent ce postérieur-là. OK, ça veut dire que c'est quoi les paramètres failles qui sont à mieux de décrire mes données. Ça, c'est P of theta given D. Et ça, en utilisant la formule de Bayes, c'est quoi? Ça, c'est P of D given theta multiplié par P of theta divisé par cette somme-là. OK? Ça, P of D given theta, c'est sur notre likelihood. C'est ce qu'on cherche à minimiser dans empirical risk. Et ça, P of theta, c'est notre prior. Ça veut dire c'est notre connaissance qui peut être souvent pas bien ancrée, bien fondée, des paramètres qui vont nous garantir un bon apprentissage. OK? Donc, dans le cas où on est en face, ce qu'on appelle des données IID, ça veut dire qu'ils sont independent and identically distributed. Donc, par exemple, si vous prenez une paire X1, Y1 et une autre paire X2, Y2, ces deux paires-là sont quand on dit qu'elles sont IID, ça veut dire que la probabilité de Y1 given X1 est indépendante, par exemple, de X2. OK? Donc, si on a cette notion de IID dans nos données, la likelihood ici peut en fait réécrire de cette façon-là. Et ça facilite les choses de façon extraordinaire parce que autrement, ça aurait été vraiment compliqué de calculer cette formule. Mais bon, pour ne pas entrer dans les détails, IID aussi a beaucoup de problèmes.
OK, donc notre likelihood peut se factoriser comme étant un produit de ces probabilités-là. Et ça va être très cool. Et maintenant, quand on a fini d'entraîner et qu'on va faire de l'inférence, donc on a un test exemple, on va voir c'est quoi ce que le modèle va donner comme résultat. On utilise cette formule-là, on va dire la probabilité de classe Y star given X star, notre test, c'est tout simplement égal à cette somme infinie-là. L'intégrale P, Y star, X star, θ, multiplié par 10. OK? Ça, c'est notre postérieur qu'on a appris. OK? Donc, on va utiliser ce qu'on a appris, c'est notre neural net. Et puis, on va coupler ça avec ça pour calculer la classe que le modèle doit donner à notre input X. Mais comme vous voyez ici, il y a encore quelques problèmes. Right? Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la somme en bas là. C'est très compliqué en fait à calculer. À moins que vous ne faites des simplifications, par exemple. Vous pouvez simplifier et dire que mon P of θ est uniforme, auquel cas cette intégrale-là devient une somme. Et vous pouvez, par exemple, échantillonner M θ. Calculer le dénominateur là est très compliqué. OK, donc, vu qu'on ne peut pas calculer dans tous les cas, cette dénominateur-là, on va faire ce qu'on appelle approximate inference. Approximate inference, c'est quoi? C'est tout simplement, ça consiste à un tout petit peu, changer la difficulté du problème initial en quelque chose qui est beaucoup plus facile à apprendre. OK? Donc, on va revenir un petit peu, on va essayer de fixer les idées un peu. On sait que calculer la postérieure, c'est difficile. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de réduire la difficulté là à quelque chose d'autre qui est beaucoup plus facilement modélisable. OK? Donc, comme je disais avant, le dénominateur là, il est compliqué à calculer parce que c'est une intégrale. Donc, c'est une somme infinie. Et comme quiconque parle de somme infinie parle de, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas, en fin de compte, contextualiser le fait. Donc, P of D, si on utilise la marginalisation, comme je disais avant, ça c'est quoi? C'est intégrale P of θ, P of D given θ, D θ. OK? Mais ça, c'est intractable. On ne peut pas calculer ça. Par contre, on peut faire des hypothèses. On peut dire que nos θ, OK? Tous nos θ là, en fait, viennent d'une distribution qui est uniforme. Par exemple, là, θ over is P of θ. Et puis, vu qu'elles sont toutes, toutes nos θ là viennent d'une distribution uniforme, donc, chaque θ a la même probabilité d'être observé. Donc, θ1, θ2, θ3, jusqu'à θ infini ont toutes la même probabilité. Et du coup, donc, je peux, en fin de compte, approximer mon P of D en prenant n échantillons de θ. Et si je prends n échantillon de θ, donc j'ai cette intégrale-là qui est une somme infinie qui devient une moyenne. OK? Donc, pour 1 sur n, somme sur les i de la likelihood. Et la likelihood, là, je sais comment la calculer parce que je l'avais déjà défini ici comme étant un produit de i égale à 1 jusqu'à n, P of y given xi θ. OK? Donc là, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je suis parti d'un problème qui est hyper complexe, un problème que je sais un problème que je sais résoudre de façon approximative. Et en fin de compte, deep learning, tout est presque basé sur l'approximation. Parce que voilà, nos capacités de calcul ne nous permettent pas de résoudre ce type d'intégrale. OK, donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode Monte Carlo. OK, donc là, on prend n Monte Carlo estimates, et puis pour remplacer notre P of D, qui était une intégrale, à n moins. Il y a d'autres variantes, comme par exemple Gibbs distribution, metropolis hasting, ou bien gradient-based techniques qu'on peut utiliser. Mais donc, ça, c'est juste pour fixer les yeux. OK. Donc, là, ça, c'est une première façon de faire. OK? La deuxième façon de faire, c'est quoi? C'est, vu que P of θ given D est difficile à calculer, on peut en fait essayer de trouver une alternative. C'est-à-dire qu'on peut, en fin de compte, apprendre une distribution qui est beaucoup plus simpliste que P of θ given D. OK? Donc, plutôt que de calculer, de faire l'inférence en se basant sur P of θ given D, on va se baser sur P of oméga given θ pour faire l'inférence. OK? Donc, juste pour fixer les idées ici un peu, pour les gens qui sont familiers avec les variation autoencoders,
OK? Donc là-bas, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous cherchez à compresser puis à décompresser un input. OK? Mais bon, vu que vous ne connaissez pas exactement c'est quoi le postérieur dans le cas des méthodes variationnelles, variation auto-input, c'est quoi? C'est P of Z, c'est-à-dire vous voulez voir c'est quoi le bon code qui va correspondre à, c'est quoi la meilleure compression possible de X. Et vu que vous ne connaissez pas en fait la distribution qui sous-tend cette compression-là, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous entraînez un auto-input de suivi d'une couche de probabilité. OK? Donc là, vous allez essayer en fin de compte de ramener un problème qui est complexe à un problème qui est facilement gérable. Et ça, c'est le problème qui est facilement gérable. Et dans ce contexte-là, c'est quoi? C'est une distribution qui oméga theta que vous allez utiliser comme remplacement pour P of theta given D. Et quand vous trouvez cette distribution, vous pouvez juste la plaguer ici. Et ça va vous permettre de faire l'inférence en temps de test. OK? Donc voilà, c'est ça. On va encore continuer un tout petit peu. On va juste revenir ici. Désolé. OK, parfait. Donc, comme je disais avant, donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que si P of theta given D est difficile, vous pouvez essayer de remplacer ça par Q of theta, Q of oméga theta. En termes mathématiques, ce que vous cherchez à faire, c'est quoi? En termes mathématiques, ce que vous cherchez à faire, c'est quoi? C'est que vous voulez minimiser une certaine distance entre guillemets. Quelle n'est pas nécessairement une distance au sens rigoureux du terme, mais ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est minimiser ce KL-là, une sorte de divergence, entre Q oméga theta et P of theta given D. OK? Ça, c'est votre objectif. Mais comme je disais avant, vous ne connaissez pas c'est quoi la forme fonctionnelle de Q of theta given D, encore moins la forme fonctionnelle de Q of oméga given theta. Donc, essayez de réduire ça là, ça va être compliqué en fin de compte. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est qu'en utilisant la log likelihood, okay, vous pouvez réécrire ce qui est là comme étant cette sommation-là. OK? Donc, minimiser cette divergence. En fin de compte, ce que j'essaie de dire ici, c'est quoi? C'est que en deep learning, très souvent, c'est quoi? C'est il faut savoir, c'est des étapes. Vous commencez par définir votre objectif. Vous vous rendez compte que c'est complexe. Vous essayez en fait de la rendre moins complexe. Et que ça encore c'est complexe. Vous essayez encore de la rendre moins complexe en faisant des approximations. Donc, c'est une sorte c'est des étapes. Donc là, comment dire, dans le cadre de ce cas-là, on sait que c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas c'est quoi la forme fonctionnelle de Q, encore moins la forme fonctionnelle de P. Mais on peut réécrire ce cas-là en utilisant cette fonction-là ici. OK? Maintenant, cette fonction, elle est beaucoup plus simple à optimiser que celle-là. OK? Mais il y a toujours un problème qui se pose, c'est qu'on a une intégrale. Dès que vous voyez intégrale, ça veut dire infini. Et si c'est infini, c'est compliqué, c'est difficile à optimiser. Donc, vu qu'on a aussi une intégrale, on peut rendre cette équation-là beaucoup plus facile en prenant juste un seul échantillon de theta. Et puis maintenant, on va faire notre apprentissage sur ça. Vous voyez ici, par exemple, on est passé de integral log plus KL à juste cette formule-là qui n'est même pas, maintenant qui n'est plus infinie, parce qu'on a juste pris un échantillon de theta, et puis maintenant, on peut optimiser ça. OK? Donc, en fin de compte, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est ce qu'on appelle approximate inference. Et là, je vais vous donner un exemple beaucoup plus concret que je pense que vous êtes beaucoup plus familier avec. Vous avez entendu parler de dropout. OK? Donc, comment est-ce que ce dropout fonctionne? Vous prenez votre neural network et puis vous insérez ce qu'on appelle des couches dropout. Ce que dropout fait, c'est quoi? C'est qu'avec une probabilité définie, OK, elle va aller dans votre réseau neuronal, dans votre neural network, et puis elle va supprimer des connexions. Par exemple, ici, ça c'est votre modèle initial, ça c'est votre modèle final, après avoir appliqué dropout. Comme vous voyez ici, par exemple, là, vous avez supprimé des connexions ici, vous avez supprimé des connexions ici, ici. OK? Donc, ça, l'objectif de, la beauté du dropout, c'est quoi? C'est qu'elle permet de rendre votre modèle stochastique. Right? Parce que dropout est sous-tendu par une distribution qu'on appelle la distribution de Bernoulli, qui est quand même aléatoire. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si j'observe, si j'ai mon input X, par exemple, j'ai une photo de chat, et que j'applique M dropout sur mon réseau initial, les différentes versions de, là on a, ça c'est une autre version de ce modèle, OK? Et ça, on l'obtient juste en appliquant ce dropout, c'est-à-dire en faisant un feed forward. Maintenant, si je fais plusieurs feed forward en appliquant dropout, je vais avoir
différentes versions du modèle. Et toutes ces versions-là vont être différentes du modèle à certains égards. OK? Et maintenant, vu que maintenant j'ai différentes versions du même modèle, je peux prendre mon input et puis donner ça à chaque version. Maintenant, chaque version va me donner une prédiction. Et si j'ai chaque modèle qui me donne une prédiction, je peux maintenant prendre la moyenne des prédictions. OK? Et vu que aussi j'ai différentes versions, je peux prendre non seulement la moyenne, mais je peux aussi prendre la variance. Donc là, maintenant, j'ai ma moyenne et j'ai ma variance. Maintenant, ma variance, c'est elle qui quantifie, c'est elle qui quantifie en fait le degré d'incertitude dans la prédiction. OK? Donc, comme vous voyez, je suis passé d'un seul modèle qui était déterministique, c'est-à-dire déterministique au sens où si je lui donne un input X, il va toujours me donner le même output Y. Il est déterministique. Mais cette notion de déterminisme n'est pas très rassurante parce que la prédiction que le modèle donne peut être fausse. Mais il va s'obstiner à me dire que c'est toujours la même prédiction parce qu'il est déterministique. Je ne sais pas en fait intégrer une stochasticité dans ces paramètres. En utilisant Dropout, je peux créer différentes versions du même modèle. Et quand j'ai différentes versions du même modèle, donc je peux les donner à toutes, mon même input, et puis obtenir différents outputs. Si j'ai les différents outputs, je prends la moyenne, et je peux aussi calculer la variance. Et maintenant que j'ai la variance, je peux dire par exemple à mon radiologue, bah, tiens, c'est ça en fait le degré d'incertitude dans la prédiction que je vous donne. Maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez utiliser cette information-là. Si la variance est énorme, en tant que radiologue, je vais dire, bah, tiens, je n'ai pas fait confiance au modèle parce que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Si la variance est très petite, je peux dire, bah, tiens, mon modèle en fait m'a donné une prédiction avec une confidence qui me semble être raisonnable. Donc, je vais utiliser cette décision-là. Donc, c'est tout l'objet en fait de ce qu'on cherche en quantifiant et en minimisant cette incertitude. Je pense qu'il y a des chats. Je ne sais pas trop c'est quoi. OK. Let's see. Je pense que nous sommes presque arrivés à l'heure. Ouais, donc je pense que c'est ça en fait qui met fin à la présentation. Donc, je vais prendre quelques slides, quelques questions. Et voilà, je vous rends le micro. Allô? OK, d'accord. Merci beaucoup, M. Ousmandia. Merci pour cette excellente présentation, très pédagogique d'ailleurs. Donc, s'il y a des questions, on peut prendre juste une à deux questions parce qu'on est déjà en retard sur le programme. Donc, s'il y a des questions, s'il vous plaît. Je peux poser une question. Oui, bien sûr. Merci pour cette présentation. Et donc, ma question, c'est en fait une certaine façon de résoudre en fait l'incertitude épistémique. En fait, c'est de faire du sampling, donc soit faire pas du Monte Carlo, soit faire du variationnel. Donc, on peut dire aussi que l'ensembling entre dans ce cadre-là. Exact. Yeah. C'est une façon simple de faire du... Et donc là, vous préférez le drop-out parce que c'est le plus efficace, parce que l'ensembling, ça devient coûteux si on a des gros réseaux de neurones aussi. C'est ça. En fait, disons que drop-out en tant que tel, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas trop... Ça, c'est célébat, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça fait un moment là. C'est vrai. En fait, il y a même des gens qui pensent que le drop-out en tant que tel n'est pas vraiment bayésien en tant que tel. Mais bon, comme tu l'as bien souligné, les méthodes ensemblées d'habitude sont les meilleures. Mais bon, ça demande une certaine, comment dire, il y a certaines contraintes parce qu'il faut stocker une version du même modèle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bien entendu qu'il y a des façons de résorber ces contraintes-là en faisant par exemple des paramètres sharing, des trucs du genre. Mais bon, de prime abord, les méthodes ensemble sont meilleures. Maintenant, dans certains contextes, bon, drop-out marche de façon, comment dire, optimale. Il faut aussi reconnaître que faire du drop-out n'est pas toujours aussi optimal. Par exemple, si vous prenez certains types de transformers, certains modèles qui sont tellement grands, là, et faire de multi-feed-forward passive, ça c'est très coûteux. Donc, ce que les gens font souvent, c'est quoi? C'est que plutôt de faire du drop-out sur chaque couche, ils font du drop-out sur le last layer, qui est de façon plus approximée, en fait. Ok, très bien.
Et donc, la dernière question, c'est est-ce que en fait, tu as une connaissance d'études qui étudie le biais à travers l'incertitude? Peut-être que c'est une façon d'approcher le biais, en fait. De voir où est-ce que mon modèle est faible et faire attention à ça. Exactement, exactement. Donc, quand par exemple, nous, on calcule cette incertitude-là, on peut en faire la séparer en deux tas. On peut séparer ça, comment dire, il y a ce qu'on appelle le biais en tant que tel. Et il y a un autre facteur qu'on appelle la réduction. Donc, on est capable, en utilisant certaines techniques, de distinguer ces deux-là. OK? Et je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est par rapport à la réduction du biais, c'est quoi? On peut utiliser des techniques du genre le jackknife sampling, les gens qui ont fait des statistiques. Par exemple, ici, comme vous voyez, on crée différentes versions du même modèle. OK? Donc, pour réduire le biais, c'est quoi? C'est qu'on prend tous les modèles et puis on prend l'average. On prend la moyenne. OK? Donc, on prend juste la moyenne. Donc, du coup, ce modèle-là, il est en fait débiaisé. Ouais, parce qu'on a... Voilà, c'est une moyenne, quoi. Et si on utilise comment dire, cet average-là, donc, je pense avec ce recul, on pourra dire que les prédictions qu'on fait ne sont pas en fait biaisées. Très bien, merci. Et c'était une très belle présentation. Merci à toi. Alors, merci encore une fois, Monsieur Dia. Oui, vas-y, Sarah. OK, donc je vais juste poser la dernière question de Lily. Avec le drop-out, on ne risque pas de perdre des informations importantes? En fait de compte, c'est un tout petit peu le caractère un peu, comment dire, surprenant de drop-out. Ouais. Parce que, et je pense que ça s'explique vu sous un certain angle, on ne risque pas nécessairement de perdre des informations parce qu'en fait, drop-out, on peut l'appliquer durant un training. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en faisant l'apprentissage, vous pouvez instaurer ce drop-out-là. Et vu que vous minimisez une fonction objective lors de l'entraînement, donc, chaque fois que le modèle vous donne des informations erronées, vous allez le pénaliser. Et l'objectif, en fin de compte, c'est quoi? C'est de réduire cette erreur-là quand l'apprentissage continue. Mais de façon intuitive, quand on y pense, on peut dire que, bah, tiens, ça, c'est de l'information qu'on perd. OK? C'est de l'information qu'on perd seulement si et seulement si on n'a plus de rapport à autant d'influence. Par exemple, supposons que on va essayer de concevoir ça de la façon suivante. Supposons qu'on a notre réseau à gauche qui a des couches de dropout. OK? Supposons par exemple qu'on éteigne le dropout durant le training. On le désactive. OK? On entraîne nos modèles et puis maintenant on va aller maintenant c'est le moment de faire des tests. On est à l'inférence. Et automatiquement à l'inférence, on active le dropout. Okay, donc ça veut dire c'est quoi? C'est que là, maintenant, nous sommes en train de couper des connexions qui peuvent être importantes pour bien apprendre, pour bien faire de l'inférence. Maintenant, vu que nous, on a juste activé le dropout à inference time, donc exactement dans ce cas précis-là, on va perdre de l'information. Donc, du coup, notre modèle-là peut donner des prédictions qui n'auront aucun sens. Mais si durant l'apprentissage, on active ce dropout-là, donc il y a de fortes chances que le modèle se comporte de la même façon que durant le training. Donc, on ne risque pas de perdre l'information. Merci beaucoup, M. Dia. Ça a été un plaisir de vous écouter. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Donc, nous allons rapidement enchaîner avec la deuxième présentation qui sera donnée par Madame Fatou Fall. Donc, Fatou Fall, j'espère que vous êtes déjà en ligne. Hello. Hey. Alors, comment allez-vous? Merci beaucoup, on va bien. J'espère que vous allez bien aussi. Et salut à toutes les 20 personnes qui sont ici, ou les 18 autres personnes. D'accord. Donc, permettez-moi juste de lire votre biographie, Madame Fatou. Donc, Fatoumata is an entrepreneur who has coached over 160 STEM PhD for the past 2 years, has a co-founder and advisor of RORA, a negotiation service for high-achieving engineers and scientists from around the world. She's building a new
hydroponics company in Senegal called Godness Brim. Fatoumata was the inaugural faculty at ALU, an innovative university system in Africa that has raised over 1,000 million US dollar. She has been featured on the Forbes 30 under 30 list. She has trained over 300 mid-level female managers, and her mission is to work with thousands of women and young people to help them fulfill their potential at work and in their personal life. Fatou graduated from the Howard University with a degree in applied mathematics. So, yeah, Fatoumata, welcome to this event, and you have the floor now. Donc, vous avez la parole. Je pense que la présentation sera en français. On verra. D'accord. Okay. Non, je suis très ravie d'être ici. Merci de m'avoir invité, Sora. C'est très gentil. Ça fait longtemps que je ne parle plus français dans ma vie de tous les jours. Alors, excusez-moi pour les erreurs et les omissions. Si je suis bloquée, j'espère que c'est OK pour l'instant, si j'essaie de faire les choses en anglais. Mais je vais faire en français au moins 80%. D'accord. Donc, aujourd'hui, je m'excuse, je n'ai pas de slides. Je trouve que c'est une structure qui est difficile pour moi parfois. Mais quand même, j'ai apporté beaucoup d'aide visuelle. Donc, je vais partager mon écran. Comme ça, vous pouvez voir au fur et à mesure que je raconte les histoires, en fait, le support visuel. Donc, je vais commencer d'abord avec mon histoire. Je vais juste ouvrir. Ah, voilà. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez la page d'Aurora? Juste thumbs up de Sora, si vous voyez ça. OK, super. Super, merci. Donc, je voulais vous dire pourquoi je suis contente d'être ici et c'est peut-être ce que je vais partager. Donc, je suis contente d'être ici parce que par mon histoire, et que ça fait 2 ans que je construis cette compagnie qui s'appelle Aurora. Et je viens juste de passer au niveau de conseiller au lieu de co-founder. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai appris que vous étiez en train d'organiser Indaba X, ça m'a intéressé de venir et de partager ce que je sais avec vous parce que vous êtes dans AI. Donc, mon background, c'est, voilà, je suis ici. Maintenant, je suis advisor. Mon background, c'est en mathématiques appliquées. Et quand j'étais à Harvard, de 2010 à 2014 et j'apprenais beaucoup sur mathématiques appliquées, statistiques et surtout machine learning. Et à ce moment-là, c'était vraiment dans la phase de beginner, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça mon training académique. Mais en fait, ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les personnes et comment augmenter le potentiel de ce qu'on peut faire et comment aider les gens vraiment à produire des choses incroyables, peut-être plus que ce qu'ils pensaient eux-mêmes, n'est-ce pas? Et donc, en 2019, avec mon ami Brian, et voici Brian, il m'a trouvé, il m'a dit, regarde, je suis en train de créer une compagnie pour aider les personnes à négocier, surtout les femmes et les gens qui sont d'autres races, par exemple, les Noirs aux États-Unis, les Asiatiques, les Latinos, etc. Et Brian savait que moi, j'étais en train de faire beaucoup de sessions de training, de career education en Amérique latine en ce moment-là. Et donc, on s'est joints et on a créé cette compagnie qui est maintenant Aurora, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait? Je vous montre. On a beaucoup de clients qui sont dans AI. Par exemple, on a quelques exemples ici. On a Scarlett, Google, Ben, qui a Microsoft, Claire. Il y a beaucoup de scientifiques qu'on aide et on a encore beaucoup plus. Par exemple, si je vais ici, vous allez voir qu'il y a vraiment plein de personnes. Juste quelques exemples. Et je vais vous raconter l'histoire de Joël comme exemple, n'est-ce pas? Et donc, on travaille avec beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs. Et on les aide à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec la compagnie? Quand ils recrutent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Comment est-ce que tu peux te positionner? Comment est-ce que tu gères les recruiters? Parce qu'ils sont vraiment des négociateurs très aptes. Ils font des centaines de négociations par année, alors qu'un candidat en moyenne fait une négociation chaque 2 ans, n'est-ce pas, ou 3 ans. Non, dans cette industrie, chaque 18 mois, n'est-ce pas? Et on les aide à comprendre leur valeur sur le marché, beaucoup d'informations sur les salaires, les equity, les bonus, etc. Et à la fin du jour, on les aide à choisir. Et c'est très commun que dans le AI, aux États-Unis, au Canada et surtout en Europe aussi, qu'il y a des candidats qui ont, tu vois, 2, 3 ou 4 options. C'est très normal parce que c'est une industrie qui a une forte gap. Il y a plus de demandes pour vos capacités qu'il y a de l'offre, n'est-ce pas? L'offre qualifiée. Et donc, c'est ça que j'ai fait. On a eu plus de 200 clients. On a fait plus de 400 négociations. Et à la fin du jour, on a amené plus de 5 millions de dollars comme augmentation, n'est-ce pas, de valeur pour les candidats. Au lieu qu'on laisse ça aux compagnies, on aide les candidats à demander plus et à avoir plus et à comprendre leur valeur, n'est-ce pas? Donc, c'est ça mon background. C'est ça que j'ai fait durant les 2 dernières années avant de retourner au Sénégal. Et bon, c'est pourquoi je suis ici, pour partager, n'est-ce pas? OK, so je vais commencer juste pour suivre mon timing. Right, OK. Pourquoi j'ai décidé d'être ici? Parce qu'en faisant ce travail, vous allez voir qu'on est inclusif. On a des hommes, on a des femmes, on a des personnes de toutes les couleurs, de beaucoup de nationalités. Et en général, il y a plus de scientifiques blancs et asiatiques qui viennent des États-Unis, n'est-ce pas? C'est comme ça. Malheureusement, l'industrie n'est pas encore équilibrée. Et qu'est-ce que je remarquais? Je remarquais que la plupart des scientifiques et ingénieurs femmes et noirs et latinos n'avaient aucune idée vraiment de leur valeur sur le marché. En général, ils demandaient 3 à 5 fois moins que ce que j'observais avec les candidats, comme par exemple Abhishek ou bien Mert, n'est-ce pas? Donc, il y avait un gap en termes de connaissances et d'informations sur le marché. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée à rester 2 ans à construire ce service. Parce que pour moi, c'était incroyable. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient les mêmes capacités. Et en fait, j'étais en train d'accepter des offres tellement différentes, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ça qui est à l'origine de l'inégalité et de la différence, n'est-ce pas? En termes de richesse et de seniority dans cette industrie. C'est plus le manque d'accès à l'information et à la confiance, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le contexte. Bon, je vais vous donner l'exemple de Joël, un de mes clients. On m'a demandé 3 questions en venant ici. Comment s'ouvrir aux opportunités dans le monde? On m'a demandé comment négocier son salaire et on m'a demandé comment gérer ses émotions, n'est-ce pas? Donc, je voulais commencer par comment s'ouvrir aux opportunités dans le monde à travers l'histoire de Joël. C'est un être qui me fascine. Donc, voici Joël. C'est un PhD en Computer Engineering et il est à l'Université de Floride, n'est-ce pas? Et vous pouvez vous connecter avec lui sans problème. Et ce qui est intéressant de Joël, c'est son parcours, n'est-ce pas? Il est presque en train de finir son PhD. Il a fait beaucoup comment on appelle ça? Internships, des stages avec des compagnies, une compagnie intéressante en particulier. Il a aussi travaillé au Cameroun. Si je continue sur son LinkedIn, vous allez voir qu'il a fait 3 ans et demi de software engineering au Cameroun. Et il a aussi fait une autre année, donc plus de 4 ans en travaillant au Cameroun avant qu'il soit parti aux États-Unis, n'est-ce pas? Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand il était au Cameroun, il travaille comme ingénieur en software, il avait beaucoup de curiosité, il est didactique, comment on appelle ça? Self-taught, donc il s'est enseigné lui-même beaucoup de choses sur l'Internet, etc. Et il a été découvert par son professeur actuel, qui est un Camerounais, qui est à l'Université de Floride et qui a aussi gravé beaucoup d'échelons et est devenu assistant professeur et après professeur là-bas. Et donc, c'est lui qui l'a découvert et
et Joël, c'est le type de personne qui vraiment valorise les relations. Donc, il a construit une relation avec ce professeur et ce professeur l'a aidé à comprendre comment obtenir un PhD aux États-Unis. Il l'a aidé à avoir une bourse à l'Université de Floride. Il y avait aussi 4 autres Camerounais. Il les a aidés à faire tout le processus et ils ont pu avoir leur bourse et faire leur doctorat aux États-Unis, tu vois. Ça, c'est un point où tu vois que la construction de relations avec les Africains qui sont déjà dans le système, dans l'industrie, n'est-ce pas, de AI aux États-Unis, dans différentes universités, que c'est important, c'est un pas très important. Et je suis certaine que Indaba X, par exemple, aide à faciliter ce genre de relations, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand il était à l'Université de Floride, il est encore là-bas, il a décidé d'avoir des stages chaque été. Et ça, c'était incroyable parce que ce n'est pas trop commun parmi les doctorats africains d'investir l'effort, ou bien même les masters, n'est-ce pas, d'investir un effort pour obtenir des stages. Et dans son cas, il a encore construit beaucoup de relations dans son département, n'est-ce pas? Et il a entendu parler d'une compagnie qui s'appelle Xilinx, qui est une compagnie de semiconductors. Donc, c'est comme AMD, par exemple. Bon, c'est dans l'industrie de hardware, ils sont très intéressants. Et il a dit, OK, je vais aller là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est comment il a choisi cette compagnie, par exemple, au lieu de choisir Google ou Facebook ou Microsoft dès le départ. Il a vu que c'était une compagnie publique, donc il y a une valeur qui est prouvée. Bon, ça peut devenir plus grand, disons. Il y a beaucoup de ressources pour faire la recherche, etc. Et il a aussi trouvé qu'il y avait 4000 et quelques employés et un tiers des employés étaient des ingénieurs. J'espère que vous pouvez voir ce que je montre sur LinkedIn. Et donc, ça, c'est intéressant. Une compagnie où une de chaque 3 personnes que tu vois est ingénieur, n'est-ce pas? Pour un ingénieur et un scientifique, ça, c'est intéressant. On peut apprendre beaucoup de choses. C'est un climat où tu peux vraiment recevoir le type de mentorship, de mentor que tu désires, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il a choisi cette compagnie. Et j'ai trouvé que ça, c'était spécial dans la manière de penser de Joël. Et il a aussi vu que dès le premier internship, dès le premier stage, qu'ils étaient très collaboratifs, qu'ils voulaient vraiment coacher les juniors. Et donc, c'était un bon environnement, vraiment, pour lui, pour apprendre plus sur sa spécialité, qui est un mélange de hardware et de software, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était intéressant. Et après, ce qui était intéressant, c'est comment est-ce qu'il a utilisé ces stages. Donc, je suis à cette étape-là. Parfait. Donc, non, il y a une autre dimension, pardon. Il y a une troisième dimension qui est comment cette compagnie est positionnée par rapport à l'industrie. Donc, en général, ce genre de compagnie, Xilinx, c'est le deuxième tiers. Tu vois, il y a 3 tiers de compagnies. Il y a les compagnies comme Google, Facebook, Microsoft, Apple, etc., qui sont le top. Eux, ils compétissent entre eux et personne au monde n'ose compétir avec eux, n'est-ce pas? Et maintenant, tu as la deuxième vague, disons, de compagnies comme Xilinx, comme Samsung, comme Intel, IBM, qui sont, disons, plus traditionnelles dans l'industrie de la technologie. Mais en même temps, ils ont vraiment de la grande qualité, ils ont des labs exceptionnels, mais ils ne font pas nécessairement la compétition avec Google et ils n'ont définitivement pas le même niveau de ressources par rapport au salaire ou bien comment ils rémunèrent leurs employés, n'est-ce pas? Et donc, lui, il a choisi ce deuxième groupe de compagnies. Donc, ça, c'était intéressant pour moi. Et la troisième chose que je me rappelle, c'est comment il a utilisé ces opportunités de stage. Il m'a dit que les 2 premiers stages, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est focalisé sur ajouter de la valeur. Donc, pas seulement le côté technique, n'est-ce pas, le coding, les compétences techniques, mais surtout
comment est-ce qu'il partageait ses réflexions, comment est-ce qu'il partageait son raisonnement. Il m'a dit qu'il avait un blog où il écrivait des articles sur ce qu'il apprenait. Et il partageait ça de manière interne avec les ingénieurs avec qui il avait construit des relations, n'est-ce pas? Et il m'a dit aussi qu'il prenait des cafés chaque semaine avec beaucoup de personnes. Au moins, chaque jour, il parlait avec un ingénieur nouveau. Et il leur demandait beaucoup de questions. Par exemple, comment est-ce qu'ils sont venus là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont pensé aux interviews? Comment est-ce qu'ils se sont préparés, etc. Beaucoup de questions pour lui-même comprendre quelle est sa valeur, comment se mettre en valeur quand il parle, par exemple, à ses managers et qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir obtenir un travail dans cette entreprise. Donc, vous voyez que je vous raconte cette histoire parce que vous avez quelqu'un de très technique, très brillant, qui produit beaucoup de papers. Chaque année, il produit au moins 4 ou 5 papers, extrêmement techniques et productifs. Mais en même temps, vous voyez comment il développe le côté émotionnel et communication, les capacités non techniques. Donc, ça, c'est ma réponse vraiment à la question. Ça, c'est ma réponse par rapport à la question. Comment profiter des opportunités globales, n'est-ce pas? De par son histoire, vous voyez comment il a construit des relations avec les Africains qui sont en train de faire le master ou le PhD ou bien même son professeur dans les universités aux États-Unis, au Canada, en Europe. Tu vois, il a commencé par les Africains même qui existent déjà, qui sont déjà en train de faire un bon boulot et qui ont accès aux opportunités dans cet écosystème de computer science, computer engineering, AI. Et il a construit ses relations. Il m'a dit qu'il leur demandait, par exemple, de l'ajouter à des événements. Il fait partie de beaucoup de groupes Facebook, par exemple, de différentes universités, n'est-ce pas? Même en dehors de son propre université. OK. Et il y a quelque chose, un tout petit peu, et bien sûr, il demandait beaucoup de questions, beaucoup d'appels, et montrer son travail, tu vois, pour vraiment établir une relation. Et il demandait de l'aide. Il m'a dit que quand il faisait son application, il a demandé de l'aide à quelques étudiants qu'il avait connus qui étaient aux États-Unis. Donc, ça, c'est excellent comme pratique. Maintenant, il y a une chose que je veux dire que j'ai observée. Moi-même, l'année dernière, entre août et octobre, j'ai fait une étude. J'ai parlé à presque 100 PhD et masters africains en computer science et computer engineering partout dans le monde. Et j'ai remarqué une grande différence entre ceux qui étaient en Europe et Canada et les États-Unis et ceux qui étaient en Asie, ceux qui étaient au Japon et Corée. J'ai écouté beaucoup d'histoires négatives et terribles même parfois, des doctorats et masters qui étaient en Asie. Donc, je partage ce point juste au cas où c'est une question. Donc, ça, c'était une parenthèse rapide, n'est-ce pas? Donc, en grosso modo, comment avoir accès à ces opportunités globales? C'est vraiment développer le réseau avec les Africains qui sont déjà dans ces cercles et qui ont accès à ces opportunités. En général, il y a beaucoup d'universités maintenant qui ont des budgets pour faire venir les scientifiques qui ne sont pas bien représentés, par exemple les Africains. Et donc, prendre avantage de ces budgets, c'est aussi dans l'intérêt des Africains eux-mêmes, n'est-ce pas, qui sont déjà là-bas. Et donc, si je suis là-bas comme PhD et tu me dis, regarde, je veux venir, je veux faire un master ou un PhD dans ton université, en général, il y a beaucoup d'intérêt pour aider les personnes à venir. La troisième chose que je veux dire, c'est l'anglais. OK. So, je parle de ça parce que c'est très important. Je pense que si vous êtes dans cette industrie de AI et de tech, c'est important d'avoir un niveau excellent en anglais et de le prendre au sérieux. Aussi sérieusement que vous prenez les compétences en NLP, en machine learning, n'est-ce pas? Et je vous donne une histoire. L'année dernière, j'ai eu un client
qui faisait son PhD en computer science à New York. Il est du Vietnam. Et il avait déjà eu 2 stages à Amazon. Et tout le feedback, chaque fois qu'il avait fini son stage, il a reçu de très bons feedbacks par rapport à ses compétences techniques, par rapport à ses projets. Et pourtant, ils ne lui ont pas donné une offre pour retourner et travailler à Amazon. C'était vraiment à cause de ses capacités à communiquer. C'était très difficile de le comprendre. Et non seulement il y a des biais, n'est-ce pas, bias culturels qui se passent dans les compagnies, mais aussi objectivement, c'était difficile d'écouter, de l'écouter expliquer son raisonnement parce que c'était pas clair, sa capacité à communiquer en anglais. Donc, moi, je prendrais ce genre de dimension au sérieux, aussi sérieusement que les capacités en machine learning. Et après, la dernière chose par rapport à cette question, c'est de comprendre son histoire et de comprendre son positioning. Je ne sais pas comment on dit ça en français. L'histoire que tu donnes par rapport à tes capacités, tes intérêts, ta curiosité et ta carrière. Et c'est ça l'erreur la plus grande que j'ai vue après tant de négociations, qu'il y a tellement de scientifiques qui ne savent pas se positionner et qui n'investissent aucun effort par rapport à comment ils parlent de leurs valeurs, de ce qu'ils savent, même si tu es nouveau, même si tu es un élève. Tout le temps, il y a quelque chose que tu sais, il y a des questions que tu es en train auxquelles tu es en train de répondre, n'est-ce pas? Donc, il y a de la valeur chaque fois. Et comment se positionner par rapport à ce que la compagnie, par rapport à la compagnie et par rapport au rôle. Je vous donne un exemple. Dans le cas de Joël, si vous parcourez son LinkedIn, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de hardware. Il a vraiment un bon mélange entre hardware, donc FPGA, je vous jure que j'ai aucune idée, pourtant ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Et je sais juste que c'est une partie hardware. Et aussi, il a fait beaucoup de computer, cloud architecture, computer, like software development, etc. Cloud computing, n'est-ce pas? Et donc, quand tu as un mélange de choses comme ça peut être difficile de se positionner parce que est-ce que tu vas faire, comment on appelle ça? Est-ce que tu vas appliquer aux rôles qui sont plus hardware ou bien est-ce que tu vas appliquer aux rôles qui sont software ou bien est-ce que tu vas appliquer pour la recherche? Tu vois, il y a beaucoup de dimensions. Et donc, il fallait qu'on travaille sur son positioning, n'est-ce pas? Et dans son cas, ce qu'on a fait, c'est que on l'a pitché comme un expert en software, cloud computing, computer architecture, qui est aussi quelqu'un de très compétent dans le monde du hardware, n'est-ce pas? Et ça a aidé à doubler vraiment sa valeur sur le marché. Et comparé à, par exemple, si on l'avait juste positionné comme hardware ou bien si on l'avait juste positionné comme software, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il a pu vraiment obtenir le boulot à Xilinx et même Amazon. Donc, il est en train de décider, par exemple. Il ne sait pas encore. Et donc, ça, c'est la réponse à la première question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des statistiques et tout ça, et c'est OK, c'est sur l'Internet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer les histoires de ces scientifiques et comment est-ce que tu vois les choses qu'ils font qui fonctionnent. Je vais faire pause ici, prendre quelques questions avant de continuer sur la partie négociation. Je pourrais poser une question si possible. OK. Donc, merci pour cette première partie. Donc, moi, dans les éléments que tu as donnés par rapport au positionnement, moi, je vois, par exemple, que tu pourrais rajouter, en fait, qu'est-ce que j'apporte à la boîte? Qu'est-ce que moi, en tant que candidat, parce que la boîte, c'est ce qu'elle cherche. La boîte, en recrutant quelqu'un, c'est un investissement qu'ils vont rentabiliser. Donc, même si moi, je suis nouveau, je suis interne, la boîte se dit, si je forme cet interne-là, dans 2 ans, il sera très opérationnel, il va me servir je sais pas, à faire des bénéfices d'une certaine façon. OK.
Je vais répondre à ta question encore une fois en utilisant une histoire concrète. Dans le cas de Joël, son entreprise en ce moment est en train de recruter plus de 20 ingénieurs avec un background en computer science ou computer engineering. Et c'est très difficile pour cette compagnie, par exemple, de recruter. Pourquoi? En général, il y a très peu de computer engineers, right? C'est très difficile de trouver quelqu'un qui a la connaissance des outils software et qui peut faire un très bon travail comme programmeur et même recherche, n'est-ce pas? Et qui comprennent aussi le monde du hardware. C'est très peu probable. En général, les gens choisissent ou hardware ou software. Et tu as une compagnie qui est de hardware, mais qui a besoin de beaucoup de compétences en software et qui compétit directement avec des compagnies comme Google, Amazon, etc., Facebook, qui prennent en général tous les computer scientists. Tu vois, il y a moins de 800 qui terminent leur PhD chaque année. Et une compagnie comme Facebook, par exemple, même en 2020, au milieu de toute l'incertitude et tout ça, ils avaient au moins 200 postes ouverts globalement dans l'organisation pour les computer scientists avec les doctorats. Donc, il y a une guerre de talents. Donc, c'est l'évidence. D'abord, le problème à résoudre, c'est juste, est-ce qu'on peut te mettre dans notre compagnie au lieu que tu ailles à la compétition? Ça, c'est un. Et deux, la raison pour laquelle, par exemple, les compagnies vraiment recherchent les PhD, par exemple, c'est parce qu'ils ont un mode de travail qui est super indépendant. Donc, ils comprennent comment travailler avec peu de supervision. Et donc, ça, c'est autre chose que les doctorats, par exemple, apportent, plus comparé à n'importe quel type de travailleur. Tu peux avoir 10 ans d'expérience comme software, comme professionnel en software, et ça peut être difficile de gagner contre un PhD parce que leur capacité d'apprentissage sans supervision, c'est incroyable. Et donc, c'est ça, voilà, c'est ça que les compagnies valorisent vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc c'est en général ces deux choses. Donc, tu as des compagnies qui ont des limitations dans le marché, comme par exemple être hardware et avoir besoin de software, et être dans un marché où il y a vraiment un grand gap en capacité de AI. Yeah. Merci. Pas de quoi. Et maintenant, il y a autre chose aussi. En ce moment, le gouvernement américain même est en train de faire beaucoup de politiques pour que les compagnies recrutent d'une manière plus représentative. Donc, par exemple, Joël m'a dit que quand il a fait son premier stage, il était l'un de 1000 ingénieurs, le seul noir de 1000 ingénieurs dans son building. Donc, ça, c'est grave. Ça aussi, c'est le genre de valeur non technique et non technique que les compagnies recherchent. Ils cherchent plus de diversité et ils sont sous pression d'être plus divers. Yeah. Exactement. Thank you. Welcome. Good question. Allô? Oui? Bonjour Fatoumata, ça va? Ça va bien. En tout cas, merci pour cette première partie-là concernant la question comment s'ouvrir au monde. J'ai une question, par exemple, nous qui sommes une communauté et qui œuvre dans la vulgarisation de l'intelligence artificielle, quelle est selon vous la meilleure manière vraiment de s'ouvrir au monde? Est-ce qu'on peut utiliser la communauté comme un levier pour cela et dans quel sens? Absolument. Je vais te donner un exemple concret parce que je l'ai fait. En construisant Aurora, c'était très important de parler de carrière et pour les candidats, donc tous ces scientifiques et les ingénieurs aux États-Unis et en Europe, etc., au Canada, pour qu'ils puissent voir des exemples. Et donc, quelque chose que j'ai construit moi-même, c'est que j'avais une plateforme de webinars et de fireside chat, donc des chats privés que je n'enregistrais pas et où j'invitais les plus grands scientifiques au monde, les plus grands chercheurs à Microsoft, Google, DeepMind,
et aussi les startups. Donc, il y avait beaucoup de diversité. Et chaque 2 ou 3 semaines, on avait un invité et on l'avait pour 1 heure de temps. Et vraiment, c'était ce genre de questions qu'on leur donnait, très précis de comment tu as fait ta carrière, où tu as commencé, comment tu as préparé tes interviews, comment est-ce que tu as construit tes relations, n'est-ce pas? Comment tu t'es positionné, etc. Comment tu as négocié. Et donc, ça, c'était une plateforme que je pense que c'était possible parce qu'on avait une communauté déjà de scientifiques et d'ingénieurs à Aurora, n'est-ce pas? Donc, ils venaient sans... En général, ce n'était pas un grand problème de les inviter. Et ils sentaient qu'ils venaient, ils partageaient leurs connaissances et même les gens pouvaient les ajouter sur LinkedIn et parfois ils donnaient leur email, tu vois. Ils sont en général très coopératifs dans leur communauté. Et aussi, ils partageaient ce qu'ils savaient et parfois, il y en a qui venaient et disaient « Regarde, je suis en train de recruter, s'il vous plaît, envoyez-moi votre CV ou quelque chose comme ça. » Et donc, je pense que si vous organisez ce genre d'événements et vous construisez ces genres de relations, n'est-ce pas, avec la communauté scientifique globale, surtout les Africains qui sont déjà nombreux dans ces compagnies, ce serait excellent. Comme ça, vous êtes tout le temps, tu vois, dans le, comment on appelle ça, dans le in. Like, vous avez l'information qui circule à l'intérieur de ces compagnies. Et vous avez aussi il y a même des groupes, par exemple, on les appelle Employee Resource Group. Je vais l'écrire là, Employee Resource Group. Par exemple, vous avez Black in at Facebook. Il y a ces genres de groupes. Je sais qu'il y a aussi un grand groupe qui s'appelle Black in AI, qui est excellent, qui organise des événements, des conférences. Et donc, si vous avez ce genre de relations que vous construisez et vous les invitez à venir à vos événements, et vous aussi, vous allez dans leurs événements, n'est-ce pas, vous faites de la publication, etc., je pense que vous pouvez découvrir beaucoup d'opportunités et tu vois, c'est gagnant-gagnant. Pour eux aussi, ils s'élargissent et ça devient un effort global. Effectivement. Merci. En tout cas, merci pour la réponse. Yeah. Et si tu veux connaître, il y a un gars qui s'appelle Mohamed. Je me rappelle plus de son dernier. Je sais juste qu'il s'appelle Mohamed. Ouais. Ah, je le connais, Mohamed Khan. Ouais, c'est Mohamed Khan, voilà. Mohamed Khan. Ouais. Par exemple, tu vois, ils organisent des événements, vous aussi, et je pense que vous pouvez inviter beaucoup de scientifiques de ce groupe-là pour venir partager leurs histoires, leur parcours. Et parfois, eux-mêmes, ils ont des opportunités à partager aussi. Ouais, effectivement, c'est ça. Yeah. Parfait. Merci. OK. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à ça? Non. OK. Enfin, en conclusion, beaucoup de réseautage. J'ai rien vu d'aussi efficace pour trouver les opportunités et l'information. Moi-même, dans ma vie, j'ai fait des réseautages, j'ai demandé aux Africains qui étaient dans une compagnie que j'étais intéressée parce que j'avais un client qui voulait savoir quelque chose. Je demande chaque fois, like, hey, mon client a reçu tant de dollars, est-ce que c'est normal? Ou bien, est-ce que vous voulez venir à un événement? Ou bien, je voulais apprendre le système de compensation. Est-ce que vous voulez parler avec moi 30 minutes? Et franchement, j'ai toujours été positivement surprise. OK, so that's that. Now, je pense qu'il y a Mamadou Lamine qui a levé sa main. Je pense qu'il veut dire quelque chose. Oh, vas-y. Mamadou Lamine, c'est bon, allez-y. Bonjour, donc vous allez bien? Ça va? Oui, ça va bien. Donc Fatma, vous allez bien, ça va? Bien, allez-y. Et je suis vraiment content pour cette bonne initiative, quoi. Et juste pour une question concernant quand pensez-vous pour l'Afrique des futures compagnies, quoi, dans le domaine donc de l'industrie AI?
Parce que vraiment, donc, nous avons remarqué, donc en Afrique, donc nous avons vraiment de la compétence, quoi. Donc, comment on peut faire miser de telle sorte que pour l'avenir de l'Afrique, donc, on aura nos propres compagnies pour que vraiment l'Afrique soit donc parmi donc les continents qui vont prendre leurs propres décisions, quoi. Ok. Bon, merci Fatoumata. Pas de quoi. C'est une très bonne question. Encore une fois, je vais être humble et dire que je n'opère pas comme professionnel dans l'industrie de AI, n'est-ce pas? Même si j'ai appris machine learning et j'ai fait 1 an de pratique, aujourd'hui, ce n'est plus mon travail principal. Donc, ça fait longtemps que je suis disconnectée dans le sens du côté technique. Mais dans le sens du côté professionnel, like, comment est-ce que tu entres dans cette industrie, comment avoir un travail, quel genre de boulot, quelles compagnies sont en train de créer des opportunités. Il y en a beaucoup. Tu as raison qu'en général, moi, ce que j'observe, par exemple, il y a tout un mouvement d'entrepreneuriat en Afrique en ce moment avec des compagnies qui ont beaucoup de succès, par exemple Flutterwave au Nigeria, etc. Et donc, c'est quelque chose de nouveau et ça va prendre du temps. C'est pas, je sais pas, peut-être 2 décennies ou quelque chose comme ça. J'ai vu beaucoup de compagnies qui cherchent maintenant des software engineering, like software engineers. Donc, ça, c'est assez courant maintenant. Par exemple, Wave, je sais qu'ils recrutent beaucoup de software engineers et ils payent des salaires assez comparables à ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, n'est-ce pas, ou au Canada. Mais j'ai pas encore vu beaucoup de compagnies qui sont au stade où elles ont besoin de machine learning scientists ou bien AI scientists. Il y en a, je suis certaine qu'il y en a. J'ai juste vu qu'en général, peut-être s'ils ont 10 rôles pour un software engineer, peut-être il y a juste une position pour des scientifiques de AI. Donc, c'est assez nouveau pour l'instant. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais plus de compétences techniques et que j'étais un AI scientist. Je ne suis pas certaine si je serais en train d'opérer en Afrique ou bien je serais en France ou aux États-Unis, je ne sais pas. D'après ce que j'ai vu, je pense qu'il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup d'opportunités pour les Africains, même dans les compagnies qui sont aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Ils cherchent beaucoup de scientifiques noirs et ils n'en trouvent pas autant. Et il y a même, tu vois, une compagnie comme Google et Facebook, ils ont même des training programs où ils investissent pour que les scientifiques et les masters et les PhD noirs qui sont aux États-Unis puissent comprendre le processus de recrutement et qu'ils aient beaucoup de soutien avec les entretiens et qu'éventuellement, ils puissent passer le stade des interviews finales et être employés chez eux. So, ça te montre qu'il y a d'énormes opportunités, surtout au niveau global, en ce qui concerne AI. OK, Ousmane, yeah. Je pense qu'Ousmane a demandé. Ousmane Diary, Oh, vas-y, Ousmane. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, je pense que c'était en mode mute. Je voulais juste savoir dans le cadre de vos activités, parce que très souvent, quand les gens signent des lettres d'offres, et c'est de façon un tout petit peu, comment on dit ça déjà, c'est confidentiel entre la compagnie et la personne à qui on a affaire, l'offre. Est-ce que vous venez en amont, par exemple, vous aidez les gens à négocier avant, ou bien c'est juste après que la personne est... Parce que je me dis, par exemple, si je signe, c'est souvent très difficile de faire franchir la compagnie en tant que... Yeah, OK, super. Donc, on est à la partie négociation. Je vais répondre à cette question. Merci. Hadiata, tu as une question sur négociation ou avant? Vas-y.
Oui, en fait, c'est juste un ajout par rapport à ce que tu disais sur l'accès et les questions sur l'accès aux réseaux et aux opportunités en dehors de l'Afrique. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ont énormément de compétences en IA, le marché est très restreint. En tout cas, l'offre de produits, la possibilité de participer à des projets à la hauteur des compétences des personnes est très réduit. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de réseaux qui se développent en Afrique, qui ouvrent le monde occidental un peu, qui permet aux gens de pouvoir postuler ailleurs. Donc, pour donner un exemple juste, il y a des compagnies comme Gebeya Talent, etc. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles peut-être même côté Galsen AI, on peut travailler pour accompagner les gens. Savoir se positionner, savoir où chercher. Et puis, comme tu as dit, je pense que le point clé, c'est l'anglais. Parce que malheureusement, c'est la langue officielle dans ce domaine-là. Et nous sommes francophones. Et donc, voilà, il faut pas qu'on ait peur d'aller un peu au casse-pipe, essayer, faire des formations. Il y a beaucoup d'offres de formation maintenant, de conversation, parce qu'il faut parler. Et comme tu disais, quelles que soient les compétences techniques qu'on a, si on n'est pas capable, par exemple, d'expliquer une problématique, ben, l'audience ne suit pas. Donc, c'est un point sur lequel on doit travailler en tant que software engineer ou AI ingénieur, quelle que soit la compétence technique, il faut vraiment investir là-dedans. Voilà. Absolument. Tu me donnes beaucoup d'idées. Tu veux qu'on fasse notre compagnie d'accompagnement des AI ingénieurs? Avec plaisir, Fatoumata. Avec plaisir, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Ça m'intéresse beaucoup parce que tu as raison. La zone francophone, lusophone et même arabe, on a besoin de beaucoup plus d'accompagnement pour être aussi près que les Nigérians et les Ghanéens, par exemple, et les Kenyans. Oui, et vraiment, bon, moi, je parle depuis Paris et je peux vous dire que, bon, moi, je ne suis pas data scientist, hein, mais voilà, je suis product manager en données, etc. Et donc, je travaille beaucoup avec les data scientists. Et pour voir, je suis toujours fière parce qu'en fait, je me rends compte que nos formations au Sénégal et en Afrique sont excellentes. Et voilà, c'est vraiment un domaine que j'ai commencé à explorer, voir les gens, ce qu'ils font. Et en termes de compétences, voilà, on est au top. Hein, en termes de formation académique, technique, etc. Et donc, c'est vraiment l'accompagnement qui manque pour moi. C'est l'accompagnement qui manque pour bien se positionner sur le marché occidental. Parce que, en fait, c'est le seul avantage des Kenyans, des Éthiopiens hein, et des Nigérians, c'est-à-dire qu'ils parlent l'anglais. C'est leur seul avantage par rapport à nous, francophones. Oui, et c'est intéressant parce qu'aux États-Unis même, si tu regardes, dans AI, il y a beaucoup de francophones qui se distinguent, beaucoup de Camerounais, Sénégalais, Congolais, c'est ça que j'ai observé, même dans les conférences comme NeurIPS, par exemple, il y a beaucoup de francophones qui présentent du côté des scientifiques de l'Afrique et même noirs. Parce que, effectivement, parce qu'en fait, la formation, bon, AI, la formation de base, c'est les mathématiques appliquées et on a toujours été très, très fort. Donc, l'Université de Saint-Louis, l'Université de Dakar, c'est vraiment très reconnu. La formation de base est solide, c'est ce qui fait qu'après, dès qu'ils vont faire des études même ailleurs complétées et même en restant au Sénégal, les gens ont une base tellement solide qu'ils peuvent aborder n'importe quelle nouvelle technologie. Et c'est ça qui fait notre force. Donc, pour moi, vraiment, sur la partie à travailler, c'est l'accompagnement pour être compétitif sur le marché international et travailler sur l'anglais. Tu me donnes des idées, hein? Comment je vais faire une autre version de Rora francophone. Voilà, Fatoumata. C'est cool. Merci pour ton commentaire. Je vais y penser, je promets. OK, donc je sais qu'on n'a plus de temps, donc je vais juste prendre 5 minutes pour parler de la négociation. OK, so, je voulais dire qu'en général, attends, Ousmane m'a demandé quelque chose par rapport à
Est-ce que l'information est confidentielle ou qu'est-ce qu'on fait? Nous, en général, on travaille avec les candidats. Enfin, moi, je ne suis plus dans le day-to-day, mais Aurora travaille avec les candidats du moment où ils commencent leurs interviews techniques. Parce que c'est à ce moment-là que tu vois les compagnies te demander des choses comme c'est quoi tes attentes par rapport au salaire et à l'argent, c'est quoi tes attentes par rapport au seniority, n'est-ce pas? Et que tu commences à choisir les job descriptions auxquels tu appliques. Et en général aussi, c'est le moment où tu commences à développer une mentalité par rapport à ta valeur et à ce que tu apportes, n'est-ce pas? Ton histoire, ton positioning, comme disait Hadiata. Et donc, c'est là où on travaille avec les candidats et toute l'information, on a accès. C'est jamais confidentiel jusqu'à ce que tu signes. Même si c'est écrit confidentiel partout, tu n'as rien tu ne dois rien aux compagnies jusqu'à ce que tu signes comme leur employé. Donc, partager tes numéros et avec qui que tu veux, c'est ton droit. C'est protégé par la Constitution. Donc, ça, c'est pour répondre à la question d'Ousmane. Et donc, en travaillant avec les candidats, j'ai observé qu'il y a 4 variables qui affectent une négociation en général, n'importe quelle. J'ai observé que... attends, je vais retourner à mon guide. J'ai observé que, voilà, 5 variables. Il y a le temps, il y a l'optionnalité, l'information que tu as, donc les numéros, accès aux numéros, si tu sais être neutre ou pas, et si tu as le support ou bien l'appui de ton manager, de ton boss ou pas. Donc, en général, on a trouvé ces 5 variables qui affectent le potentiel d'une négociation. Et sur le point du temps, c'est là où il y a plus d'erreurs, n'est-ce pas? Donc, c'est très commun que le recruiter, je ne sais pas comment on les appelle ici, ressources humaines, HR, qu'ils te disent, OK, félicitations, la compagnie t'a choisi. En ce qui concerne le salaire, voilà les numéros. Donc, ils te disent juste le salaire, le salaire de départ, n'est-ce pas? Ils te disent, par exemple, je ne sais pas, $3,000 par mois. Si tu es au Sénégal, j'imagine que c'est en CFA. Et ils te disent, OK, félicitations, on est content, on a hâte de te voir. Quand est-ce que tu vas commencer? Right? Et donc, j'ai observé qu'il y a tellement de personnes qui font cette erreur de dire ah, je suis tellement contente, bien sûr, j'accepte. Et donc, ils le font sur le champ et ils n'ont même pas eu le temps de penser à est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce que je peux mieux faire ou pas? Qu'est-ce que mes camarades et peut-être parfois même pas tes camarades, mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché, etc. Donc, c'est très important de mettre de la distance et du temps entre le moment où tu reçois une offre et le moment où tu décides. C'est important. Même si toi, dans ta tête, tu sais que tu vas l'accepter, c'est toujours un très bon signe professionnellement de ne jamais faire des décisions sur place, n'est-ce pas? Donc, d'accepter, de recevoir ces nouvelles en étant content, en disant, je suis tellement content que ça a marché, qu'on a eu un match. Je suis content, merci beaucoup. En ce qui concerne l'offre, je vais y penser. Je vais aller faire ma recherche et demander à mes mentors ou bien mon professeur qu'est-ce qu'il pense, ou bien ma famille qu'est-ce qu'il pense, et dire, OK, je vais avoir besoin de 2 semaines pour décider de ça. C'est très important parce que ça montre que tu es le genre de personne qui pense, qui fait attention. En anglais, ils appellent ça thoughtful. Qui analyse, qui évalue les opportunités avant de s'y jeter sur le champ, tu vois. Et donc, je vous encourage d'intégrer cette pratique dans le monde professionnel. Chaque fois qu'il y a quelqu'un te dit qu'est-ce que tu en penses, et c'est des numéros, de faire une pause, de dire je suis content qu'il y a un match, mais bon, je vais prendre le temps d'y penser et de mettre 2 semaines. Et tu vas voir qu'en général, c'est OK. Parce que c'est très difficile d'employer une nouvelle personne au bout de 2 semaines. C'est incroyable. Même pour une compagnie comme Facebook, c'est très difficile de te remplacer rapidement. Parfois, c'est impossible pour certaines capacités, en AI surtout. Et donc, le temps, super important. Et l'autre chose, c'est l'optionnalité et la neutralité.
La neutralité, c'est de ne pas montrer ton intention, de ne pas montrer que c'est sûr que tu vas accepter. De laisser, c'est comme un jeu, tu vois, de laisser un peu de doute dans la tête des personnes de ressources humaines et les managers. Comme ça, ils vont... Souvent, c'est ça qui leur donne l'envie de faire plus. Comme ça, ils te convainquent de venir. Donc, être neutre et gagner du temps. Pour moi, si 80% des candidats font ça, déjà, il y a beaucoup plus d'équilibre dans les rapports de pouvoir au moment de la négociation. Et ça fait au moins la moitié du travail de la négociation. Bon, après, il y a l'influence de est-ce que tu as d'autres options ou bien est-ce que tu as l'appui de ton manager? Est-ce que la personne qui te recrute est tellement contente de t'avoir qu'ils veulent même t'aider à avoir plus sur l'offre que ce qu'ils proposent au début, tu vois? Donc, voilà, il y a une offre, une contre-offre, c'est sûr. C'est pourquoi il faut toujours appliquer à beaucoup de compagnies, même si tu penses que tu as juste 50% des requirements, vas-y, fonce. Parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent « Ah, je n'ai pas tout ce qu'ils me demandent et donc je ne vais pas appliquer. » Surtout les femmes. Ça a été mon expérience. Donc, il faut y foncer et avoir plusieurs options. Bon, est-ce que tu peux négocier sans option? Absolument. J'ai fait ça 30% du temps. Il y avait juste une offre et on l'a négociée. Et on a pu avoir un surplus parce que cette personne était tellement qualifiée, la compagnie était tellement pressée et le boss était content d'avoir cette personne. C'était leur numéro 1 et donc ils étaient dans une position de vouloir donner un peu plus pour ne pas que le deal soit foiré, n'est-ce pas? Donc, c'est ça mon résumé. Je vais vous montrer où vous pouvez en apprendre plus. Just one second. Et ça, c'est en anglais quand même. Donc, just one second. All right. Donc, on a fait un library. Donc, si vous allez sur teamroa/learn, donc teamroa/learn, on a une library, on a une bibliothèque avec beaucoup de vidéos qui parlent de ces tactiques. Donc, la négociation dans les détails, comment est-ce qu'il faut se préparer, quelles sont les choses que tu peux écouter de HR, de ressources humaines et comment t'es préparé. Donc, on a même un webinaire d'1 heure de temps qui est vraiment par rapport à AI et les négociations de AI aux États-Unis, en Europe et au Canada. Donc, je pense que pour ces détails-là, je vais vous laisser explorer la bibliothèque. Ouais, je m'arrête ici et désolée du temps. Alors, merci beaucoup, Fatoumata. Donc, je dirais juste que c'était juste amazing. Donc, merci vraiment pour cette présentation. Je sais que ça va aider beaucoup de professionnels. Donc, il y a Lily qui demande est-ce qu'elle peut avoir ton LinkedIn? Oh ouais, ok, yeah. Je vais projeter maintenant mon contact. Juste une minute. Une minute. OK. All right, here. OK. Je pense que vous voyez mon contact, n'est-ce pas? Ouais. Super. Yeah, merci de m'avoir invité. Et comme je vous l'ai dit, c'est intéressant d'écouter que vraiment, il y a beaucoup de très bons profils ici au Sénégal, dans le monde francophone, et qu'il y a juste un besoin d'accompagnement, ce serait cool. C'est quelque chose que je voudrais penser plus s'il y a quelqu'un que ça l'intéresse de faire quelque chose. Écrivez-moi. Oui, effectivement, Fatoumata. En fait, je pense que nous, en tant que communauté, on aurait en tout cas besoin d'une collaboration avec vous. Donc, voir comment nous pouvons bénéficier de vos séances de coaching et vraiment de négociation sur les salaires. J'ai vu aussi que là, actuellement, j'ai compris que vous êtes au Sénégal et que vous êtes en train de concevoir une nouvelle compagnie, Goodness Green. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire quelque chose, 1 ou 2 minutes? Ah oui, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, j'ai mis mon contact dans le chat pour tout le monde et je suis très active sur LinkedIn.
like, no problem. Donc, moi, je faisais 2 ans d'Aurora, j'étais fatiguée. J'avais vraiment envie de revenir à la maison chez ma maman. Je l'adore et bon, tu vois, il y a un moment de la vie où la famille devient numéro 1. Donc, je suis revenue et avec mon mari, on est en train de construire Goodness Green. C'est une compagnie de hydroponics, donc ça va être comme ça. Enfin, on a fait un prototype, juste une de ces réservoirs, nous à Gogor, et ça a fonctionné. On a fait les salades, le basilic et la rucule. Et juste avec l'eau, tu vois, le système hydroponique, ça a beaucoup de bénéfices. Like, il y a des, comment on appelle ça? Like less water, yeah. On utilise moins d'eau et on a plus de production. Et donc, c'est ça le projet que je suis en train de faire en ce moment ici à Dakar. On est en train de construire sur une terrasse à virage et on espère que ça va devenir un grand, enfin, quelque chose d'important dans la région et que ça va améliorer l'agriculture et que ça devient une agriculture jeune. Tu vois, que quand tu penses agriculture africaine, ça va plus être, tu vois, le champ sous le soleil, des heures à se casser le dos, mais plutôt ce genre de système moderne avec les jeunes qui opèrent ça et aussi, bien sûr, que ça soit profitable et que ça soit un bon business dans la sous-région. C'est ça qu'on est en train de faire. Excellent, ça c'est très bien. Peut-être bien qu'on aura une autre fois l'occasion de voir quel système vous utilisez. Est-ce que vous utilisez des technologies IoT, AI, etc. IoT, oui. Voilà, IoT. Dans ce projet. Voilà, OK. Donc, si vous utilisez IoT, ça veut dire que vous collectez en même temps de la donnée. Donc, ça pourrait intéresser à la communauté. Voilà. Pourquoi pas après faire un hackathon sur les données que vous récoltez dans ce business-là. Voilà. Super. OK, donc merci beaucoup. Je vais penser à ça quand on aura produit beaucoup de données. Pour l'instant, je te jure, c'est survival mode. Donc, c'est juste, OK, on produit beaucoup de salades et on vend ça au restaurant, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est pas tellement high-tech. Mais quand même, tout est automatisé et on a construit un Arduino pour contrôler la température, l'humidité, etc. Pour qu'on ne perde jamais la récolte, tu vois. Et dernière chose, une personne a demandé, est-ce que vous avez une idée du salaire minimum pour un EI en Afrique? OK. Donc, je vous ai mis des ressources. Je vais juste projeter ça rapidement. Je vais mettre ça dans le chat. Donc, il y a des ressources où vous allez voir qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis, par exemple. Et je pense que ce sont de très bonnes ressources parce que tu as des données fiables. Ce n'est pas comme Glassdoor ou bien ce genre de plateformes qui ne sont pas fiables. Et donc là, tu as vraiment les données par rapport à l'Amérique, par exemple. Qu'est-ce qui se passe avec les software engineers ou bien AI scientists, machine learning, etc. Et en ce qui concerne l'Afrique, personnellement, je sais qu'en général, je ne prends pas moins 3x. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une offre, si je vais pour un rôle que je vois sur ces données est évalué à $120 000, par exemple, par année. Quand je suis à Dakar, je ne vais pas accepter moins de $40 000 par an. Et en général, c'est l'équation que j'ai trouvée qui fonctionne beaucoup, avec beaucoup de rôles, surtout AI. Ça ne fonctionne pas nécessairement quand c'est opération. Par exemple, si c'est comptabilité ou c'est filière, il y a beaucoup moins de salaire. Mais en général, j'ai trouvé que je ne prends jamais au-dessous de moins 3x. C'est-à-dire, je divise par 3. Et bon, ça dépend, n'est-ce pas? Il y a des nuances. Cool, j'espère que j'ai répondu à la question. Yeah, OK. Cool, merci beaucoup. Ouais, merci encore une fois, Fatoumata. Donc, je rappelle que vous pouvez contacter Fatoumata sur LinkedIn. C'est quelqu'un de très disponible. Moi-même, je l'ai connu à travers du networking. Donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois, Fatoumata. Merci. Ciao, ciao. Bye. Alors, nous allons aussi juste enchaîner pour la
la prochaine présentation qui sera faite par Bellona. Donc, Bellona, j'espère que vous êtes là. Allô. Allô, bonjour Bellona, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ça va. D'accord, merci beaucoup. Donc, permettez-moi juste de lire votre bio. Sona Momo Bellona est une chercheuse camerounaise en intelligence artificielle. Ses actions visent à démystifier l'IA en Afrique et à contribuer à la mise en place d'une plateforme pour le développement éthique de l'intelligence artificielle par les Africains et pour les Africains. Elle est titulaire d'un master en intelligence artificielle, apprentissage automatique, apprentissage profond et intelligence artificielle de l'Institut africain d'études mathématiques. Elle commencera ses études doctorales dans le domaine de l'éthique de l'intelligence artificielle en octobre 2021. En outre, Bellona est engagée dans de nombreuses organisations qui militent pour la promotion de l'intelligence artificielle éthique, telles que The Inspection, Afro Leadership, Women in Machine Learning and Data Science, Yaoundé et d'autres. Donc, bienvenue Bellona, donc la parole est à vous. Ok, merci. Je vais partager mon écran, bien que je voudrais que la présentation soit plus interactive, parce que je préfère que les questions viennent de vous, bien que j'ai préparé un contenu au préalable. J'espère que vous m'écoutez bien. Nous vous entendons Allô? bien. Ok, je peux partager mon écran? Bien sûr, allez-y. D'accord. Est-ce que c'est bon? Je pense que ça arrive, c'est toujours noir. Ça va? Non, actuellement, on voit juste un écran noir. Et là, ça va? Moi, je vois toujours la même chose. Peut-être quelqu'un d'autre pour confirmer, s'il vous plaît. C'est toujours noir. Hein? Ouais. Oui, Bella, peut-être vous pouvez essayer de vous reconnecter. Et là, c'est bon? Toujours la même chose. Peut-être des soucis de connexion, peut-être. Vous pouvez peut-être vous déconnecter et essayer de vous reconnecter, peut-être. D'accord, j'essaye ça. D'accord.
Donc, en attendant que Bellona soit là, je rappelle qu'après la présentation de Bellona, nous aurons les résultats du hackathon. J'espère que les participants sont en train de se bousculer sur le leaderboard. Donc, on aura aussi des mots de clôture de la part du président de la commission d'organisation du Indaba X Sénégal 2021. Donc, donnons juste quelques minutes à Bellona, le temps de régler son petit problème. Merci. Vous m'entendez? Oui. Je pense qu'elle pourrait partager les diapositives avec vous, comme ça vous pourrez dérouler les slides pour elle, si jamais elle n'arrive pas à faire marcher ce slide. D'accord, ça c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Je pense que Bellona est revenu. Bellona, est-ce que tu peux essayer encore?
Alors, nous allons juste encore patienter quelques minutes le temps que Bellona se connecte. Donc, elle est en train d'essayer de se connecter. Donc, souvent, c'est comme ça, on ne maîtrise jamais les trucs de technologie là. Donc, on attend juste encore quelques minutes pour voir si elle va arriver à se connecter. Merci de votre patience.
Ok, je pense que... Allô? Allô, oui, Bellona. D'accord, je vais juste arrêter de partager. Vous allez encore essayer. Allô, Bellona, vous me recevez? D'accord. D'accord. Allô? Allô, oui, Bellona. Nous vous entendons très bien. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons. Ouais. Ok, bon, est-ce que vous avez accès à ma présentation? C'est dans un document partagé. D'accord, vous l'avez déjà partagé. Donc, je vérifie. C'est de partager avec Mariama et Aïssa Toupaï, probablement. D'accord, sans souci. Bellona, est-ce que tu peux peut-être ajouter Sora ou moi dans la liste? Mariam n'est pas là, je n'ai pas reçu la présentation. Ok. Voilà. Voilà, Allô, Bellona, est-ce que c'est bon? Oui, allô? Je crois que c'est bon. Ajouter Aïssa Toupaï. D'accord. Donc, Aïssatou, s'il te plaît, tu peux juste projeter les slides de Bellona. Oui, ok, d'accord.
Alors, Aïssatou, tu peux juste mettre ça en mode présent. Ben non, c'est bien ça. C'est pas la dernière présentation, il y a un update dessus, mais bon, on peut y aller si tu lances directement dans le point. Encore prendre plus de temps. D'accord, parce que c'est cette version-là. D'accord. Allez sur le second slide. Voilà. On va commencer à partir de là. Ok, bonsoir encore tout le monde. D'excuses pour ces problèmes de connexion. Je suis dans une zone vraiment en ligne et la présentation que vous avez en face de vous, c'est pas la présentation que j'ai devant moi. Elle est un peu plus complète, mais je vais essayer de compléter ce qui manque à cette première présentation avec ce que j'ai. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Comme plan, le plan que j'ai prévu pour vous, c'est d'abord de savoir un peu qu'est-ce que l'intelligence artificielle et pourquoi l'intérêt de l'éthique ces jours. Si vous avez un peu été curieux ces jours, il y a un boom des problèmes d'éthique, l'intérêt éthique dans l'intelligence artificielle qui surgit dans tous les domaines. On va essayer de comprendre pourquoi, de donner son importance, l'importance de l'IA éthique. Ensuite, de savoir comment transmettre les valeurs éthiques en une IA, on va en discuter. Et ensuite, on va essayer de discuter des actions que chacun de nous devrait mener pour assurer une IA éthique. Prochain slide. Allô? OK. OK, déjà, quand on parle de l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes se sentent un peu, dès qu'on parle de l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes se sentent déjà, beaucoup de personnes ont déjà peur parce que la plupart se demandent est-ce qu'on veut remplacer l'homme? Est-ce qu'on veut créer quelques humains? Et ça crée d'office des frustrations. Les gens me demandent tout le temps. Est-ce que de prime abord, sans savoir avoir une connaissance sur l'intelligence artificielle, de prime abord, les gens sont déjà réticents à l'idée de parler de l'intelligence artificielle. Alors, pour faire simple, ce que je dis souvent aux gens, c'est juste que l'intelligence artificielle, c'est de donner la capacité aux machines de raisonner comme un humain. Donc, en prenant cette décision, en prenant cette définition mot pour mot, on comprend que l'intelligence artificielle ne vient pas remplacer l'être humain. L'intelligence artificielle vient accompagner l'homme dans les tâches au quotidien. Maintenant, nous savons que au quotidien, nos décisions sont biaisées ou sont impactées par nos croyances, sont impactées par notre environnement. Alors, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle et éthique, on aimerait essayer par le biais des connaissances que nous avons des mathématiques et des valeurs qui sont propres et chères à l'homme. Nous voulons créer des machines qui raisonnent de façon éthique, puisque une machine, si on inculque une valeur à une machine et que c'est une bonne valeur, elle ne pourra pas changer, étant donné qu'elle n'est pas, les machines ne seront jamais émotionnelles, comme nous, les êtres humains, nous sommes émotionnels et que nos décisions peuvent varier entre notre humain et de tout ça. Alors, en intelligence artificielle, il y a deux phases. La phase d'apprentissage, qui est la phase qui consiste à inclure toutes ces valeurs, à entraîner le modèle, comme beaucoup ici le savent déjà. Et il y a la phase d'exploitation qui consiste à ramener la solution dans le monde réel pour l'utilisation. Et c'est là où se trouve tout le problème. Parce que depuis des années, on n'a pas prêté attention à quel serait le comportement des intelligences artificielles en société. Et puis, on s'est rendu compte qu'à la longue, avec les connaissances acquises qui étaient essentiellement basées sur
les réflexions humaines sans valeur éthique, certaines intelligences artificielles se sont retournées contre l'homme, si je peux dire comme ça, ont commencé à causer du tort à l'homme. D'où l'intérêt de l'intelligence éthique qui consiste à inculquer dès le développement, dès l'apprentissage à l'intelligence artificielle des valeurs éthiques pour promouvoir et pour perpétuer les bonnes actions dans le futur. Prochain slide. Allô? OK. Les domaines d'application de l'IA aujourd'hui sont tellement multiples, que ce soit dans la santé, dans les finances, dans l'éducation. On voudrait tous appliquer l'intelligence artificielle parce que comment on dit ça simplement, l'intelligence artificielle n'a plus vraiment de preuves à faire. On a déjà vu les preuves de l'intelligence artificielle dans tous ces domaines-là. On sait déjà que l'intelligence artificielle est utile dans tous les domaines de la vie. Mais maintenant, le problème qui se pose ici est plutôt de savoir comment rendre ces solutions IA toujours correctes. Toujours correct, parce que le problème de nos jours n'est plus de répondre à la question est-ce que l'intelligence artificielle est utile? C'est utile, que ce soit dans la santé, les finances, comme on peut prendre tellement d'exemples, que ce soit au Sénégal, au Cameroun et ailleurs. Il y a plusieurs secteurs où l'intelligence artificielle a apporté beaucoup de solutions, notamment dans la santé, la détection des cancers, détecter les maladies en avance et tout ça. Dans l'éducation, pour proposer aux apprenants des contenus adaptés en fonction de leur niveau de réflexion et de leurs attentes. Il y en a tellement, on peut tellement en citer. Le problème maintenant, c'est d'essayer de trouver un moyen que ces solutions restent éthiques tout au long du temps. Prochain slide. OK. Maintenant, qu'est-ce que l'éthique? Est-ce que l'éthique est quelque chose qui est propre à l'intelligence artificielle? Est-ce que l'éthique est quelque chose qui est propre aux technologies? Non. L'éthique, tout simplement, c'est un ensemble de valeurs qui orientent et motivent les actions au sein d'une communauté ou d'un groupe. Je précise toujours au sein d'une communauté ou au sein d'un groupe parce que ce qui peut être éthique au Sénégal peut ne pas être éthique au Cameroun. C'est un ensemble de valeurs que des personnes se rassemblent et trouvent judicieux, utiles, bons pour eux et essayent de les respecter. Donc, en fait, l'éthique, c'est un idéal qu'on aimerait atteindre. Toujours, mais au-delà de tout ça, lorsqu'on pense déjà d'éthique, on pense au bien-être humain. On ne peut pas penser à éthique pour le bien-être, par exemple, pour dire comme ça, des animaux. Non. Dès qu'on parle d'éthique, ce sont des valeurs qu'on aimerait prôner, un idéal qu'on aimerait atteindre pour assurer le bien-être humain. Alors, pourquoi l'intérêt de l'éthique dans l'intelligence artificielle? Comparé à l'informatique classique, comme j'aime appeler ça, l'impact de l'intelligence artificielle, c'est un phénomène évolutif. Je m'explique. Si je conçois un algorithme simple qui consiste à effectuer une tâche, par exemple, l'algorithme ne fera que cette tâche, elle n'évoluera jamais, peu importe le contexte. Pourtant, lorsque je construis une intelligence artificielle, elle s'améliore avec le temps, avec les connaissances qu'elle acquiert, elle s'améliore. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma solution, quand je produis une solution d'intelligence artificielle, sur le coup, je ne peux pas savoir, par exemple, si elle est néfaste. Elle est néfaste. Je ne peux pas, sur le coup, déjà, juger si elle est néfaste. Je vais prendre un exemple pour l'ISPO. Je parlais tout à l'heure d'une informatique classique, par exemple, qui permet de juger si quelqu'un peut-être souffre du paludisme, en fait. Si l'algorithme ne marche pas, dès le début, tu sauras que l'algorithme ne marche pas parce que ça ne va pas détecter le paludisme chez la personne. Pourtant, l'intelligence artificielle, tu peux créer une solution, elle marche pour certains éléments. Ça veut dire que réagit bien, par exemple, sur Bellona, elle ne réagit pas bien sur une autre personne en fonction de certaines conditions. Ça veut dire que
son impact est évolutif dans le temps. C'est pourquoi l'éthique là-bas, c'est pourquoi le boom d'éthique dont je vous parlais, parce que la solution que tu mets aujourd'hui sur pied et que tu trouves bien, il faut du temps, en fait, pour vraiment assess si la solution est éthique. Et c'est pourquoi l'éthique de l'intelligence artificielle fait plus de boom. Ce n'est pas comme si l'éthique dans d'autres domaines de la technologie n'existe pas, ça existe. Mais dans l'éthique, ça fait plus de boom parce que la plupart des solutions non éthiques, on les découvre après que ça fait des dégâts. Ça fait de très grands dégâts et il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Alors, prochaine slide. OK, alors, c'est quoi l'objectif? L'éthique, comme j'ai dit déjà, l'éthique est fondamentalement, l'éthique est là pour assurer le bien-être humain. Bien-être humain par certains principes, par certaines valeurs. C'est pour assurer le bien-être humain. On ne parle pas d'éthique. Dès qu'on parle d'éthique, on parle d'une conception centrée sur l'humain. Une conception ou un projet éthique, c'est une solution, un projet qui protège l'homme, quelle que soit la situation. Prochaine slide. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon? Vous avez le slide? Oui, c'est bon. Okay. Oui, c'est bon. OK. OK, nous sommes là. Alors, maintenant, pour s'assurer du bien-être humain dans le développement des solutions d'IA éthiques, il y a certains piliers ou certains principes qui ont été établis par ces principes-ci dont je vous présente actuellement ont été développés par un organisme en collaboration avec l'Union européenne et aussi d'une autre organisation au Canada et d'une autre organisation en Australie. Ils ont proposé certains piliers qu'ils ont trouvés, qu'ils ont jugés utiles pour le développement des solutions d'IA éthiques. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé de rassembler les piliers qui revenaient le plus, quelle que soit l'organisation. Alors, le premier pilier qui revient, c'est le respect des droits humains. Nous savons que la Charte des droits humains a défini déjà par défaut des valeurs qui rendent les hommes tous égaux. Nous sommes tous égaux par cette charte-là. Et cette charte-là prône déjà le bien des humains. Et c'est le premier pilier qui a été choisi pour le développement des solutions éthiques. Alors, le respect des droits de l'homme promeut la dignité humaine et l'égalité pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire dans le développement d'une solution technologique, en fait? Ça veut juste dire que lorsque tu veux faire une solution éthique, il faudrait qu'elle ne différencie pas, par exemple, des personnes vivant, par exemple, au Cameroun et des personnes vivant au Sénégal, par exemple, qu'elle nous prenne, elle ne s'attarde pas sur la différence Sénégal-Cameroun, mais qu'elle considère juste l'entité humaine qui est traitée par la solution, qu'elle ne prend pas en compte ses caractères. Pareil aussi pour des choses comme le genre et autres, ou la race. Le respect de la société, de son environnement. Tu ne peux pas créer une solution IA, par exemple, même si elle est là pour résoudre un problème sérieux, mais qui dégrade l'environnement ou dégrade la société. Tu ne peux pas le faire. La robustesse et la sécurité, il faut créer des solutions précises et de haute sécurité. Précises en ce sens où tu ne peux pas créer une solution, par exemple, comme je disais, qui agit bien sur A et n'agit pas bien sur B, qui n'est pas reproductible aussi, ou alors une solution qui expose les données, la confidentialité des données. C'est là où on parle de sécurité ou d'une solution qui peut être facilement hackée et exposer la vie des gens. Tu ne peux pas le faire. Justice et équité, c'est juste de créer
de créer une solution qui est juste avec tous ceux qui sont exposés à la solution. La transparence. La transparence, c'est un aspect très, très important dans le développement des IA éthiques parce que si vous vous rendez compte, comme je disais au début, s'il y a un frein, d'adoption des IA dans la société où il y a un frein des personnes à s'intéresser aux intelligences artificielles, c'est juste parce que les intelligences artificielles les plus performantes, je peux dire comme ça, ce sont des intelligences artificielles qu'on ne comprend pas. Je vais prendre un exemple dans le domaine de la médecine. Imaginons une solution qui permet de détecter le cancer et qui donne des solutions du genre il faudrait opérer le patient, mais que le médecin ne comprend pas pourquoi il faut opérer le patient. Comment est-ce qu'il va faire pour convaincre le patient de se faire opérer? Donc, il faut que ce soit transparent. Et qui dit transparent dit explicable, qui dit aussi traçable. Le droit de contestation. Alors, nous sommes des hommes, nous sommes libres, nous sommes égaux. On n'aimerait pas des solutions qui nous contraignent à faire quelque chose. Le droit de contestation, c'est de donner toujours la possibilité à quelqu'un de pouvoir contredire la solution. Tout comme dans la vie, ça se passe. Si j'arrive là, je dis, voilà, je veux que nous comportons ainsi par rapport à un problème. Ce ne doit pas être une contrainte. L'autre personne en face de moi doit toujours être capable de dire, moi, je pense qu'on doit faire comme ça parce que. Le droit de contestation et la transparence sont très liés parce qu'au final, c'est juste de donner la possibilité aux gens de comprendre ce qui se passe derrière, de sorte à accepter la solution parce qu'ils le comprennent. La responsabilité, le droit de responsabilité. Si là maintenant, je vous demande qui est responsable lorsqu'une IA se comporte mal, est-ce Bellona qui est responsable parce que c'est elle qui a développé peut-être le modèle? Est-ce les personnes qui ont fourni les données, par exemple? Est-ce celui qui a porté le projet? Ainsi de suite. La notion de responsabilité, pour le moment, n'est pas assez définie et elle devait être définie. C'est pourquoi elle fait partie des 7 piliers nécessaires. On devrait savoir qui en est responsable. Et pour ma part, ma petite contribution, ce que je dirais, c'est que c'est toute l'équipe et les personnes autour du projet qui en sont responsables. Parce que c'est la responsabilité de ces gens de trouver un consensus de sorte que tout le monde soit protégé par la solution. Enfin, nous avons le respect de la confidentialité qui est très nécessaire. Les preuves sont là. Dernièrement, lorsqu'on a eu modification, par exemple, des mises à jour de WhatsApp, je crois, on a vu tout ce que ça a créé parce que c'était même un malentendu de cette nouvelle règle-là. Les gens ont compris que les données devaient être exposées ou vendables et ainsi de suite. Et vous avez vu tout ce que ça a créé. La confidentialité, c'est quelque chose qui est cher à l'homme et elle devait être aussi transférée dans les intelligences artificielles pour garder cette confidentialité-là qui nous rend autonomes. Prochain slide. Alors, maintenant, le problème et un grand problème qui se pose en éthique, c'est les problèmes de dilemme. C'est quoi un dilemme? Un dilemme, en fait, c'est juste lorsque 2 valeurs ou 2 principes éthiques évoluent en sens contradictoire. Je vais prendre un exemple très simple ici. Le dilemme qui existe toujours entre l'équité et l'égalité, par exemple. On dit qu'une solution est équitable lorsqu'elle traite toutes les personnes qu'elle a en face de soi. On dit qu'une solution est équitable lorsqu'elle traite chacun en fonction, par exemple, de sa représentation, en fonction de son importance. Lorsqu'on parle d'équité, on parle d'une certaine pondération. Pourtant, lorsqu'on parle d'égalité, c'est de considérer tous les sujets de la même façon. Prenons un exemple classique de classification en intelligence artificielle. Si tu es en train de résoudre un problème de classification et que, par exemple, dans ton échantillon, il y a trop d'éléments, il y a trop de personnes appartenant à une certaine classe, déjà, l'égalité ne peut pas être applicable. Parce qu'en appliquant l'égalité, tu vas forcément discriminer les personnes qui sont peu représentées.
Mais à ne pas traitant tout le monde de façon égale, mais de façon équitable, ce qui est aussi bien. En fait, tu ne respectes plus ce dont on a parlé au début, le respect des droits des hommes, parce que tout le monde est enfin, et tout le monde est égaux de par la loi et tous les droits de l'homme. Donc, c'est toujours quelque chose qui existe. Il faut toujours trouver le juste milieu entre certaines valeurs telles que l'équité, l'égalité, la justice et la confidentialité. Pour expliquer la justice et la confidentialité, je vais prendre l'exemple de la médecine personnalisée. Pour personnaliser une solution médicale, il faut aller plus en détail sur certaines informations du patient, appelées données, par exemple, les données sensibles. Mais par contre aussi, on a parlé de sauvegarder la confidentialité. J'espère que vous comprenez un peu ces dilemmes-là qui existent entre les valeurs. La véritable question ici à se poser, c'est comment on gère ces dilemmes-là. Prochain slide. Pour gérer les dilemmes, il existe une panoplie de choses qu'on peut faire. J'ai essayé de lister les actions qui peuvent déjà donner une bonne voie de résolution des dilemmes. J'essaie de les citer par ordre. Donc, la première chose pour moi qu'il faut faire, c'est de collecter le maximum d'informations sur les principes ou sur les valeurs qui sont contradictoires. Je vais prendre un exemple très simple. On me demande de choisir, par exemple, entre deux médicaments. Le premier médicament, par exemple, lui, la durée de traitement est très longue, mais il n'est pas agressif. Le deuxième traitement, la durée de traitement est courte, mais il est très agressif, en fait. Par exemple, dans ce cas d'exemple, je prends, il y a un dilemme entre la durée de traitement et l'agressivité du traitement. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le maximum d'informations sur le traitement 1 et sur le traitement 2. Ensuite, je vais hiérarchiser les valeurs en fonction du contexte. Qu'est-ce qui veut dire hiérarchiser les valeurs? C'est juste dans le cas précis de trouver la valeur qui prédomine. Par exemple, dans le cas où je vous parlais, s'il s'agit de traiter, par exemple, une maladie, comment je vais dire, une maladie ponctuelle. Si c'est traiter une maladie ponctuelle, j'appelle une maladie ponctuelle ici, une maladie où si par exemple on ne te traite pas aujourd'hui, demain ça ne servira plus à rien. Moi je vais choisir le traitement 1 qui a une courte durée et qui est agressif parce que si je prends le traitement qui est long, au bout de 3 jours, je te perds parce que ta maladie est ponctuelle. Mais par exemple, si c'est une maladie qui est étalée sur le temps, je vais prendre le deuxième cas parce que, voilà, dans ce cas de figure-là, telle valeur est supérieure à une autre. C'est comme ça qu'on hiérarchise les valeurs. Pour hiérarchiser les valeurs, il faut avoir un maximum d'informations sur le problème à gérer. Ensuite, on hiérarchise les valeurs en fonction des attentes. Ensuite, on analyse les conséquences. Analyser les conséquences, c'est comme dans toute chose, dans toute prise de décision, on analyse les conséquences sur l'environnement, les conséquences ponctuelles, les conséquences sur le temps. On analyse les actions à prendre également. Et puis, on discute avec les parties prenantes. Très, très important parce que lorsqu'on prend une solution éthique au sein, lorsqu'on décide de transmettre une valeur à une solution éthique, on se concerne avec toutes les personnes qui sont dans le projet, que ce soit des personnes qui développent la solution, des personnes qui vont utiliser la solution, les personnes qui ont payé pour le développement du projet. Il faut que nous trouvons un consensus, c'est ça qu'on appelle discuter avec toutes les parties prenantes et de prendre la décision finale. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de discuter, si à un moment, une seule personne trouve que il n'est pas à l'aise avec la solution, on ne le rabroue pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver d'autres arguments pour le convaincre. De sorte que demain, si la solution n'est pas un problème, nous en sommes tous responsables. Prochain slide. Ok, c'est pareil. Next, toujours. Next. Ok. Maintenant, non, previous slide. Previous slide.
C'est bon ou bien? Slide précédent. D'accord, désolé. OK. Ici, on va parler des biais. D'entrée de jeu, c'est bon à ce niveau. D'entrée de jeu, je disais, on parlait d'éthique pour réduire les biais que nous, humains, nous avons dans la prise de décision. L'éthique est là pour l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est pour nous permettre de mettre les solutions qui sont hors. Allô, Bellona? Je pense que nous sommes en train de perdre Bellona encore une fois. Merci, je pense qu'elle a plutôt un problème de connexion là. Ouais. Bellona, vous êtes là? Ouais, je pense qu'elle n'est plus en ligne en fait. Yeah, ouais. Allô? 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 Allez-y, Bellona, nous vous entendons. OK. Je disais d'entrée de jeu que l'IA éthique est là pour corriger les biais que nous, humains, nous avons lorsque nous prenons les décisions. Nous pouvons prendre une décision correcte aujourd'hui, mais demain, dans la même situation, nous prenons une autre décision par rapport à la situation, dépendant de notre environnement, notre tempérament du jour et ainsi de suite. Donc, le rôle de l'intelligence artificielle éthique est de réduire les biais dans les solutions que nous mettons à disposition des personnes, parce que ce sont ces biais-là qui détruisent les valeurs éthiques. Il existe deux grands types de biais, les biais cognitifs et les biais algorithmiques. Pour faire simple, les biais cognitifs, ce sont les biais qui sont liés à nos croyances en tant qu'humains. Par exemple, je suis née au Cameroun, j'ai une façon de penser, j'ai grandi au Cameroun, j'ai une façon de penser qui m'est propre parce que ça dépend de ce que je vis au Cameroun. Et pareil, si quelqu'un est né au Sénégal, il a sa propre approche de la chose. C'est ça des biais cognitifs. Ce sont les biais qui sont aussi, on peut aussi les appeler les biais qui sont subjectifs, vraiment, qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas contrôlables. Il faut juste essayer de fixer l'objectif à atteindre et de se défaire de ces biais-là. Ce n'est pas des choses qu'on peut citer comme ça, vraiment, parce que ça dépend de l'humain, de l'endroit où les gens ont vécu, de leurs croyances et ainsi de suite. Les deuxièmes, ou appeler encore les biais algorithmiques, c'est les biais sur lesquels on doit effectivement travailler parce que ce sont des biais qui sont mesurables, qui sont palpables. C'est sur ces biais-là que nous devons le plus travailler parce que nous pouvons les corriger grâce aux outils mathématiques, par exemple. Les biais de sélection. C'est quoi un biais de sélection? Un biais de sélection, c'est juste de faire un mauvais échantillonnement sur, par exemple, ton training, sur ton ensemble d'entraînement. Tu fais un mauvais choix, c'est un biais de sélection. Le biais d'exclusion, c'est pareil, c'est toujours au niveau des données utilisées pour faire l'entraînement du modèle. Le biais d'exclusion, c'est un biais dans lequel tu exclus une catégorie de personnes. Les biais de mesure, le biais de mesure, c'est lorsque, par exemple, tu utilises des données provenant de deux distributions différentes pour le test et pour le train. Là, tu fais un biais de mesure. Biais de vérification. Biais de vérification, c'est lorsque tu ne laisses pas les données s'exprimer, mais tu essayes de vouloir confirmer ce que tu penses déjà des données. Je vais prendre un exemple très simple pour illustrer cela.
on te demande de faire une étude relative, par exemple, à la productivité d'un aliment dans une région, parce que tu as une connaissance peut-être du milieu, tu essaies de prouver, par exemple, qu'en tel mois, la culture sera abondante. Tu ne laisses pas les données parler pour apprécier ce que les données te disent, mais tu essaies de confirmer ce que tu penses déjà. C'est un biais de vérification. Les biais raciaux, c'est les biais classiques, les biais où tu proposes une solution internationale, mais tu oublies, par exemple, une race où elles ne sont pas assez représentées dans tes données. Le biais de stéréotypes, c'est par exemple, je vais prendre un exemple simple, c'est par exemple juger toute une communauté juste par le fait que, par exemple, si je peux prendre le cas il y a quel exemple qui est le plus commun là? C'est l'exemple, par exemple, la façon de parler d'anglais, par exemple, pas des Africains, nous avons notre accent là, et à partir de ça, tu généralises toute la communauté, par exemple. Prochain slide. Je pense qu'il y a une question. Je vais répondre à la question directement. À votre avis, la réponse face à ces biais est-elle de les prendre en compte dans l'interprétation des IA ou bien faut-il absolument rejeter toutes les IA qui pourraient être biaisées? OK. La solution pour moi est de réduire les biais. Pour juste faire rire la personne qui pose cette question, les biais ne sont pas toujours mauvais, en fait. Nous sommes de nature biaisée et nous avons besoin d'un certain type de biais même pour faire des solutions correctes. D'accord? Il faut juste les réduire en ce sens qu'il ne faudrait pas qu'un biais contribue fortement à la décision finale. Je m'explique. Il ne faudrait pas, par exemple, que parce que je suis une femme, par exemple, il ne faudrait pas que la solution finale me donne toujours un résultat parce que je suis une femme. Mais c'est pourtant bien de savoir qu'il y a des femmes dans le data training. Donc, pour répondre à la question et faire simple, ce que je dirais, on ne peut pas rejeter les biais. La solution, c'est de connaître les potentiels biais auxquels on peut faire face lorsqu'on a un problème. Et c'est facile de le savoir. Lorsque tu as quand tu as ton dataset, par exemple, si tu veux gérer un problème de classification, de prime abord, tu sais que tu peux faire face à un problème de discrimination. Les biais de discrimination, les biais d'exclusion, ce sont les biais qu'on retrouve le plus dans les problèmes de classification. Donc, dès que tu as un problème de classification, tu dois déjà avoir en tête que tu risques de buter contre un biais d'exclusion et tu commences dans ton dataset de regarder quelles seraient les potentielles sources de ces biais-là. Et lorsque tu as déjà détecté les potentielles sources de ces biais, tu essayes de les réduire. Donc, on ne peut pas rejeter les solutions, mais on doit réduire les biais au maximum en essayant d'identifier dès le début les potentiels biais, les biais les plus inévitables en fonction d'un problème. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avant tout déjà lire les catégories de problèmes qu'on rencontre, les catégories de biais qui sont les catégories de biais qu'on rencontre selon le type de problème. C'est la première chose à faire. De deux, il faut essayer de travailler le dataset, de bien étudier ton dataset, de bien faire une analyse de ton dataset parce que ton dataset te parle beaucoup. Si je suis en train de faire, disons comme ça, je fais juste une simple visualisation et je me rends compte que il y a trop de personnes, par exemple, venant du Sénégal comparé aux d'autres pays d'Afrique. Je dois déjà mettre dans ma tête que si je ne fais pas attention, je risque de favoriser les personnes du Sénégal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne peut pas rejeter les solutions parce qu'elles sont biaisées, mais on peut identifier de prime abord les biais et on essaye de les réduire au maximum. Est-ce que c'est bon? Ok, je vais continuer. Prochain slide. Ok, voici quelques méthodes mathématiques qui existent là pour corriger certains, pour renforcer, si je peux dire comme ça, l'éthique des solutions, dans les solutions d'IA. Il y a le differential privacy
qui consiste à rendre les datasets robustes aux attaques qui permettent d'exposer la confidentialité des samples utilisés dans ton training data. Il y a le federated learning qui consiste à utiliser les données provenant de plusieurs sources afin de produire des solutions robustes. Il y a, il y a aussi des méthodes qui permettent de travailler sur les données sensibles dans un dataset. Prochaine slide. OK, là, j'ai essayé de lister certains outils qui sont déjà prédéfinis par certaines grandes boîtes là et certaines métriques aussi que les gens utilisent pour réduire les biais, dans les solutions d'intelligence artificielle. Je vous recommande vraiment d'aller lire chacune de ces plateformes-là. Selon le problème qu'on a, ça peut être pour réduire les problèmes réduire les biais dans les problèmes de classification, de régression, de reconnaissance d'images et ainsi de suite en NLP, d'aller pour chacun de ces toolkits ou de cette plateforme-là, d'essayer de voir comment ça peut nous aider à défaut d'aller from scratch. Parce que l'idéal quand même, c'est lorsqu'on a un problème, on essaie comme je disais, lorsqu'on a détecté les potentiels biais, on essaie de faire des codes qui nous permettent d'accéder ces problèmes-là nous-mêmes. Mais on ne peut pas toujours aller from scratch selon les problèmes qu'on veut résoudre. On peut déjà commencer avec ces toolkits déjà existants pour essayer de détecter ces biais. Donc, j'invite tout le monde qui suit la présentation à faire un tour sur ces plateformes-là. Parce que je ne peux pas détailler ici toutes ces plateformes-là. Selon le problème, on vous dira par exemple que celui-ci est bien pour les problèmes de classification multiple, celui-là c'est pour les classifications binaires, c'est pour les régressions, ainsi de suite. Next slide. Next slide. OK. Ici, nous voulons juste savoir comment nous pouvons, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les attitudes que nous pouvons mettre sur pied, quels sont les comportements que nous devons adopter pour essayer de faire des solutions éthiques en fait. Et pourquoi est-ce même utile? D'accord? La première chose qu'on essaye de faire dans le premier objectif qu'on essaye de poursuivre l'intelligence avec l'éthique, c'est d'établir la confiance qui existe entre les utilisateurs et les solutions. Je ne peux pas utiliser un produit dont je ne fais pas confiance. Et la plupart du temps, on ne fait pas confiance à un produit parce qu'on ne le comprend pas. C'est ça le problème de traçabilité, ou bien parce qu'il n'est pas contrôlable. En ce sens où je ne peux pas savoir si les décisions qu'il prend, la décision que l'IA prend est fiable, de contrôlabilité ou de transparence. Si je ne comprends pas comment ça fonctionne, je ne peux pas faire confiance. Donc, la première chose à faire, et si vous avez un peu été curieux, tous ces trois topics-là sont des topics on top, là, actuellement, dans les recherches. On essaie de rendre les modèles transparents, contrôlables et traçables. Elles sont toutes liées. On veut juste comprendre comment ça fonctionne, de sorte que les personnes puissent faire confiance en l'IA. Prochain slide. Le respect de la confidentialité est très nécessaire. Pour se respecter la confidentialité, il faut travailler sur la robustesse et la sécurité, parce que ce sont ces deux aspects-là qui permettent de sauvegarder la confidentialité, en ce sens où lorsque la solution est sécurisée, elle résiste aux attaques, et lorsqu'elle est robuste, elle produit toujours des solutions fiables et elle peut même résister aussi aux attaques externes. Prochain slide. OK, la responsabilité, vraiment, la responsabilité, c'est aussi un élément très, très essentiel. Et pour définir la responsabilité au sein d'une équipe, il faudrait déjà que tout le monde essaye de comprendre comment le projet fonctionne et ensuite que chacun essaye de comprendre à quel moment on doit faire telle action pour empêcher, par exemple, que quelque chose de mal surgisse. Il faut définir les responsabilités. Par exemple, si au sein de l'équipe, il y a le développeur et ainsi de suite, le développeur doit travailler, par exemple, sur les biais algorithmiques.
celui qui doit porter le sujet doit se rassurer que la pensée tout autour du projet, par exemple, c'est une pensée éthique. On doit définir les responsabilités et chacun à son niveau doit essayer de respecter, faire ce qui est bien. Je vais prendre une autre question. Ah, ok, merci beaucoup, c'est clair. Ok, next slide. Comment assurer une IA éthique pour tous? La réponse est très simple. Il faut déjà essayer de savoir quelles sont les parties prenantes lorsqu'on développe une IA. Ça concerne qui? Parce que ce sont ces personnes-là qui doivent assurer l'éthique, qui doivent assurer que l'IA est éthique. La première chose, les utilisateurs. Ce sont les personnes les plus exposées à la solution. Alors, comment je m'assure en tant qu'utilisateur profane de l'IA, je ne sais pas comment l'IA fonctionne et tout, comment je m'assure, comment je me protège, comment je m'assure que l'IA qu'on développe me fera du bien? Première chose que je dois faire, je dois m'éduquer. Aujourd'hui ou dans 10 ans, vraiment, je ne sais pas dans quel domaine il n'y aura pas l'IA. L'IA est déjà ça s'applique partout et à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, tu devras utiliser l'IA. Même à présent, déjà dans plusieurs applications dans notre téléphone, on est soumis à des applications IA et ce n'est pas vraiment correct d'utiliser cette solution-là si je ne sais pas de quoi il en retourne en fait. C'est pourquoi tout le monde ne devrait pas faire forcément de la recherche ou devenir ingénieur d'intelligence artificielle, mais avoir une idée de ce que c'est. Tout comme aujourd'hui, nous tous nous utilisons les smartphones. Pourtant, il y a par exemple 10 ans, c'était une catégorie de personnes qui l'utilisaient. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise parce que c'est utile et c'est partout en fait. Ce sera pareil avec l'intelligence artificielle. Donc, en tant qu'utilisateur, je dois m'éduquer. Et pour s'éduquer, c'est très simple. C'est participer aux conférences comme ça, comme le Indaba X. C'est lire certaines chroniques technologiques sur l'intelligence. C'est des trucs assez basiques, mais qui te permettent de savoir, par exemple, que si demain, je viens te demander, par exemple, de remplir un formulaire parce que je veux faire une solution d'IA, quand tu comprends l'intérêt pour toi, par exemple, de donner des données fiables, des données vraies dans ce formulaire-là. Si tu sais qu'en donnant les données fausses dans ce formulaire, ça peut créer plus tard une mauvaise solution, je vous rassure, chacun va prendre ses responsabilités en main. Parce que pour le moment, lorsqu'on demande à quelqu'un, par exemple, de remplir un formulaire, un survey pour prendre les données, pour récupérer les données, lorsqu'on fait la collecte des données, la plupart des gens ne répondent vraiment, mais sans comprendre quelle est la portée de leur réponse dans ce qu'ils font. Et s'ils donnent des mauvaises réponses, ils biaisent déjà le modèle dès la base. Donc, tout le monde est concerné. La deuxième catégorie, next slide, c'est les décideurs. Les décideurs, en fait, ce sont des gens, par exemple, qui portent un projet, qui représentent une société. Je vais prendre l'exemple d'un décideur. Un décideur, c'est par exemple, c'est un hôpital qui veut, par exemple, une solution d'IA pour détecter le cancer. Il est décideur parce que tout ce qui va se passer tout au long du développement, ce sera fait sous son autorité. On ne va pas collecter les données, par exemple, sans son aval. On ne va pas faire telle chose sans son aval. Les décideurs doivent être conscients de leur position, mais ne doivent pas en abuser. Ils ne doivent pas transférer leurs opinions du genre « Moi, j'aimerais que la solution IA fasse telle chose, mais ne fait pas telle chose, par exemple. » Non, il faut juste définir l'objectif. Nous voulons soigner le cancer et laisser les données, l'environnement dans lequel nous allons collecter les données et travailler, produire la solution qui fit avec l'environnement. Il ne faut pas de prime abord donner la direction à suivre parce que lorsqu'on donne la direction à suivre, en fait, on infère nos opinions dans la solution. Troisième aspect, penser communauté. Lorsque je décide de produire une solution IA qui sera utilisée dans la société, ce n'est pas ma solution, bien que je porte le projet, ce n'est pas ma solution. Il faudrait que la solution soit OK pour la communauté. Ce n'est pas ma solution, même si c'est moi qui porte le projet. Troisième catégorie, les développeurs, qui sont les personnes, pour moi, qui doivent le plus bosser ou le plus se donner pour les solutions IA éthiques parce que c'est eux qui sont vraiment
c'est eux qui touchent la solution du doigt, c'est eux qui manipulent les données, ainsi de suite. C'est pourquoi à eux, qu'est-ce qu'on prend, c'est de vraiment s'éduquer. Aujourd'hui, on est dans un monde où on parle de data science, on parle de data ingénieur, on parle de IA, tous ces métiers relatifs à la data science. Elles sont tous relatifs à la data science, mais chaque corps de métier a des particularités. Alors, avant de se lancer dans le développement d'une solution IA, si je suis par exemple data ingénieur, il faut que je me rassure que j'ai comblé le côté, par exemple, IA. Est-ce que je maîtrise telle chose? Ce n'est pas parce que je fais de data engineering que je vais partir plonger comme ça facilement dans le développement de solutions IA. Il faut que je complète mon éducation. Il faut vraiment s'éduquer. Il faut vraiment savoir mon corps de métier, qu'est-ce que je dois connaître et comment je dois faire pour les connaître, quels sont mes outils que j'utilise, quels sont moi mes objectifs dans l'équipe de travail. Ensuite, il faut faire une équipe de travail diverse, très important, parce que en tant qu'informaticien, j'ai beau travailler, lire ces règles d'éthique et tout, il n'y a que des personnes faisant, par exemple, des sciences sociales qui maîtrisent l'ampleur, qui maîtrisent du bout du doigt ces valeurs-là. Alors, c'est pas vraiment conseillé de faire une équipe pour une solution sociale, mais qu'à l'intérieur, on ne trouve pas, par exemple, des sociologues, parce que c'est eux qui apprécient mieux l'impact de la solution dans la société. Donc, ils doivent faire partie, par exemple, de l'équipe. Inclure les valeurs éthiques dans les solutions IA. Pour inclure ces valeurs éthiques, déjà, il faut déjà les connaître. Malheureusement, je disais ça à la conférence avec Women in Machine Learning, en Afrique, nous n'avons pas encore un standard de valeurs éthiques parce que les valeurs éthiques dont j'ai cité tout haut, ça venait de 3 pays, le Canada, l'Union européenne et l'Australie. Il est temps, par exemple, qu'au Sénégal, que des chercheurs, des personnes établissent vraiment les valeurs éthiques à suivre au Sénégal. Le Cameroun devrait faire le sien, par exemple, ou alors nous devrons nous rassembler et faire quelque chose de propre à l'Afrique et que chacun puisse savoir les valeurs qui importent dans les solutions IA éthiques pour l'Afrique, par exemple. Réduire au maximum les biais. Pour ce faire, il faut déjà connaître les biais qui peuvent, connaître les différents biais, connaître quels sont les potentiels biais face à une solution et travailler dessus. Next slide. OK. Conclusion, next slide. OK. En conclusion, voilà quelques recommandations, si je peux appeler ça comme ça. C'est que l'IA, c'est parfait. Nous sommes tous d'accord que l'IA est nécessaire. L'IA est bien. Mais attention, si l'IA n'est pas éthique, nous allons perpétuer les injustices qui se passent déjà dans plusieurs services, que ce soit les services de recrutement et ainsi de suite. Nous voulons que les machines nous aident et nous aident à nous améliorer. Il ne faudrait pas que les machines viennent automatiser nos erreurs. C'est pourquoi il est important vraiment de penser IA éthique. Et elle n'est possible que par le respect de certains des principes fondamentaux dont on a cité plus haut. Deuxième chose, les principes, ça ne garantissent pas une IA éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais les principes de l'IA. Je sais ce qu'il faut. Ça ne suffit pas. Maintenant, il faut les transmettre aux machines. Et c'est toute une autre science. Parce que chaque principe inculque une certaine valeur et chaque valeur se fait par un outil mathématique. Il faut les connaître parce que c'est grâce à eux que je vais inclure ces valeurs-là aux machines. La communauté IA seule n'est pas concernée dans la mise sur pied des solutions IA. Non. Nous, IA, ingénieurs ou tout ce qu'on veut, on sait coder, on sait appliquer, utiliser telle métrique, on sait travailler sur notre dataset, mais on ne connaît pas apprécier l'impact social d'une solution. Donc, travaillons tous ensemble. L'IA éthique n'est pas un problème juste des personnes de la communauté IA, c'est un problème de tout le monde parce que déjà, les données que l'on utilise proviennent des utilisateurs qui n'ont rien à voir avec l'IA, mais c'est sur ces données-là que les données ont un très grand intérêt dans la solution mise sur pied. La diversité est un aspect fondamental pour l'IA éthique, je l'ai déjà dit, c'est fondamental. On ne peut pas parler d'éthique sans diversité. L'IA éthique est la clé pour les questions faciles de l'IA dans notre quotidien.
je ne vois pas une autre façon normale pour que l'IA soit acceptable. Pour que l'IA soit acceptable par tous dans nos sociétés, il va falloir qu'elle soit éthique. Parce que personne ne sera d'accord, par exemple, à confier sa vie, confier une décision qui concerne sa santé, son éducation à quelque chose qui n'est pas éthique, ou alors quelque chose qu'il ne comprend pas, ou quelque chose qui n'a pas confiance. Prochain slide. Voilà quelques références à lire. Il y en a plusieurs. Prochain slide. Et voilà mon contact pour des personnes qui voudraient collaborer ou besoin de plus de ressources, de discussion ou quoi que ce soit, d'autres ressources, de me contacter sur cet email. Je suis également active sur LinkedIn. Tapez juste Bellona Sona et vous allez voir mon contact sur LinkedIn. Merci. Merci beaucoup, Bellona. Merci pour cette belle présentation. Nous nous excusons encore une fois pour ces soucis de connexion. Donc, voilà, comme on a un peu débordé, nous allons juste prendre peut-être 2 questions. Donc, s'il y a des gens qui voudraient demander quelques questions à Bellona, donc nous vous écoutons, par exemple. Il y a une main levée, Sora. Il y a 2 mains. 2 mains levées. Il y a 2 mains, OK. D'accord. Les gars, pardon, je veux parler. Donc, il y a Fopa Junior. Il y a aussi Mamadou Lamine. Donc, Mamadou Lamine, vous pouvez y aller. OK. Donc, merci, Bellona, pour cette belle présentation. Juste concernant l'IA dans le secteur de la santé, quelles sont les perspectives pour la sécurité des soins et la protection du patient? Oui, tu soulèves là exactement les 2 problèmes cruciaux dans l'IA éthique dans la santé. Comment protéger les patients? C'est très important. Alors, les perspectives que je lis dans les recherches actuellement, c'est de trouver des solutions où des personnes ont leurs données sur place, un peu comme qui ont leurs données dans des trucs amovibles, en fait. J'ai vu un article qui parlait de que chacun ait, par exemple, les données le concernant. Elle a pris le... Oui. Allô? Ah oui, donc je vous entends. Oui, je disais, la solution, la perspective qui me semble correcte et faisable, c'est que les données ne soient pas rassemblées au même endroit dans un dataset. Tu vois un peu? Ça veut dire que les solutions doivent rester de façon locale, que chacun possède ses données médicales, un peu comme son carnet. Et lorsqu'on veut, on a besoin de tes données, par exemple, pour produire la solution ou pour t'examiner, que tu connectes comme si tu connectais une clé et qu'on travaille uniquement sur tes données et que c'est toi qui restes le propriétaire de ces données-là. Parce que les données de santé sont très prisées aujourd'hui et elles sont aussi très confidentielles. Lorsqu'on les rassemble dans un dataset quelque part, si on réussit à attaquer cette donnée-là, forcément, on va vulgariser les données médicales des personnes. Pourtant, si on trouve des solutions, comme si tu as entendu parler, j'ai parlé du federated learning, où chacun reste de son côté avec ses données. Et puis, lorsqu'on a besoin de toi, tu donnes juste ta permission d'utiliser les données pour quelque chose. On l'utilise, mais c'est toi qui restes maître de tes données. C'est pour en même temps protéger les patients et faire des solutions robustes parce que les données vont venir de plusieurs sources. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est le patient qui doit être donc à la responsabilité de ces données. Oui, puisqu'il y a, si quelque chose vaut de l'or pour toi,
tu mettras tout en œuvre pour la sécuriser toi-même. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est pareil, c'est le même principe aujourd'hui. Si tu te rends compte, lorsque tu vas à l'hôpital, tu vas avec ton carnet et lorsque tu quittes l'hôpital, tu rentres avec ton carnet, c'est pareil, tu vois. Et le médecin, même si c'est ton médecin, chaque fois que tu viens, il reconsulte ton carnet parce qu'il ne peut pas retenir toutes les données dans sa tête. Par contre, mais dans le cas où je parle, tu auras ton carnet, si je peux dire, ton carnet numérique en fait. Est-ce que tu vois un peu? Que de stocker des données dans les hôpitaux, parce que plus on stocke des données quelque part, les gens savent qu'il y a des données quelque part, cette base de données-là est soumise aux attaques. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi je dis que ça sera, donc c'est le patient qui va prendre donc la responsabilité de ces données. Oui. D'accord. Le droit d'accès, tout ça, quoi. Le droit d'accès, quoi. Oui, c'est le patient qui donne accès à ces données. Tout comme quand tu vas à l'hôpital, tant que tu donnes ton carnet à ton patient, bah, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Dès que tu ne donnes pas ton carnet au médecin, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil, tu donnes le droit d'utiliser tes données. Comment tu sais qui a utilisé tes données? S'il fait une solution, par exemple, sur le palu, tu sauras qu'il est en train de faire une solution sur le palu parce qu'il te demandera la permission d'utiliser tes données. C'est pas comme aujourd'hui, on stocke tout dans les machines à l'hôpital et quand quelqu'un veut les données, on vend les données sans le consentement des patients, tu vois. Et en cas de problème, tu trouves ces données qui sont exposées un peu partout. Tu ne sais même pas ce qu'on a fait de tes données. Par contre, si chaque fois tu as tes données et tu donnes la permission sur tes données, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus de sécurité à mon avis. D'accord. Merci, Sona. C'est bon, merci, au revoir. Merci aussi. Alors, donc, nous pouvons passer à M. Fokpa Junior pour votre question. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, merci pour la présentation. Moi, c'est M. Fokpa Junior, jeune ingénieur à l'université Cheikh Anta Diop. J'aimerais savoir, à propos de l'IA et l'éthique, est-ce qu'il existe des institutions en Afrique qui sont chargées de réglementer cela? Il n'y en a pas encore. Bon, il n'y en a pas encore des institutions totalement africaines. Il n'y en a pas encore. Mais actuellement, il y a à l'université au Ghana, je pense au Ghana, je pourrais vérifier, il y a une institution allemande qui travaille avec des chercheurs au Ghana. Ils sont en train d'implanter une institution au Ghana pour travailler sur les problèmes éthiques africains. Et il y a par contre plusieurs mouvements éthiques, des personnes qui se rassemblent en collège, en chercheurs, pour essayer de travailler sur les problèmes éthiques en Afrique de façon générale. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de réglementation. Et ça t'explique parce que après... Allô, madame? Et au Sénégal, il y a une agence, mais c'est pas dans tous les... Ce qu'il faudra d'ailleurs, c'est de réguler les questions des données. Les données ne sont même pas déjà régulées, les données ne sont pas encore régulées, donc on ne peut pas encore parler des agences de régulation d'éthique. Il n'y en a pas encore, on y pense. Et c'est pourquoi tu vois des groupes de chercheurs qui se mettent ensemble, travailler sur des problèmes. Déjà, c'est ce qu'on fait à Afro Leadership au Cameroun. Nous avons récemment ouvert ce côté IA éthique, et c'est ça. On travaille sur des problèmes d'éthique, sur des solutions éthiques technologiques au Cameroun. On pense à faire des frameworks qui vont réguler ça. Est-ce que ce sera adopté à l'échelle nationale? On ne sait pas encore. Mais toujours est-il que tous ceux qui passent par nous pour intégrer une solution au Cameroun, on vérifie si ça respecte les standards éthiques que nous avons définis. Donc, pour le moment, c'est encore des collèges, mais je crois qu'avec le temps, ça va devenir à l'échelle nationale ou pourquoi pas continentale à l'échelle de l'Afrique. Merci, madame. Merci aussi. Merci beaucoup, Bellona. Merci, c'était un grand plaisir de vous écouter et nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité. Merci aussi à vous et désolé encore pour mon problème de connexion.
Il n'y a pas de souci, nous comprenons parfaitement. Merci beaucoup. Alors, donc c'était la dernière présentation du jour. Donc, merci à tout le monde pour votre patience. Mais ce n'est pas encore terminé. Nous allons vous demander surtout d'accepter les demandes d'être panélistes qui vous ont été envoyées pour qu'on puisse prendre les photos plus tard. Mais je sais que vous êtes impatients aussi de voir les résultats de notre hackathon. Donc, les résultats du leaderboard. Donc, je m'en vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, les résultats du private leaderboard. J'espère que vous êtes prêts. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oups. Oh, OK. Donc, voici les résultats du hackathon du Indaba X Sénégal 2021. Alors, ça, c'est le private leaderboard. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train déjà de jubiler. Donc, nous avons en première position Future App de l'Université Cheikh Anta Diop. Nous avons en deuxième position Coolman. Et en troisième position, nous avons Miss Fit, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces trois personnes qui seront primées. Et il y aura certainement des procédures pour envoyer vos notebooks et tout ça. Donc, vous aurez les informations concernant cela. Donc, nous voudrons juste profiter pour féliciter tout le monde d'avoir participé à ce hackathon, parce que je pense que l'essentiel, ce n'était pas peut-être de gagner, mais aussi de participer et ce que vous allez apprendre à partir de ceci. Donc, nous vous encourageons à participer à plus de compétitions sur Zindi comme ça. Donc, nous remercions également Zindi pour son partenariat et j'espère que vous allez continuer à utiliser la plateforme Zindi pour vos apprentissages, mais également pour gagner des compétitions de ce genre. Merci encore à tout le monde. Merci à tous les participants. Alors, je vais laisser la parole à M. Diba, qui est le président de la commission d'organisation du Indaba X Sénégal 2021. Donc, il va vous donner les mots de clôture de cet événement. Et aussi, ne vous déconnectez pas parce qu'on aura à prendre les photos. Merci encore une fois à tout le monde. Daouda, si tu es là, vous avez la parole. Oui. Merci Sora et merci encore pour ces résultats sur le hackathon. Donc moi, je m'en vais juste donner des mots de clôture de l'événement. Est-ce que vous voyez mon webcam? Voilà, c'est bon. Donc, pour le mot de clôture, bon, je dirais que j'invite en tout cas tous les acteurs de l'IA du Sénégal à participer davantage à ces genres d'initiatives telles que le Indaba X Sénégal 2021. Donc, les communautés Women in Machine Learning and Data Science et Galsen AI sont pleines de jeunes qui sont conscients du monde de demain. Donc, nous vivons une avancée technologique, en tout cas sans précédent. Et à côté de l'intelligence artificielle, on peut citer des technologies telles que la blockchain, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le quantum computing, et même une dernière technologie qui regroupe toutes ces quatre-là dont on appelle le dark technology. Elles auront un impact positif ou non, ça peut être toujours discuté en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons maîtriser ces technologies si nous voulons avoir un mot à dire dans le monde de demain. Donc, nous apprécions beaucoup le soutien de l'Université virtuelle du Sénégal qui nous a accompagnés tout au long de cet événement. Nous remercions aussi Monsieur le coordonnateur de l'UVS, Monsieur Moussalo, ainsi qu'à toutes les équipes de l'UVS partant de la DAF, la DDC, la DCM, la DISI et la DENO. Nous remercions en même temps nos sponsors, nos speakers,
les participants et à tous les organisateurs de cet événement Indaba X. Un remerciement particulier à M. Sireiba qui a en tout cas beaucoup contribué à la recherche de speakers. Ça a été vraiment d'une grande aide aussi de l'avoir pour cet événement. Nous remercions tout le monde de votre présence et nous vous donnons rendez-vous au prochain Indaba X Sénégal 2022, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Daouda. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez tous activer vos webcams. Comme ça, on va prendre les dernières photos et se donner rendez-vous l'année prochaine. Donc, El Haji Abdou, Hadijatou Fall Samb, Aïssatou Paye, Ismaïla Sek, Lily, si vous pouvez juste activer vos caméras, Mariama Dramé. Ok, peut-être le reste ne sont pas disponibles pour activer leur caméra, mais en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain Indaba. Merci infiniment pour votre présence. Et merci au comité d'organisation, c'était très, très bien fait. Merci bien. Allez, au revoir. Allez, bye bye. Modératrice internationale.